Qu'est-ce que c'est? Un pli à remettre en main propre. Par ici. C'était des gendarmes? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Je sais point, je suis resté dans l'antichambre. Le moustachu, il portait un pli. Sûr que c'est des mauvaises nouvelles. Allez, va donc me chercher 2 grosses bûches. Ben va. Ouais, j'y vais, j'y vais. Amédée! Vous voulez bien le pardon, mademoiselle Clarisse. Qu'est-ce que voulaient ces militaires? Je sais point, je suis resté dans l'antichambre. Le moustachu? Oui, oui, merci Amédée, j'ai vu. Moi, j'aime point voir des soldats dans la maison. Moi non plus, Henriette. Ah, mademoiselle Clarisse, le père Balincourt va fermer boutique. Et pourquoi donc? Mais ses 2 fils viennent d'être recrutés. Ils ont tiré le 1 et le 8. Sa femme est morte en décembre de l'espagnolette et lui, il a des fièvres. Il préfère fermer. Je ne le plains pas. Il est riche et il n'a jamais fait crédit aux pauvres. Je plains les fils qui vont aller se faire tuer en Espagne et en Autriche. Ah, il y aura bientôt plus de garçons. Me dis que tu viens. Père veut nous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Mes chères filles, les militaires que vous avez vus ce matin étaient porteurs d'une mauvaise nouvelle. L'aile droite de la maison est réquisitionnée pour loger un colonel. Un colonel de cavalerie, le comte Maxime d'Aurillac. Pour combien de temps? Je ne sais pas, 2 semaines environ, je crois. Depuis que le maréchal Bessières nous est arrivé d'Espagne, vous avez vu cette agitation, ces charrois incessants. Si j'ai bien compris, on réorganise des régiments. Une nouvelle guerre se prépare. Un nouveau massacre. À la santé de ce maudit Bonaparte. Clarisse, ce n'est pas le moment, je t'assure. Où en étais-je? Ah oui. Oui, alors ce colonel est un adjoint de Bessières qui l'a fait venir de Paris. Il arrivera dans 4 jours. Voilà. Je n'en sais pas plus. Mais mon père, pourquoi est-ce nous qui avons été choisis pour recevoir ce monsieur? Je l'ignore, Odile. Peut-être parce qu'une partie de la maison est inoccupée, peut-être parce que le camp de Vitrolles est près d'ici et que c'est là que sont logés tous ces militaires. Et vous ne pouvez pas refuser? Mais non, tu sais très bien que je suis surveillé par la police. Mais vous ne faites rien contre qui que ce soit. Mais je ne fais rien, je ne fais rien. Je fais que j'existe et qu'ils savent que je suis contre le régime. Ils me laissent en paix, ils me tolèrent, à condition que je ne rue pas dans les brancards. Je ne peux que m'incliner. Je n'ai pas envie de reprendre le chemin de l'exil. Je veux que vous puissiez continuer de vivre tranquillement ici, toutes deux, dans la maison de votre mère. Allez, Horace. Rivière, cascade, cataracte. Cataracte? Qu'est-ce que c'est? C'est une chute d'eau. Ouais, c'est comme la cascade. Oui, pareil. Oui. Odile, où est ta sœur? Elle n'est pas là, mon père, elle est en ville. Elle cherche un nouvel épicier. Bon, je la verrai tout à l'heure. Alors, Amédée, comment va la lecture? Bon, Il ira bientôt comme un académicien. L'instruction, Amédée, l'instruction est la pierre de voûte de la liberté. Tu es bien pressé. J'ai affaire en ville. Tu as eu ce que tu voulais. Alors, sitôt fait, tu t'en vas. Exactement. Et moi, si j'ai besoin d'autre chose... Tu n'as qu'à te marier, Benoît. Notaire, veuf, riche. Tu n'auras aucune peine à trouver un beau parti. Les hommes se font rares aujourd'hui. Et si c'était toi que je voulais comme femme? Mon pauvre Benoît,
Tu sais bien que je ne le veux pas. Si tu continues à faire la fière, tu sais, tu finiras par rester vieille fille. Je fais ce que je veux et je n'ai cure de tes avis. Tu es une coquine, une bonne correction, voilà tout ce que tu mérites. Écoute, Benoît, je n'ai pas peur de toi. Alors inutile de faire le fier à bras. Tenons-nous à nos conventions. Nos conventions, c'était il y a 3 mois. Elles n'ont pas changé. Je viens quand je veux, Toutes les 2 semaines. ou tous les 6 mois, ou tous les jours, selon mon bon vouloir. Et le mien de bon vouloir. Mais tu es libre, tu peux dire non. L'égalité, tu sais ce que ça veut dire? Et si j'allais parler à ton père? C'est une phrase de trop, Benoît. Si tu causes quelque souci que ce soit à mon père, je te tue. Aussi vrai que je suis là. Tu en serais bien capable, hein? Bonsoir, Odile. Bonsoir mon père. Bonne nuit. Bonsoir, Clarisse. Bonne nuit, père. Bonsoir Clarisse. Bonne nuit, Odile. Nom de Dieu, fais attention! Eh, foutre, il ne rentrera jamais. Mets-le dans l'autre sens. Et voilà, vive la mariée. Et la chance vient tourner, c'est aujourd'hui que câlin qui suce la dragée et moi le Oui, chicotin. dans vos chaises. Faut pas rester là, mademoiselle Odile. Sacré-Dieu, c'est pas la place d'une demoiselle à regarder les soldats. Je m'amuse à m'aider. Faut rentrer. Le colonel, il va arriver. Du diable si votre père vous voyait. Allez, allez. Le voilà. Garde à vous! Comptez! Ça! Bon voyage. Non, exécrable. Présentez! Ça! Entrez. Monsieur, je suis le capitaine Le Hénin. Capitaine. Le colonel Comte d'Aurillac, commandant le 6e chasseur à cheval, désirait vous présenter ses respects. Faites-le entrer, capitaine. Maxime d'Aurillac. Je suis Charles Duruy. Asseyez-vous, colonel. J'imagine, monsieur, le dérangement que je vous cause.
Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ne vous excusez pas, colonel, ce sont les hasards de la vie militaire et vous n'avez pas choisi de venir me déranger. J'ai donné des ordres précis afin que rien ne vienne troubler la vie de votre famille. Je vous en remercie. Est-ce que le logement vous convient? En tout point. Eh bien, c'est parfait. Je serais heureux de vous avoir à ma table un de ces soirs, le jour de votre choix. Dès demain, je verrai mes obligations et vous fixerai aussitôt. Votre jour sera le mien, colonel. Je vous remercie de votre accueil. Nous voilà maintenant à l'abri des tumultes et des dangers. Déjà nous manque cruellement notre ville et nos campagnes. Laisse Amédée, va donner un coup de main à Henriette. C'est pas de refus. Sans ça, je vais me faire moucher, comme Dieu est Dieu. Allez, va. Je suis navré, monsieur, de causer tout ce... Ne causez rien du tout, colonel. Je ne reçois jamais. Qui recevrais-je? Alors cette brave Henriette fait l'importante. Elle en est ravie. C'est un petit blanc de la région de Nantes où je suis né. Il est excellent. Ici, c'est le pays de ma femme, dont je tiens cette maison. Les Cordérans étaient une vieille famille de la province, une famille de diplomates. Oui, je sais. Vous savez. Et si je ne me trompe, le père de votre épouse, le baron de Cordéran, fut ambassadeur de France à Stockholm et ami de Turgot. C'est exact. La vérité, monsieur, c'est que votre famille ne m'est pas du tout inconnue. Déjà, l'autre jour, je voulais vous en parler, mais c'était difficile à la première rencontre. Ainsi, je ne m'étais pas trompé. Vous voyez, quand on vous annonçait, je me suis douté de quelque chose. Ma femme était très liée avec Valentine d'Aurillac. C'était votre mère? Non, c'était ma tante. J'avais à peine 15 ans quand nous avons émigré en 1791, mais je me souviens très bien d'avoir rencontré votre femme. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'on disait chez moi, elle a épousé le diable. Je dis. Vous étiez député à la Constituante. En effet, oui. Je me disais, cette dame est l'épouse du diable. Quelle chose étrange. Car j'ai le souvenir d'un visage très beau, d'un sourire très doux. Vos souvenirs sont bons, colonel. Voici son portrait. L'année de notre mariage. Je vous prie de m'excuser.
m'excuser, monsieur, de rappeler par ma présence la mémoire d'événements cruels. Oui. Votre famille, colonel, n'a en effet pas porté chance à la mienne. Ma femme serait peut-être encore vivante si elle n'avait été l'amie de votre tante, mais vous étiez trop jeune pour porter la moindre responsabilité dans cette affaire. Pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Un autre jour, colonel, si ça vous intéresse. Mes filles vont arriver, elles ne savent pas tout. L'une est très jeune et l'autre, je vous préviens, n'aime guère votre empereur. Alors, je ne voudrais pas qu'à votre tour, à leurs yeux, vous soyez le diable. Colonel, voici mes filles, Clarisse et Odile. Le colonel d'Aurillac n'est pas un étranger pour nous. Sa tante était la meilleure amie de votre mère. Le dîner est prêt, mon père. Nous pouvons passer à table? Bon, eh bien, allons-y. Vous avez été blessé, monsieur le colonel? Odile, on ne dit pas monsieur le colonel, on dit colonel ou monsieur. Ou citoyen colonel. Clarisse, tu n'es pas drôle. Je veux bien être monsieur le colonel pour mademoiselle Odile et citoyen colonel pour mademoiselle Clarisse. Alors cette blessure? Ah, oui, ma blessure, oui. Je n'étais encore que chef d'escadron. C'était l'année dernière en Espagne, à la bataille de Medina de Rosco. Le 14 juillet, mademoiselle. Bataille qui nous a ouvert les portes d'une autre Bastille, Madrid. Voulez-vous savoir ce que je pense de la guerre d'Espagne, colonel? Non, Clarisse, le colonel ne veut pas le savoir et moi non plus. Vous nous parliez de votre blessure. Fichue blessure. 3 mois à l'hôpital, 5 de convalescence. J'ai été nommé colonel en octobre. Et en fait, je ne reprends un commandement que maintenant. En venant rejoindre à Angoulême le duc d'Istrie. Fichue blessure. Je ne suis pas remonté à cheval depuis. Sacré lié. J'aurais point cru que ce colonel avait pris la Bastille. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Ce blanc-bec était à peine né. Ah, c'est lui qui l'a dit. Vrai comme Dieu est là-haut. La vérité à m'aider, c'est que t'es vraiment nigaud. Alors, et mon rôti? Oh, le colonel, il a une bonne fourchette. Mais mademoiselle Clarisse touche à rien. Toujours à lui faire des querelles, à lui débiter des impertinences. Dame, elle aime point les militaires de Napoléon. Moi, guère non plus. Enfin, celui-là, il a l'air aimable. Puis il est bel homme. Ouf. Un bel homme boiteux, c'est pas un bel homme. Il sera plus boiteux que tu seras toujours bête. Tiens, va resservir. J'y va, j'y va. La Bastille. Très joli. Et vous jouez très bien. Mais si vous le permettez, je vais me retirer. Je dois avoir le maréchal demain matin très tôt. Je vous en prie. Mademoiselle. Monsieur le colonel, je vous souhaite la bonne nuit. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, colonel. Je vous accompagne. Comment trouves-tu? Trop poli pour être honnête. Je suis sûre que c'est un homme de bien. C'est un sabreur comme les autres. Clarisse,
Le colonel d'Aurillac est sous notre toit, et tant qu'il sera notre hôte, j'interdis qu'on médise sur son compte. Alors même s'il se fourvoie dans ces guerres odieuses, je ne lui veux aucun mal, et j'entends qu'on en fasse autant. Ça se pointe un peu tôt dans la saison pour les géraniums? Oh, il n'y a point de saison pour les géraniums, mon colonel. À part l'hiver, pour sûr. Bonjour, monsieur le comte. Tiens, vous me donnez du compte aujourd'hui. Je peux vous poser une question? Oui, faites. Je voulais savoir, quand vous discutez avec l'empereur... J'ai jamais rencontré l'empereur en privé, mademoiselle. Uniquement dans des cérémonies militaires. Peu favorable à la conversation. Pourquoi? Que vouliez-vous savoir? S'il vous passait l'oreille. Pourquoi diable me pincerait-il l'oreille? C'est Amédée qui dit... Moi? Mais j'ai rien dit, mon colonel. Rien du tout. Alors c'est Clarisse. Elle dit que ces grognards lui tapent sur le ventre et qu'il leur passe l'oreille. Ça vous fait rire? Excusez-moi. Non, vous savez, les vieux soldats de la garde ont un véritable culte pour l'empereur. Alors ils inventent des histoires. C'est comme ça que naissent les légendes. Et vous, Amédée, avez-vous été soldat? Pardi que j'ai été soldat. Armée de l'Est. Général Kellerman. Le 20 prairial 92, j'étais à Valmy. Félicitations. Votre cheval est prêt, mon colonel. Ah, très bien. Vous allez monter? Oui, pour la première fois depuis 10 mois. J'en ai assez de me faire voiturer. N'est-ce point dangereux, vous boitez encore? Je l'ai dit au colonel qu'il fallait attendre. Ah non, diable t'emporte, Léonard. Allons! Aide-moi. Excusez-moi, j'entre comme un voleur. En effet. La porte était ouverte, j'ai frappé, personne n'a répondu. Je n'ai rien entendu. J'écrivais à ma marraine à Paris. Mais ce n'est pas urgent. Mon but n'était pas de vous déranger. J'aurais voulu parler à votre père. Est-il là? Il est dans son bureau. Il travaille. Ah. Asseyez-vous. En principe, le soir, je veille à ce qu'on le laisse écrire en paix. Il écrit? Oui. Il écrit une histoire de la Révolution française. Le capitaine Lenain m'a dit qu'on l'appelait Duruy l'aîné. Pourquoi? C'était pour le distinguer de son frère cadet, qui était également député à la Convention. Il a été guillotiné en 1794, comme ma mère. À mon tour de vous poser une question. Vous avez émigré en 91. Pourquoi êtes-vous revenu? On m'avait embrigadé dans l'armée des princes à Coblence.
J'avais un très bel uniforme blanc, avec des parements roses. Tout cela était parfaitement ridicule. Cette armée n'a jamais bougé. Vous êtes sûr que tout cela vous intéresse? Oui. J'aime comprendre. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. J'avais toujours désiré être soldat, mais soldat français. Toute ma famille s'étant installée à Londres, j'ai saisi la première occasion de regagner la France. En somme, on part pour défendre Louis XVI et on revient pour défendre Bonaparte. J'espère, colonel, que ma fille ne fait pas trop l'impertinente. Du tout. Nous faisons connaissance. Nous avons vidé une bonne querelle. Ah. Et nous sommes enchantés l'un de l'autre. Eh bien, tant mieux. Le colonel d'Aurillac voulait vous parler. Je ne voudrais pas interrompre votre travail. J'avais terminé. Bon. Eh bien, je vous laisse. Je vais aller me coucher. Bonsoir, colonel. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, père. Bonne nuit, Clarisse. Asseyez-vous, colonel. Je vous écoute. Ce n'est pas facile à dire. Je vais aller droit au fait. Allez-y, colonel, allez-y. La vérité, monsieur, c'est que ce n'est pas par hasard que votre maison m'a été désignée comme logement. En fait, j'ai une mission à remplir auprès de vous. Une mission? Oui. Délicate. J'ai été chargé, je ne puis vous dire par qui, je suis tenu par le secret. J'ai été chargé de vous proposer de faire la paix avec le régime, dans un esprit de réconciliation générale, et d'accepter d'entrer au Sénat impérial, dont les effectifs vont être augmentés d'un quart. Qui vous envoie? J'ai donné ma parole. Eh bien, colonel, franchise pour franchise, il n'est pas question pour moi de renier mes convictions les plus profondes. Vous direz à votre mandant que je ne puis accepter. Je le dirai. Toutefois, si vous le voulez bien, je vais réfléchir quelques jours avant de déterminer en quels termes je dois motiver mon refus. Rien ne presse. Je ne pense pas à ma propre sécurité, mais à celle de mes filles. Je ne dois rendre compte que lors de mon départ pour l'Allemagne, il ne saurait avoir lieu avant une dizaine de jours. Vous avez tout le temps. Merci. Allons, ne faites pas cette tête-là. Ce n'était qu'un mauvais moment à passer. On ne devrait jamais confier ce genre de mission à un militaire. Ceci est la première lettre et la seule aussi, je pense, que votre tante envoya à ma femme quand elle et sa famille furent parvenus à Bruxelles. Elle est datée du 20 juin 91. Très cher et précieux ami, nous voilà maintenant à l'abri des tumultes et des dangers. Déjà nous manque cruellement notre ville et nos campagnes. Tout ici nous est étranger. Croyez, ami cher, que notre reconnaissance vous est acquise pour toujours. Ma tante Valentine vit toujours à la campagne, dans le Sussex. Mais vous m'aviez promis de me dire, en ce qui concerne votre femme. Je le ferai très brièvement, vous comprendrez qu'il est douloureux pour moi de remuer tous ces souvenirs. Le 30 mars 94, Robespierre fit arrêter Danton et ses amis, dont mon frère. Le 5 avril, ils montèrent tous sur l'échafaud.
Moi, j'étais allé en mission et c'est ainsi que j'échappais provisoirement au destin. Quand Robespierre fit arrêter Lucille Desmoulins, qui lui avait écrit une lettre pour protester contre la condamnation de son mari, Blanche était chez elle. On l'emmena aussi, sous prétexte qu'elle était ma femme, et de plus, ci-devant. C'est alors que quelqu'un vint témoigner qu'elle avait aidé votre famille à émigrer. Dès lors, elle eut beau protester de ses sentiments républicains qui étaient réels, c'en était fait d'elle. Elle fut exécutée le même jour que son ami. Voilà. Lucille avait 22 ans, Blanche 28, Clarisse avait 10 ans, Odile 4. Tout cela est terrible. Et absurde. La révolution ne s'est jamais relevée de la terreur. L'excès appelle l'excès. Mais vous? Moi, je me suis caché 4 mois dans Paris. Je fus reconnu par hasard et arrêté le 25 juillet. On n'eut même pas le temps de me juger. 2 jours plus tard, c'était le 9 Thermidor. Le 28, Robespierre et 21 de ses amis montaient sur l'échafaud. Le même jour, j'étais libéré. Et j'ai retrouvé mes 2 petites filles qui avaient été recueillies par Amédée et Henriette. Je suis désolé de vous avoir contraint à ce récit. Soyez pas. J'écris justement en ce moment sur Robespierre. Il a été longtemps un homme extraordinaire. Et puis, avec la puissance, quelque chose s'est déréglé. Nous avons été très liés à une époque. J'ai encore ici des lettres de Maximilien. Très belles. Seigneur Odile, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure dans cette tenue? Sais-tu bien qu'il est passé 10 heures? J'écris une lettre à l'homme que j'aime. Mais il n'en faut rien faire, ma fillette. Et si je l'aime? Une jeune fille de bonne maison ne doit jamais prendre les devants. Pourquoi donc? Mais cela ne se fait point. C'est l'homme qui doit se déclarer. Et s'il ne le fait pas? C'est qu'il n'a pas de sentiments ou qu'il est déjà engagé. Votre café, là, mon colonel. Tu aurais dû me réveiller plus tôt, Léonard. Je t'avais dit 8 heures. Mais mon colonel est rentré à 5 heures. Ah bon? Je me sens frais comme un gardon. Je pensais que... Quand tu as des ordres, Léonard, tu n'as pas besoin de penser. Bonne soirée, j'espère, mon colonel. Coquin. Tu es curieux comme un chat. Tu sais très bien qu'on a été voir les filles. Caillot, les officiers du 4e chasseur avaient organisé une soirée et le nain m'avait déniché une rouquine qui ira tout droit en enfer. Ce qui ne sera pas juste, parce qu'elle a dû faire déjà bien des heureux. Alors, mon colonel, ce n'est point le moment de vous donner le courrier de Paris. Pourquoi donc? Il y a une lettre de Mademoiselle Victoire, j'ai reconnu l'écriture. La belle affaire. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle prend le voile quand je ne suis pas là? Allez, donne-moi la lettre. Mon colonel n'a plus besoin de moi? Non, non. Tu feras sceller dans 1 heure. Bien, mon colonel. Mon petit colonel aimé, un billet de 5 lignes depuis que tu es parti. Ce n'est guère. Je ne t'en veux pas, parce que je suis sûre que tu es tellement content d'avoir repris du service que tu n'as pas le loisir de penser à ta fidèle Victoire. Il faut que je te dise que j'ai eu le rôle de Bérénice. Cette peste de Saint-Val en est alitée depuis 3 jours. J'espère que tu es fière de ta petite colombe. Qu'est-ce que vous faites avec ce bois? Ben, on fait de la place. De la place pourquoi? C'est pour loger les chevaux du colonel, ma petite demoiselle. Mais c'est mon bois! Je vous interdis d'y toucher. Vous allez me faire le plaisir de remettre tout ça en place. On a des ordres. Mais ça ne se passera pas comme ça.
Et hop, vive l'empereur. Y a quelqu'un? Bonjour, mademoiselle. Il y a quelque chose pour votre service? Oui. Je ne veux pas qu'on enlève le bois des écuries. Les 2 autres chevaux du colonel viennent d'arriver et on va pas les mettre dans la grange. Puis il y a une si belle écurie. Oh, diable, les chevaux du colonel. Je ne veux pas qu'on touche à mon bois. On le trouvera à un autre endroit, bien au sec. Non. Je veux voir le colonel. Impossible. Il est à peine levé. Ça m'est égal. Mademoiselle! Monsieur Léonard, si vous osez porter les mains sur moi, je vous crève les yeux avec mes clés. Tiens, mademoiselle Durby. Alors c'est vous tout ce tintamarre? Oui, colonel. Le tintamarre, c'est moi. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est parce que je ne veux pas qu'on touche au bois que j'ai entreposé dans les écuries. Même pour y mettre vos chevaux. C'est le seul endroit sec et sûr. Je vous donne entièrement raison et tout sera fait à votre convenance, mais où couchent vos chevaux? À la Belle Étoile? Nous n'en avons plus qu'un seul, colonel. Et nous lui avons réservé une petite place dans l'écurie. Vous montez à cheval? Je montais quand nous avions un cheval de selle. Les miens sont à votre disposition. Je vous remercie. Quant aux écuries... Vos stalles sont superbes. À votre place, je n'y mettrai pas le bois. Mes hommes peuvent vous construire un abri sec et sûr. Nous avons au camp d'excellents charpentiers de marine. Je ne veux pas qu'on décide à ma place. Je vous garantis que plus rien ne sera entrepris sans passer par vous. Le capitaine Bellet, qui s'occupe d'intendance dans mon régiment, se mettra à votre disposition. Très bien. Je verrai le capitaine. Excusez-moi de vous avoir dérangé. C'est sans importance, j'étais en train de lire une lettre de ma maîtresse. Je ne suis pas intéressée, colonel, par votre vie privée. J'en suis navré. Mais puisque vous êtes persuadé que tous les colonels d'Empire sont des schnappants, j'aimerais au moins vous fournir de bonnes raisons. Je ne suis pas persuadée que tous les colonels d'Empire soient des schnappants, mais qu'ils servent une mauvaise cause. Ce n'est pas la même chose. Alors peu importe leur maîtresse. Celle-ci est la maîtresse officielle d'une comédienne qui connaît en ce moment quelques succès au théâtre français où Talma la protège. Une jeune comédienne, mademoiselle Lagrange, Victoire Lagrange. Son nom d'emprunt, bien sûr, comme toutes les actrices à la mode et les filles de boulanger. Je vous choque? Je ne connais pas cette demoiselle. Mais aucune femme ne mérite pareil mépris. Je ne la méprise pas. C'est la meilleure des filles. Délicieusement vulgaire. Pourquoi cherchez-vous à vous rendre odieux? Par plaisir. Ce serait une bonne raison si j'en avais à vous entendre. Hélas. Hélas? Je ne vous retarderai pas plus longtemps, colonel. N'oubliez pas, s'il vous plaît, pour le capitaine... Bellet, je n'oublierai pas. Mais vous ne me retardez pas. Il y avait banquet hier soir et ce matin, tout le monde a quartier libre. Voulez-vous un peu de café? Non, j'ai affaire. Je n'ai pas quartier libre. Aurillac, le 25, le camp doit être vide. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le maréchal. Messieurs, portez-vous bien. Portez le sabre. Bonne route, monsieur le maréchal.
Colonel, je voudrais vous parler. Bonsoir, mademoiselle. Je vous écoute. Pas ici. Par ici. C'est mon salon de réception. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce n'est pas la peine. Le fournisseur d'Angoulême qu'a commissionné le capitaine Mellet m'a remis sa facture. Très bien, je lui donnerai. Elle est scandaleusement chère. À votre place, je ne paierai pas sans discuter. Vous savez, nous sommes habitués à ce que les commerçants prennent l'armée pour une vache au lait inépuisable. Nous discuterons. Vous pouvez rabattre d'un bon tiers. Et encore, il n'y perdra pas. Je ne pensais pas que vous eussiez un tel souci des finances de l'État. Je n'aime pas les gens malhonnêtes. C'est tout. C'est tout? Oui. Je peux vous parler franchement? Vous le pouvez, je crois. Ne le prenez pas mal. Mais je préférerais que vous ne tourniez pas trop autour d'Odile. C'est une très jeune fille, naïve et sans défense. Je ne tourne pas autour de mademoiselle Odile. Je la trouve au demeurant tout à fait délicieuse et charmante, mais c'est justement le genre de femme dont je me méfie le plus. Et pourquoi donc? Rien de plus dangereux que ces petites mains d'homme qu'on ne peut avoir que la bague au doigt. Rassurez-vous, votre Odile ne risque rien. Mais au fait, seriez-vous jalouse? Je ne vous plais pas? Non. Entrez. Mon colonel, il y a là un civil qui ne veut pas se nommer, qui demande à vous voir. Il arrive de Paris. Quel genre de civil? Le genre... police. Enlève-moi mes bottes. Et le civil? Il attendra. Le colonel vous attend. Colonel d'Aurillac. Oui. Qui êtes-vous? J'apporte un pli urgent de la part... Vous n'avez pas de nom? Si, mon colonel. Chambon. J'apporte un pli urgent de la part de monsieur le ministre de la Police. J'ai comme consigne de repasser à 7 heures demain matin pour chercher la réponse avant de reprendre la route de la capitale. Voici le pli. Vous aurez la réponse demain matin à 8 heures. Vous pouvez disposer. Je serai là à 8 heures. Mes respects, mon colonel. Je désire savoir où vous en êtes de votre mission. La chose est d'importance et j'ai des dispositions à prendre. N'usez pas ma patience et tenez votre parole comme j'ai tenu la mienne. Léonard! Léonard!
là, nom de Dieu! Mon colonel? Va demander à M. Duruy si je pourrais le voir seul à seul après le dîner. Bien, mon colonel. N'usez pas ma patience et tenez votre parole comme j'ai tenu la mienne. Brûlez ce pied dans la demi-heure. Joseph Fouché. Je vous en prie. Asseyez-vous. Monsieur le comte d'Aurillac, j'ai reçu une lettre du prince de Bénévent en votre faveur. Je ne demande qu'à lui rendre service. J'ai vu hier le maréchal Berthier, il est prêt à confirmer votre brevet de colonel. Par ailleurs, il voulait vous confier le commandement de la nouvelle école de cavalerie de Saint-Germain. Cela ne m'intéresse pas. Moi non plus. Je sais que vous désirez être remis à la disposition du maréchal Bessières, qui est à Angoulême. Précisément, oui. C'est tout à fait possible. En échange du service, je vous demanderai de m'en rendre un autre. Ah, lequel, monsieur le ministre? Et voilà, vous logerez à Angoulême chez un certain Charles Duruy, ancien conventionnel, opposant républicain notoire. Votre mission, enfin, secrète bien entendu, sera de le rallier à l'Empire et d'obtenir qu'il brigue un poste de sénateur. Mon chef de cabinet vous donnera des détails. Puis-je vous demander pourquoi vous avez pensé à moi, un soldat, pour ce genre de négociation? Un hasard, mon cher comte, un hasard absolu. Mais quand j'ai reçu la lettre de M. de Talleyrand, je venais de relire le dossier du Ruy. Et quand j'ai vu votre nom, quelque chose m'a frappé. Oui, ce n'était qu'un détail, mais il était capital. Un détail? Oui, il existe un lien entre Duruy et vous. Et ce lien favorisera et justifiera votre mission auprès de lui. Un lien? Je ne comprends pas. Vous allez vite comprendre, colonel. Vous connaissez la suite. Oui, oui, j'ai eu l'inconséquence d'accepter. Mais je rongeais mon frein depuis si longtemps. Pourtant, vous l'avez bien vu. Je n'ai jamais eu ni don ni goût pour ce genre de mission. Inconséquence, c'est peu dire, colonel. J'ai bien connu Fouché dans toutes les assemblées de la Révolution quand il n'était pas haut dignitaire de l'Empire, mais le mitrailleur de Lyon, faisant exécuter des milliers de royalistes, parfois au canon, pour aller plus vite. Méfiez-vous de lui. S'il vous tient, il ne vous lâchera pas. Que pensez-vous que je dois faire? Ne cherchez pas à ruser. À ce jeu, vous seriez vite battu. Ne confiez rien à ce messager. Brûlez ce billet et n'écrivez pas un mot. Allez à Paris, affrontez-le directement comme si vous n'aviez rien à cacher. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime. Il me quitte. Qu'est-ce que c'est? Un instant. Tiens, Monsieur Roujon. Quelle mauvaise surprise. Vous êtes venu m'applaudir? Je suis en service. Je veux vous parler. Clémence, veux-tu nous laisser seuls? J'en ai pour 5 minutes. Prends pas froid, ma petite poule. T'es en âge. Quel honneur. Monsieur Roujon, le chef de cabinet du ministre de la Police, en personne. Ton ami Aurillac arrive demain à Paris. Comment le savez-vous? Nous le savons, c'est tout. Demain après-midi, il sera reçu par mon ministre. Nous voulons qu'après cette entrevue, tu t'arranges pour passer la nuit avec lui et que tu nous rapportes ses réactions. J'ai accepté de vous renseigner sur ce qui se passe ici, au théâtre. Pas ailleurs. Pas dans ma vie privée.
Tu n'as pas le choix, ma fille. Tu sais bien que nous te tenons. Général Moreau, ça te dit quelque chose? C'est si loin. Et il est aux Amériques. Oui, mais ton dossier, lui, est dans mon tiroir. Et si tu t'obstines, tu garderas pas longtemps ta place ici. Je ne veux pas porter tort à Maxime. Tu l'as bien incité à remplir la mission d'Urmy. Pas pour vous être agréable. Il languissait de retourner à l'armée. Eh bien, justement, pour qu'il y reste, il faut que cette affaire soit réglée au plus vite. Vous savez bien, monsieur Roujon, qu'il n'a pas la tête à toutes ces comploteries. T'occupe pas de ça. Tu dis ce qu'il a dit, c'est tout. Voilà, Clarisse, maintenant tu en sais autant que moi. Quant à Odile, je pense qu'il n'est pas nécessaire de la mettre au courant. Ah, tout ceci me cause bien du souci. Ne t'inquiète pas trop, il y a longtemps que Fouché n'ignore rien de mon emploi du temps. Il sait que je ne suis pas dangereux. Peut-être. Et Maxime. Maxime? Enfin, je veux dire le colonel d'Aurillac. En somme, tu te soucies plus de son avenir que de celui de ton vieux père. Mais non, bien sûr que non. Je pense simplement qu'il a été bien niais et bien imprudent de tomber dans ce piège. Il s'est conduit comme un enfant. Comme un militaire. Vous avez raison. Je vous laisse. Je veux pas déranger, mais Qu'est-ce qu'il y a, Amédée? c'est rapport à la clôture. Quelle clôture? Ben, Non, non, ce n'est rien, mon père. Il s'agit du pré au couchant. Il faut construire une clôture. ils y mettent les chevaux du colonel et ils vont chez Ribot. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Le colonel, plus vite il s'en ira, mieux ça vaudra. Ça suffit, Amédée. Henriette, elle dit comme ça, quand il y a un coq dans le poulailler, les poules elles perdent la tête. Amédée, fais-nous grâce de tes réflexions. Allez, viens, Amédée, on va planter cette clôture. À tout à l'heure, mon père. Tout à l'heure. Monsieur Duruy est absolument intraitable. C'est un homme du passé. Il ne vous serait d'aucune utilité. D'ailleurs, il ne s'occupe plus de politique. Il vit dans la retraite, ne songeant plus qu'au bonheur de ses deux filles. Votre avis, colonel, est qu'il faut renoncer à ce projet? Je le crois, monsieur le ministre. Bien, ne pensons plus à Charles Duruy. Toutefois, vous trouverez sans doute juste, colonel, que je vous considère comme mon débiteur. Certainement. Eh bien, je me réserve un jour ou l'autre de vous le rappeler. Je ne vous retiens plus et je vous souhaite bonne chance pour la campagne. Mes respects, monsieur le ministre. Tu n'es pas resté avec Père? Non. Il travaille. Je voulais te parler. J'ai une confidence à te faire. Moi aussi. Toi aussi? Je t'écoute. Toi d'abord. Non. Allez, vas-y. Tu ne vas pas te moquer de moi? Je ne me moque jamais de ma petite sœur chérie. J'aime Maxime. Pardon? J'aime Monsieur d'Aurillac. Je l'aimerai toujours. Je l'ai su dès le premier jour. Je donnerai ma vie pour lui s'il le fallait. Je veux devenir sa femme. Tu as raison, puisque tu l'aimes. Est-ce qu'il le sait? Non, bien sûr. Tu sais qu'il doit partir pour la guerre. Tu dois attendre son retour. Non. Je veux lui avouer mon amour tout de suite. Mais je n'ose pas. Fais-le pour moi, Clarisse. Moi? Promets-moi de lui parler. J'essaierai. Je te le promets.
boire? Oui. C'est du vin de Calabre. Voilà pour ton vin de Calabre. Quand retournes-tu à Angoulême? Demain. Déjà? Je n'ai plus que 3 jours à passer là-bas. L'instruction des recrues n'est pas terminée. Il y en a qui tiennent à peine sur un cheval. Tu as dû bien t'ennuyer chez ce Duruy. Comment peut-on vivre en province? Ça te fait mortel. Non, pas du tout. Monsieur Duruy est un homme très estimable. Et ses filles sont très jolies. Tu dis ça pour me faire enrager. Non, non, la petite est ravissante. La grande, très belle. La petite joue du piano, la grande a mauvais caractère. Va au diable avec tes filles Duruy. Ma parole, est-ce que tu serais jalouse? Et pourquoi pas? D'habitude, tu te moques bien de mes foucades. Il n'y a pas d'habitude dans ce genre de choses. Nous sommes de vieux complices. Pas pour toi. J'ai 26 ans. Et comment se nomment ces Péronnelles? Clarisse et Odile. Ce sont des noms ridicules. Mais qu'est-ce que tu as contre les filles de la province? J'ai qu'elles ne sont pas légères. Oh, je vous avoue mon soulagement. Et combien je suis satisfait que l'affaire se termine ainsi. Je suis moins optimiste que vous. Je connais l'animal. Méfiez-vous et restez sur vos gardes. Ayez crainte. Quand partez-vous? Après-demain, dans la journée. Alors, puis-je vous prier à dîner ce soir? Bonsoir, colonel. Je vous souhaite une bonne nuit. Ce fut une très agréable soirée. Merci. Bonsoir, monsieur François. Comment êtes-vous venu? Vous le savez bien? Je croyais que vous aviez la migraine. J'ai dit ça pour quitter la soirée. Je n'avais envie de vous dire que des impertinences. Cela fait de la peine à mon père, qui s'est pris d'amitié pour vous. Alors j'ai préféré me retirer. Vous êtes revenu pour me dire d'autres impertinences? Non. J'ai à vous parler de quelque chose de grave. Eh bien. Ma sœur Odile est folle de vous et m'a demandé de vous parler. Elle préfère mourir à ne pas devenir votre épouse. Vous parlez sérieusement? Tout à fait. Et vous approuvez son projet? J'aime ma sœur infiniment. Il n'est pas en mon pouvoir de la faire changer d'avis, mais je ne pouvais pas non plus refuser de vous parler. Odile est exquise. Mais vous me voyez marié avec elle? Il pourrait vous arriver pire. Je pars après-demain faire la guerre. Accordez-lui au moins des fiançailles. Ça vous donnera le temps de réfléchir et à elle peut-être la possibilité de s'apercevoir qu'elle fait fausse route. Quel jeu jouez-vous?
aucun. Je veux qu'elle souffre le moins possible, c'est tout. Comme vous le savez sans doute, je viens d'être emberlificoté par M. Fouché. Oui, j'ai été l'objet d'une sorte de marché. Faites ceci, on vous donne cela. Je vois pas très bien le rapport. C'est à mon tour de vous proposer un marché. Dites toujours. Le matin de mon départ, je demanderai à votre père la main de votre sœur. Et s'il me l'accorde, je me fiancerai avec elle. Mais à une condition. C'est que vous passiez la nuit précédente dans mes bras. Je me doutais bien que vous alliez me proposer quelque chose d'ignoble. Je vous retourne le compliment, il pourrait vous arriver pire. Je vous ai déjà dit que vous ne me plaisiez pas. Je n'ai rien demandé, c'est vous qui voulez ces fiançailles. Alors je pose mes conditions, ni plus ni moins. Libre à vous de refuser. Eh bien, soit. Mais à mes conditions. C'est-à-dire? C'est vous qui viendrez me rejoindre demain soir dans ma chambre, en empruntant le passage secret dont je vous ai révélé l'existence. Dans votre chambre? Si près de votre sœur et de votre père? Ce sont là mes conditions. Le maximum de risques. À votre tour, vous êtes libre de renoncer. Pour ma part, je vous attendrai à minuit. Si vous ne venez pas, je dirai simplement à Odile que je vous ai parlé et que vous n'avez pas livré votre sentiment. Et si vous venez, nous ne prononcerons pas une parole de la nuit. Pourquoi? Je le veux ainsi. Et pourquoi à minuit? Cela me paraît un peu tôt. Parce que c'est à minuit que se commettent les crimes et que l'amour se fait. Vous plaisantez. Non. Je vous déteste. Nous sommes en avril 1809. Une nouvelle campagne militaire est en vue. Maxime d'Aurillac, logé pour quelques semaines dans la maison de Charles Duruy à Angoulême, va partir rejoindre la Grande Armée en Allemagne. Odile, la plus jeune des filles Duruy, est amoureuse de lui et a demandé à son aînée Clarisse d'intervenir en sa faveur auprès de Maxime. Celui-ci promet de demander la main d'Odile en échange d'une nuit d'amour avec Clarisse. Clarisse accepte mais dicte ses conditions. Maxime devra venir la rejoindre à minuit dans sa chambre. Odile, bien entendu, ignore tout de ce marché.
Tu lui as parlé? Oui. Alors? Il a eu l'air troublé, mais il n'a rien dit de ses sentiments à ton égard. Il ne m'aime pas. Je n'ai pas dit ça, au contraire. Alors il m'aime. Peut-être. Il donnera sa réponse demain matin. Il est normal qu'il réfléchisse avant de s'engager. Ah, Clarisse, je ne vivrai plus jusqu'à demain matin. Calme-toi. Ce sont des choses graves qui ne peuvent pas se régler dans la demi-heure. Tout va s'arranger. Merci, Clarisse. Merci, je te devrai tout. Casterman à 11h, avec les Aigles, les 5e et 6e hussards, et une compagnie de fusiliers. Nous, 4 heures après, avec les recrues et le 2e chasseur. Vidal et Bonafé, 1 heure après, avec tout le reste. Je ne veux pas que l'intendance et les fourgons traînent derrière. Tu détacheras en serre-file un escadron de chasseurs et un peloton des gendarmes d'élite. Ils sont tous partis avec Jeanville. C'est vrai. Bon, on se débrouillera sans eux. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Non, non, tout va bien. Tu as l'air soucieux. Bon, je suis inquiet pour Duruy. Et lui pour moi. Je croyais le faire classer. Officiellement, oui. Tu sais l'estime que j'ai pour lui. J'ai peur qu'il ne le laisse pas en paix, lui et ses filles. Ah, les filles d'Hurly. Je parie que tu leur as tourné la tête. Oui, je n'ai pas de cœur à en plaisanter. Bah, c'est bon, c'est grave. Non, je voudrais bien que ça ne le soit pas. Mais pour la première fois, je ressens l'effet d'une fatalité. Je ne sais pas de quel côté pencher. La lumière ou la nuit. Je ne sais pas encore. Bonsoir Maxime. Bonsoir Louis. Mais c'est ce chien du Gaumier. Oui, brigadier. Bon ben, pense à ta mère et ouvre l'œil. Hein. Oui, brigadier. Et entrez? Mon colonel n'a plus besoin de moi? Non, 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 tu peux aller te coucher. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir.
Halte là qui vive. Mot de passe. Maringo. Avancez. En consigne. Foutre, tiens ta langue, hein. Allez, faut dormir tranquille, foutu soldat. Colonel? Je vous avouerai que je suis un peu surpris de cette visite matinale. Y a-t-il quelque urgence? Oui. Eh bien, asseyez-vous. Vous savez que j'ignore l'art des préliminaires. Oui, oui, je sais. Nous en passerons. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille, Odile. Il est susceptible d'une rente de 4 à 5 000 livres. Je ne puis garantir le chiffre. Peu importe en effet les titres, les maisons et les revenus. Odile non plus n'aura pas une grosse dot. Seul son bonheur m'importe. Si elle vous aime, je ne refuserai pas mon consentement. Mais elle est bien jeune. Êtes-vous sûrs, tous les deux, de vos sentiments? Un coup de foudre ne garantit pas le bonheur. Mettez-nous à l'épreuve des fiançailles. De longues fiançailles, rien ne presse. Odile n'a que 19 ans. Je ne puis vous donner tort. Qui sait combien de temps va durer cette campagne? Enfin, de toute façon, je dois parler à Clarisse et à Odile, bien sûr. Je suis à vos ordres. Nous nous verrons tout à l'heure. Comprenez-moi, le projet de vous avoir pour gendre n'est pas pour me déplaire, Maxime, si je puis vous appeler ainsi. J'en serais heureux. Non, ma seule alarme vient de la jeunesse et de la candeur d'Odile. Je vous comprends très bien. Parole tenue. Oui. Clarisse, Oui, père, je sais. Il vous a demandé la main d'Odile. tu savais? Je viens de le croiser, il me l'a dit. Pour ma part, je connaissais le sentiment d'Odile. Elle me l'avait confié pendant qu'il était à Paris, mais j'avais juré de ne pas vous en parler. Si tu avais juré. Clarisse, ce mariage serait une folie. Et pourquoi donc? Et tout les sépare.
Mais qu'en savez-vous? Tout te dis-je. La vérité, c'est que vous n'avez pas envie de voir partir votre petite fille chérie. Oui, cela est vrai, toi non plus. Je sais bien que vous partirez un jour, mais je voudrais être sûr, ce sera pour votre bonheur. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que Maxime est un mari pour elle. Elle est amoureuse. Mais je n'en doute pas, mais de là... Mais père, vous aviez toujours dit que vous laisseriez vos filles libres de leur cœur. Odile a 19 ans. C'est elle. Tu lui as dit de venir? Non. Mais vous pensez bien qu'elle se doute de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Peur. Entre. Qu'est-ce qui se passe? Odile, ta sœur et moi, nous avons une grande nouvelle à t'annoncer. Quelles sont vos fleurs préférées? Oh, je ne sais pas. Pas le lys, en tout cas. La rose rouge, peut-être. Moi, c'est la renicule, la mauve sylvestre et l'ornesatis. Oh, vous êtes savante. Je fais un herbier, je vous apprendrai les fleurs. Je n'en doute pas. Je ne vous remercierai jamais assez, monsieur, pour votre hospitalité. Quant aux soucis que je vous ai apportés... Oublions les soucis. Prenez soin de vous, Maxime. N'oubliez pas qu'Odile, maintenant, est liée à votre fortune. Je ne l'oublierai pas. Ne maudissez pas ma mémoire. Vous penserez à moi? Oui. Tous les jours? Oui. Allons-y. Tout de même, 3 mois et pas une lettre, pas une nouvelle. On ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Mais la guerre est terminée. On va bientôt savoir. Père a écrit à un de ses amis qui est notaire à Paris et qui est en relation avec le ministère de la guerre. Il va se renseigner sur Maxime. Oh, mon Dieu, Clarisse, j'ai crainte de mauvaises nouvelles. Mais ne pleurons pas s'il n'y a pas lieu de pleurer.
Regarde, elle n'a pas l'air inquiète. Elle chante toute la journée. C'est qu'elle est candide. Ou qu'elle veut nous donner le change. Enfin, vous avez parlé ce matin. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle ne doute pas qu'il est en bonne santé et qu'elle croit en la parole donnée. Bonjour Amédée. Bonjour Picard. Tenez, un pli pour Monsieur Duruy. Merci Picard. Allez, salut Amédée. Salut. Bonjour à Babette. Oui. Il y a une lettre de Maître Rondeau. Alors que dit-il? Maxime est vivant et de retour. Rondeau a eu des nouvelles très précises au ministère par un commandant qui est des amis de Maxime. Son régiment est cantonné à l'école militaire, il habite sa maison de Saint-Cloud. C'est tout? Il s'est brillamment conduit à la bataille de Wagram et a été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Et que sait-on de ses intentions? Rien. Il faut lui écrire, le rappeler à ses devoirs. À quoi servirait de lui écrire? Il aurait pu le faire 10 fois depuis qu'il est rentré. Il faut lui écrire. Oui, je vais le faire, mais je connais d'avance le résultat. Je ne comprends pas sa conduite. C'est un homme d'honneur. Il ne peut laisser Odile dans l'ignorance de son sort, dans l'attente, dans l'angoisse. Il doit la fixer. Alors mon père, c'est vous qui aviez raison. Ne lui écrivez pas. Ce serait lui fournir une facile occasion de rompre par correspondance, si telle est son intention. Donnons à Odile une meilleure chance de devoir tenir sa parole. Il faut lui parler face à face. Il lui sera moins facile ainsi de se délier. Oui, tu as raison. Je vais aller à Paris et je lui parlerai. Il est impossible, mon père, que vous alliez à Paris. Pourquoi donc? Vous êtes trop surveillé. Et encore plus que vous ne me pensez. Maintenant que Fouché connaît votre refus. Depuis notre retour de Genève et notre installation ici, vous n'êtes jamais retourné à Paris. Si vous le faites brusquement, on croira que vous complotez. Non, non. C'est trop dangereux. Je ne veux pas que vous preniez ce risque. Mais que signifie ce « je ne veux pas » ? C'est toi qui fais la loi ici? Ne le prenez pas mal, mon père, mais je ne pense qu'à vous. Et moi, je ne pense qu'à Odile. Mais voulez-vous risquer l'arrestation? Un procès ficelé d'avance? Que ferais-je de mal en allant à Paris, même aux yeux de Fouché? Mais vous savez bien qu'il n'y a pas de justice, qu'on arrête, qu'on enlève sans motif et qu'on condamne sans jugement. Réfléchissez. Fouché vous a offert de revenir à Paris officiellement. Vous avez refusé. Et maintenant, vous croyez qu'il vous verrait sans réagir, revenir de votre propre chef? Et je pourrais fournir la raison. Elle est honnête. Honnête? Pour lui? Courir après cet Aurillac qui ne lui a pas rendu la monnaie de sa pièce? Il vous croira de mèche pour quelque intrigue. Il pensera qu'on le dupe, qu'on l'amuse d'une histoire de fiançailles pour cacher autre chose. Oui, tu as peut-être raison. Mais alors que faire? Laissez-moi y aller, je n'éveillerai aucun soupçon. Toi? Il n'en est pas question. Je trouverai Maxime. Je lui parlerai. Je lui arracherai la vérité. Nous saurons au moins à quoi nous en tenir. Non. Le voyage est trop long, les routes trop dangereuses, plus de 6 jours dans la malle à ton âge. Non. J'ai 25 ans. Non, à mon tour de dire je ne veux pas. Alors que proposez-vous? Nous allons réfléchir. En attendant, pas un mot à Odile. Comment pas un mot à Odile? Je veux dire pas un mot d'un projet de voyage à Paris. Bien sûr, nous allons lui dire que nous avons de bonnes nouvelles de Maxime, mais qu'il est encore en Autriche et que son retour n'est pas pour demain.
Supposons que je dise oui. Que dirions-nous à Odile? Que tu vas à Paris faire une promenade d'agrément? J'ai un habile plan de conduite à vous offrir. Mais encore. Ma marraine, Madame de Croissy. Émilie? Oui. Votre vieille amie Émilie. Elle est malade. Elle m'écrit 6 fois l'an qu'elle voudrait me voir, qu'elle serait déjà venue si elle pouvait supporter la fatigue du voyage. Eh bien, je vais aller la voir. Ce sera une bonne action et une raison plausible vis-à-vis d'Odile. Une fois à Paris, ce sera bien le diable si je n'arrive pas à dénicher ce colonel de malheur et à lui faire entendre raison. Qu'en dites-vous? Oui, que ce n'est pas mal pensé, mais j'ai peur que tu ne te rendes pas compte des difficultés. D'abord, se munir d'un drap de lit et de 2 peaux de cerf tannées et cousues ensemble. Arrivé dans l'auberge, on étend ses peaux sur le matelas, on les recouvre de son propre drap, et par ce moyen, on empêche toute espèce de vapeur nuisible qui pourrait s'exhaler du lit de la maison. Seigneur, mais on l'envoie en enfer. Attends, tu ne sais pas tout. Se munir d'un pistolet à 2 coups. Il en impose à l'agresseur qui aperçoit 2 batteries dirigées contre lui, et les chances sont accrues de voir l'un des 2 coups partir. Henriette, tu crois que papa va lui donner un pistolet? Ton père est bien criminel. Que le Seigneur lui pardonne. Et tu restes jusqu'au départ de la diligence à côté du maître de poste. Il s'appelle Agricole Le Flot, quelque chose comme ça. Je le connais bien, c'est un coquin. Mais il était garde nationale et a pris les Tuileries. Tu lui dis que mademoiselle Clarisse est ma fille et que je la lui recommande. Oui, monsieur Duruy. Voilà, ça sera son meilleur passeport. Tu me remplaces pendant mon absence et surtout tu t'occupes bien de notre père. Je ne perdrai jamais de vue. Souviens-toi bien de tout. N'ayez crainte, je n'oublierai rien. C'est pour Maxime. On ne sait jamais. Je lui écris que je l'aime et que je l'attends d'un cœur fidèle. Allez. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais 10 ans. Embrasse-moi. Assieds-toi. Madame, je vous apporte les compliments et les amitiés de mon père. Je veux que tu m'appelles ma reine. Avec plaisir. Alors, comment se porte ce cher Charles? Il est en bonne santé, ma reine. Eh bien, je l'envie. Moi, c'est miracle si je vis encore. Les médecins ont failli me tuer. Mais je vais mieux depuis que je leur ai donné congé. Ce soir, je me lèverai pour dîner avec toi. Jeannette va te montrer ta chambre, t'installer. Repose-toi. Je sais que ces voyages sont interminables. Vous êtes tellement gentille de m'accueillir. Point du tout, je brûlais de te connaître. On va te faire un bon séjour. Comme je ne peux pas sortir, je t'ai choisi un Cicérone en la personne de mon neveu Maurice. Il viendra ce soir même pour faire connaissance. C'est un jeune homme charmant, distingué. Aux affaires étrangères, il est considéré comme un sujet d'avenir. Il est pour moi comme un fils. Le café m'est interdit. Et je vais vous laisser, j'ai plus l'habitude de rester debout longtemps. Voilà d'ailleurs Jeannette qui vient prendre soin de moi. Oh là, je suis tout enquiloussée. Merci Jeannette. Bonne nuit ma petite Clarisse. Je suis heureuse que tu sois là. Moi aussi, ma reine. Et je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Dormez bien, ma tante. Que dis-tu de ma filleule? N'est-elle point charmante? Tout à fait. Fais des plans pour la distraire. Le théâtre, la promenade, la revue du Carrousel. Occupe-toi bien d'elle. Soyez sûre, ma tante, que je ferai pour le mieux. Bon.
Madame de Croissy est une personne étonnante. Si vive et si gaie. Elle a reçu du ciel le don de la bonne humeur. Jamais je ne l'ai vu faire grise mine. De quoi souffre-t-elle? Les médecins sont perplexes, des sortes de troubles dans la circulation du sang. Elle était très malade cet hiver, mais maintenant elle va beaucoup mieux. Elle se plaint encore de rhumatisme. À vrai dire, je me demande si elle ne nous joue pas un peu la comédie. Bien. Maintenant, nous allons organiser votre séjour. Quels sont vos désirs? Le premier est de ne pas voir la revue du Carrousel. Je n'ai aucun goût pour les armées impériales. Je vous le dis sans diplomatie. Eh bien, soit. Pas de revue du Carrousel. Pour le reste, je vous fais confiance. Je peux vous faire confiance? Mais bien sûr. De quoi s'agit-il? D'un secret. Par définition, les diplomates sont des tombeaux. Nous nous connaissons à peine, mais je pense que je peux me fier à vous. J'ai besoin de votre aide. Je suis là pour ça. Et pas uniquement pour aller au théâtre ou à la promenade. Vous m'intriguez diablement. En effet, il y a du diable là-dessous. Voilà. Ma présence à Paris n'a pas pour seul but de visiter ma marraine. Encore que je sois enchantée de faire la connaissance d'une si délicieuse personne. Et quel est l'autre but? Il s'agit de ma sœur. Ce n'est pas simple à expliquer. Peut-être long. J'ai tout mon temps. Je vous écoute. Il a environ 30 ans, il est mince, grand, un visage doux et sérieux. Il a l'air bon et sensible, propre à inspirer de longs et calmes attachements. Il est transparent comme l'eau claire. J'étais rompu avant le dîner, je repris vie à sa conversation aimable, à son regard sans détour. Eh bien, la voilà fort enthousiaste. Un coup de foudre, peut-être? L'eau claire n'est pas sa boisson préférée, je la connais. Que voulez-vous dire? Non, rien, je plaisantais. Il a pris congé vers 10 heures, et voyez, j'ai encore la force de vous écrire. J'espère qu'Odile prend bien soin de vous, et vous d'elle. N'oubliez jamais que vous êtes tous deux ce que j'ai de plus cher. Je vous embrasse avec affection, votre fille dévouée, Clarisse. Vous allez voir comme j'ai bien travaillé. Je vous en sais gré d'avance, Maurice. Dites. Depuis la fin de la campagne, le colonel d'Aurillac a fait plusieurs allers-retours entre Paris et Vienne, où était resté l'état-major. Mais depuis 2 jours, il est définitivement de retour. Il passe ses matinées et le début de l'après-midi à l'école militaire et revient ensuite dans sa maison de Saint-Cloud, dont j'ai l'adresse exacte. Bon. Eh bien, nous allons tracer notre plan de bataille. Il faut surprendre l'ennemi quand il ne s'y attend pas. Ne pas lui laisser le temps de se fortifier, ni de mettre des sentinelles. Vous prenez tout cela bien gaillardement. C'est pour me donner du courage. Clarisse, je vous aiderai de mon mieux. Je le sais. Pouvons-nous prendre votre voiture? Non, je la dois au ministère, ce ne serait pas convenable. Je vais louer un fiacre à la course. Voulez-vous demain? Aujourd'hui, j'ai une longue réunion et je crains de ne pouvoir me libérer. Disons demain. Je serai au coin du faubourg et de la rue Saint-Nicaise à 4 heures. Je dirai à ma tante que nous allons à pied voir les boutiques du Palais Royal. Oh, ma chère marraine, ne surveille pas tous mes mouvements. Alors, à 4 heures? Clarisse. Oui, 4 heures. Dès que vous serez entré, j'irai faire ranger le fiacre un peu plus loin là-bas, à l'angle de la petite rue. Ainsi, je serai plus près de la porte et la voiture ne sera pas visible. J'ai peur que ce soit ou très court ou très long. Ne vous inquiétez pas. J'attendrai le temps qu'il faudra. J'ai vraiment scrupule. N'en ayez point. Allez, courage.
Attendez, il y a une voiture. C'est le moment. Vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il est seul. C'est difficile. Vous voulez renoncer? Non. J'y vais. À tout à l'heure. À tout de suite. Tiens, tiens. Non, non, laissez Grégoire, j'y vais. Mademoiselle Duruy, vous êtes à Paris? Quelle surprise. Bonjour, Léonard. Bonjour, mademoiselle. Entrez. Je ne suis pas étonné, Clarisse. Je vous connais. Je vous attendais un jour ou l'autre. Asseyez-vous. Cela n'a pas été une bataille comme les autres. Les belvédères de la capitale, les Viennois et l'empereur François II assistèrent à la défaite de leur armée dans la plaine de Marschfeld, entre le Danube et les hauteurs de Wagram. Ils étaient comme au théâtre. La traversée du fleuve s'est effectuée par surprise, en aval d'Essling, à la faveur d'un violent orage, le 4 et le 5. J'avais été mis en réserve. Le 6, à 4 heures du matin, la concentration des troupes ordonnée par l'empereur s'opère. La garde, les vieux soldats de Marmont, les Bavarois, la réserve de cavalerie, sont au centre du champ de bataille à Rasdorf. Devant nous, face à Wagram, les Saxons, l'armée d'Italie, les grenadiers d'Oudinot à gauche, Masséna, Davout à droite. À l'aube, j'interviens pour la première fois. Masséna m'envoie avec mes chasseurs prêter main forte à la salle qui essaie de dégager Aspern pour atteindre le Danube. Quand je suis arrivé, la salle avait déjà été tuée et la moitié de sa cavalerie anéantie. Nous avons repris et gardé le terrain perdu. À 4 heures, Bessières a été blessé à quelques mètres de l'empereur. J'avais la rage au cœur. À 6 heures, nouvelle charge de cavalerie. Et à 7 heures, l'archiduc Charles, pour éviter l'encerclement, était en pleine retraite. J'ai ramené 5 drapeaux et 300 prisonniers. Croyez-vous que j'ai fait tout ce chemin pour écouter le récit de vos batailles?
Le soleil s'est couché 2 fois. D'abord derrière Essling, puis il est reparu plus à l'est et a disparu enfin dans une grande lueur orange et rouge. C'est un phénomène de la nature très rare que les Tyroliens nomment l'Alpenglühen. Monsieur d'Aurillac, êtes-vous devenu fou dans vos combats? Avez-vous reçu un coup sur la tête? Non, pas une égratignure. Oui, je sais que vous voulez me parler d'Odile, je ne le veux pas. Il le faut. Soit. Je n'ai rien pour me justifier. Je n'ai pas eu le courage de m'engager, c'est tout. La solution pour vous, c'est l'absence, le silence, la fuite. Pourquoi? Odile est un ange. Elle me fait peur. Je ne peux faire que son malheur. Ce que j'ai voulu, c'est vous. Pour cela, j'ai promis n'importe quoi. J'ai tenu ma parole, j'ai demandé sa main. Maintenant, il faut qu'elle m'oublie. Tout à l'heure, je vous ai vu dans le fiacre. Je savais que vous alliez venir. Eh bien oui, la femme que j'ai raccompagnée, c'était Victoire. Mais rassurez-vous, je ne l'aime pas. Elle ne vit pas avec moi. Elle vient quand je l'appelle, quand je la siffle, comme un petit chien. Taisez-vous. Ne vous faites pas plus infâme que vous n'êtes. Elle aussi, je fais son malheur. C'est une fille simple, mais bonne, qui se prostituerait pour moi. Taisez-vous. En salissant les autres, vous vous salissez vous-même. À qui la faute? Touchez pas. Je ne vous reverrai de ma vie. Maurice, je n'en puis plus. Allons, Clarisse, allons. Calmez-vous. Mon cher père, les nouvelles que j'ai à vous donner ne sont pas bonnes. J'ai pu rencontrer le colonel d'Aurillac et je l'ai trouvé dans les pires dispositions vis-à-vis d'Odile. Il prétend qu'il ferait son malheur en l'épousant et demande qu'elle l'oublie. J'aime voir le sourire sur vos lèvres. C'est de vous voir qui me rend le sourire. Hier, en effet, je vous ai quitté bien déconfite. J'en étais profondément navré. Ma résolution est prise. Je veux retourner voir Monsieur d'Aurillac et en finir une fois pour toutes. Ou il tient sa parole vis-à-vis d'Odile, ou il sera à mes yeux un homme déshonoré, méprisable. Que vous voilà violente. Mon cœur ne l'est pas, mais je songe à ma sœur qui vit dans l'attente et qui ne mérite pas un traitement aussi cruel. Clarisse, vous jugez si durement Monsieur d'Aurillac qu'on se demande si c'est bien l'intérêt de votre sœur d'en devenir l'épouse. Elle l'aime. Cela suffit-il? Je ne sais pas, mais il s'est engagé. Tout cela me paraît bien compliqué. Quelque chose m'échappe dans cet imbroglio. Mais il m'importe. Je veux vous aider et j'agirai comme vous le désirez. Conduisez-moi là-bas en fiacre. Inutile de m'attendre ou de revenir me chercher. Je me ferai reconduire par son ordonnance. J'ai besoin de vous pour aller jusqu'à cette maison. Pour ne pas faire demi-tour en route. Mais pour en repartir, je n'aurai pas besoin d'encouragement. Très bien. À quelle heure voulez-vous? Comme hier? N'oubliez pas que nous allons au Théâtre Français ce soir. C'est à 8 heures. Je vous y retrouverai à 8 heures.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Léonard. Le colonel n'est pas encore rentré. Mais il ne saurait tarder. Vous voulez l'attendre? Oui. Maxime. Toi enfin. Tu veux goûter? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je suis mélancolique. Que je me lamente sur l'absence de ma sœur et le silence de mon fiancé. Viens m'embrasser. Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien Arzas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire. C'est ici, quelquefois, qu'il se cache à sa cour, lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour. J'ai trouvé ça. Tu vas ravir. Il est ta victoire. Oui. Nous devrions avoir honte. Oui. Tu goûtais ce vin exquis. Il est des bords du Rhin.
Nous voulons. Tu aimes. J'aime. Nous sommes des criminels. Mon Dieu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je devais être au théâtre à 8h. Maurice m'y attend. Maurice. Maurice de Croissy. C'est mon Cicérone à Paris. Quoi? Un rival, déjà? Mais non. C'est le neveu de ma marraine, chez qui je loge. Et comment est-il, ce neveu? Il est diplomate. Et il est tout à fait charmant. Je vois. Bon, je vois que tu es bête et que je n'ai pas le temps de t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Mais je fais que j'y vais. Il m'attend déjà depuis 1 heure. Reste. Non. Je ne serai pas discourtoise à ce point. Il faut que Léonard me raccompagne chez ma marraine, m'attende pendant que je me change et fouette jusqu'au théâtre. Reste. Je crois, depuis 5 ans jusqu'à ce dernier jour, vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux, en ce moment funeste, par un dernier effort, couronner tout le reste. Je vivrai. Je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Régnez. Mais ne me questionnez Je pas. ne vous verrai plus. Ne me demandez rien, je ne vous répondrai pas. Prince, Mais après cet adieu, je ne vous demande rien. vous jugez bien vous-même que je ne consens pas de quitter ce que j'aime pour aller loin de Rome écouter d'autres vœux. Vivez et faites-vous un effort généreux. Sur Titus et sur moi, réglez votre conduite. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. Adieu. Servons tous trois d'exemple l'univers, de l'amour la plus tendre, la plus malheureuse, dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas. Pour la dernière fois, adieu, Seigneur. Hélas. C'est plein d'insectes qui ont troqué les feuilles. C'est à cause de cette pluie froide de dimanche, les saloperies de coulures. Les couleurs à Médée n'attaquent que la vigne. Mademoiselle Odile a pleuré. Oui. Oui, à Médée, j'ai pleuré. Comme une fontaine pendant 1 heure. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai reçu ni bonne ni mauvaise nouvelle. Maintenant, cela va mieux. Je me sens comme lavée de mes mauvaises pensées. Mademoiselle Odile n'a jamais de mauvaises pensées. Si, aujourd'hui, j'en ai eu. Maxime. Maintenant, tu dois prendre une décision. À quel propos? Mais ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Tu ne peux pas laisser ainsi Odile dans l'attente. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas d'avenir entre nous. Tu peux, si c'est ta volonté, manquer à ta parole et rompre tes fiançailles, mais tu ne pourras jamais l'abandonner pour moi, sa propre sœur. Elle n'y survivrait pas. Et tu crois que si elle savait ce que nous avons fait, ce que nous faisons, elle survivrait? Ce qui est fait est fait. Notre trahison vis-à-vis d'elle a au moins l'excuse de notre inclination l'un vers l'autre. Mais la laisser dans l'ignorance de tes projets n'a pas d'excuse du tout. Au moins, elle ignore tout. Si tu as pour un sou de pitié.
d'amitié. Elle ne saura jamais rien de nous. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas à ce propos. Tu es fou. Mais pas méchant. Je ne suis fou que de toi. La belle nouvelle. Et à combien de filles l'as-tu annoncé? Mais aucune. Je veux vivre avec toi. Eh bien, moi, je n'ai jamais songé à vivre avec toi. Tu mens par amour propre, par fierté stupide, sans objet. Et toi, tu te mens à toi-même. Tu ne veux pas voir les choses en face. Tu représentes à mes yeux tout ce que je déteste. L'aristocratie de l'Ancien Régime, le soldat de Napoléon. Je t'en prie, pas de grands discours. Tu es ici chez moi, à Saint-Cloud, de ta propre volonté. Non à la tribune de la Convention. Ça insulte mon père. Je n'insulte pas ton père. Tu sais très bien les sentiments que j'ai pour lui. Alors laisse-le en dehors de nos querelles. Tu as raison. C'est toi que j'insulte. Toi qui es brave dans les combats et lâche ailleurs. Alors, on peut te traiter de lâche? Je ne veux pas me mettre en colère. Bon. Le colonel ne veut pas se mettre en colère et moi non plus. Alors tout est bien. Non. Tout sera bien quand tu auras au moins redonné un espoir à Odile. Je ne le ferai que si tu me prouves qu'il ne peut plus rien y avoir entre nous. Je te le prouverai. Et comment? Je te trahirai. Tu seras bien forcé de renoncer à moi. Et alors, s'il te reste un peu d'honneur, un peu de courage, un courage plus difficile que de charger sur un beau cheval fougueux, alors tu écriras à Odile d'Espérer, ou tu iras la voir et tu t'expliqueras avec elle. Oui, je te trahirai. Tu me trahirais? Je ferai quelque chose qui me rendra tellement odieuse à tes yeux que... Je le trahirai. Je ferai quelque chose qui me rendra tellement odieuse à ses yeux. Clarisse est allée à Paris pour rechercher Maxime d'Aurillac qui avait promis le mariage à sa sœur Odile. Aidée par Maurice de Croissy, le neveu de sa marraine, elle retrouve Maxime qu'elle aime en secret et retombe dans ses bras. Déchirée par sa trahison, elle se jure de contraindre Maxime à renoncer à leur liaison. À Angoulême, Odile et son père attendent son retour avec impatience. La maison. Amédée, maison. Avec un M. Qu'est-ce que j'ai mis? Tu as mis un P. La maison est située au bord de la rivière. Je viens de recevoir une lettre de Madame de Croissy qui annonce le retour de Clarisse. Ah. Elle doit partir demain. Si tout se passe bien, elle sera là jeudi ou vendredi.
C'est pas trop tôt. Odile, tu viendras me voir tout à l'heure. Oui, mon père. Espérons que cette ville du diable lui aura point tourné la tête. Va voir. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Victoire Lagrange? Oui. Que voulez-vous? Je profite de l'entracte pour vous demander un entretien. S'il vous plaît. Laisse-nous, Clémence. Asseyez-vous. Qui êtes-vous? Je suis Clarisse de Ruy, d'Angoulême. J'aurais dû m'en douter. Depuis quelques jours, Maxime est étrange. Lointain. Préoccupé. J'ai décidé de vous dire la vérité. Et quelle est-elle? Pendant le séjour de Maxime à Angoulême, ma sœur Odile est tombée amoureuse de lui. Une de plus. Et moi aussi. Et de deux. Mademoiselle, si vous m'interrompez tout le temps, je n'arriverai pas au bout. Je suis chez moi, dans ma loge. Je fais ce que je veux. Je vous en prie. Je vous écoute. Ignorant mes sentiments, ma sœur m'a demandé de lui parler, de lui dire qu'elle voulait l'épouser. Je l'ai fait. Maxime m'a accepté de demander sa main à mon père en échange d'une nuit avec moi. Vous ne me croyez pas? Si. De la part de Maxime, rien ne m'étonne. Alors, vous avez passé une nuit avec lui? Je ne veux pas vous faire de peine, mais... Oui, je sais, je ne suis pas la première. Et puis il est parti en campagne. Le temps a passé et il n'a plus jamais donné de nouvelles à ma sœur. Je suis venue à Paris pour lui demander de tenir sa parole, mais... Vous êtes retombée dans ses bras? Oui. Je crois que je l'aime. Nous voilà donc trois dans cette galère. Pour ma part, je suis décidée à ne plus revoir Maxime. Alors que me voulez-vous? Que vous ne cachiez rien de ma visite à Maxime. Rien? Rien. Méfiez-vous. Il est orgueilleux. Il ne vous le pardonnera pas. Et c'est bien ce que je cherche. Pourquoi? Pour jeter un abîme entre nous et qu'il n'ait plus qu'Odile pour souci. Pour vous, sans doute, abîme rime avec sublime. Ne vous moquez pas. Il m'en coûte. Je ne me moque pas. Nous sommes dans le même panier. À nous pâmer pour se fier à bras. C'est à toi, ma colombe, t'es en retard. Faut encore que je mette ton manteau. Voilà, voilà. Bien, mademoiselle Clarisse. Je parlerai à Maxime. Je lui raconterai tout. Je vous remercie. Dépêche-toi. Je ne peux tout de même pas plaider pour votre sœur. Mais je lui demanderai de prendre une décision. De faire les choses claires. Bon, bien, je dis pas, vous allez à la vente. Offre-moi la paix. Phénice ne vient point. Moment trop rigoureux. Que vous paraissez lents à mes rapides vœux. Je m'agite, je cours, languissante, abattue. La force m'abandonne.
Et le repos me tue. Phénice ne vient point. Ah, que cette longueur d'un présage funeste épouvante mon cœur. Voilà. Je t'ai tout dit. Je ne pouvais tout de même pas garder tout ça sur le cœur. Moi, je n'ai rien à cacher. Je ne couche pas avec tous les gandins qui passent. À toi de jouer, petit colonel. Et quoi qu'il arrive, tes demoiselles d'Angoulême, tu aurais mieux fait de les laisser tranquilles. Parce que maintenant, ni toi, ni moi, ni elle, on ne sera plus jamais en paix. Léonard! Si tu te fais tuer à la guerre, et ça t'arrivera un jour ou l'autre. Mon colonel. Tarquin est scellé? Oui, mon colonel, il est prêt. Si tu te fais tuer à la guerre, tu laisseras 3 veuves qui se réuniront pour maudire ta mémoire. Mon cher Maurice, je me doute bien que j'ai dû vous choquer par ma conduite apparemment incohérente. Mais non, Je souhaiterais que vous ne me jugiez pas. tu m'en préserves. Je vous aime beaucoup. Maxime. Enfin.
Tu as vu Maxime? Oui. Alors, Il faut espérer, tout peut s'arranger. raconte. Pas maintenant. J'irai dans ta chambre après le dîner. Ça, ce sont des fichus de dentelle pour Odile. C'est la dernière mode. Ah. Voici un corsage pour Odile encore. Il y a aussi des livres pour père, mais ils sont au fond de la malle. Nous verrons ça tout à l'heure. J'ai déniché les promenades de Rousseau, mais vos discours de Mirabeau, Ça ne improbables. fait rien, ça ne fait rien. J'allais oublier. Il y a aussi des tabliers italiens, tout brodés, pour Henriette. Et attention, un superbe bonnet de nuit pour Amédée. Magnifique. Je vais tout de suite aller le lui essayer. Alors? Je ne sais pas, mon père. C'est ni oui ni non. Plutôt non. Qu'est-ce que tu as dit à Odile? Que j'irai la voir dans sa chambre après le dîner, comme si je ne voulais pas parler devant vous. Je tâcherai... Ne lui enlève pas tout espoir. Elle est loin d'être résignée, je te préviens. Je le sais bien, mais... Que lui dire? Voyons, mademoiselle Odile, voyons. Pas devant monsieur Duruy. Est-ce qu'il n'est pas beau? Faites excuse, monsieur Duruy. Amédée, tu es royal. Le dîner est servi. Sur le boulevard des Italiens, un homme sur deux est en uniforme. Vous imaginez le genre de réflexion que cela m'inspirait. Quant aux bourgeois, on les appelle plutôt maintenant les propriétaires. Ils ne songent qu'à manger. D'où le succès du nouveau système des restaurants. Il y a des choix de mets sur des listes qui peuvent comprendre jusqu'à 100 plats. Il paraît que chez Prunier ou chez Véry, l'entrée truffée coûte 6 livres. Madame de Croissy est une personne tout à fait charmante. Sa santé est en progrès. Elle est très originale, enfin du moins pour des provinciaux comme nous. C'est une vieille amie de l'impératrice et pourtant elle dit beaucoup de mal du gouvernement. Elle correspond avec Madame de Staël et Monsieur Benjamin Constant et personne ne dit rien. C'est Émilie parfaitement inoffensive pour le régime. Tout cela reste à l'étage des salons. Et Paris est si futile. Et ton cher Maurice de Croissy? Oh, ben je vous ai déjà tout dit dans mes lettres. C'est la personne la plus charmante que j'ai jamais rencontrée. De plus, c'est un esprit brillant. Il sera vite ambassadeur et plus tard ministre. Serait-il républicain pour te plaire à ce point? Presque. Il pense que la meilleure solution serait une monarchie parlementaire, comme les Anglais. Ah, s'il veut un parlement, c'est un homme de progrès. Il était amoureux de toi? Un peu, je crois. J'ai dû bien le décevoir. Pourquoi? Non, je ne sais pas. C'est une impression. Mais nous ennuyons notre père avec ses enfantillages. Alors, tu sais bien que je meurs d'impatience et d'inquiétude. Ton cher Maxime va à la fois bien et mal. Comment as-tu fait pour le voir? Ça a été tout à fait simple. Maurice m'a procuré l'adresse exacte de sa maison de Saint-Cloud et m'a accompagnée en fiacre. J'ai sonné, Léonard m'a ouvert et Maxime m'a reçu tout de suite. Il ne se cache pas, tu sais. Enfin, j'ai tout de même eu de la chance parce qu'il retourne souvent à Vienne. Comment est sa maison? Écoute, Odile,
Tu veux savoir dans quel sentiment Maxime est à ton égard ou bien comment il meublait son salon? Tu as raison, je t'écoute. Je t'ai dit qu'il allait bien et mal. Bien parce qu'il est en bonne santé, parce qu'il n'a pas été blessé. Mal. Il va mal à cause de toi. À cause de moi? Oui. Il se croit indigne de toi, incapable de faire ton bonheur. Il a demandé ta main sur un coup de tête et maintenant il est envahi par les scrupules. Il ne sait plus très bien quelle attitude prendre à ton égard. Que t'a-t-il dit exactement? Il m'a dit... Odile mérite mieux que moi. J'ai une vie compliquée. Je suis un soldat perpétuellement en campagne. Je peux me faire tuer demain. La paix avec l'Autriche n'est pas encore signée. La guerre continue avec l'Angleterre, en Espagne. Dans ces conditions, comment puis-je m'engager? Songer à fonder une famille? Je suis sûre qu'il m'aime. Tu as sans doute raison. C'est un excès de scrupule qui le retient. C'est possible, d'ailleurs, il a promis de t'écrire. Bon, j'attendrai sa lettre. J'ai déjà beaucoup attendu, je n'en suis plus à un mois près. L'essentiel, c'est qu'il n'en aime pas une autre. Tu ne crois pas? Si. Je vais aller me coucher, Odile. Je suis très fatiguée. Mais oui, bien sûr. Et moi qui te retiens. Je te raconterai sa maison demain. Tard bien. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Entre. Mon père, j'ai bien peur d'avoir menti à Odile. Je doute que Maxime soit jamais son époux. Il écrira peut-être, fera de vagues promesses qu'il ne tiendra pas. J'en ai le cœur navré pour elle, mais ne ferait-il pas que son malheur? Ce n'est pas un homme pour elle. Serait-ce un homme pour toi? Je ne veux pas parler de ça. Moi non plus. Va te coucher, Clarisse, tu dois être très, très fatiguée. Clarisse! Clarisse! Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais déjà te le dire hier, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Mais de quoi parles-tu? Pendant ton absence, un homme est venu. Qui? Le notaire. Qu'est-ce qu'il voulait? Te parler? Affaire urgente, qui disait. Voulait pas croire que t'étais pas là. Il a fait un raffut de tous les diables. Heureusement que ton père et Odile étaient à la promenade. Finalement, il est parti en laissant un billet pour toi. « 14 000 livres en espèces et des meubles pour une valeur de 2800 livres. De Laugier Gaspard, une maison en très bon état de 2 étages, sans y comprendre les greniers composés de 8 appartements à cheminée. J'ai appris que tu étais venu faire scandale dans la maison de mon père. Je ne te croyais pas sot, vil et déloyal à ce point. Et nos conventions, et le secret, convenu, juré. 4 mois. Depuis 4 mois, je ne t'ai plus vu. Tu m'as négligé, et en plus, tu n'as répondu à aucune de mes lettres. Je ne réponds pas à qui m'écrit de façon grossière, menaçante, obscène. Tu n'as plus besoin de moi, sans doute. Et trouver quelques remplaçants dans les officiers de passage.
Raconte-moi un peu comme ils t'ont respecté, tous ces traîneurs de sabre. Tu n'as aucun droit sur moi. Je sais que t'as été à Paris. Pour retrouver un de ces empanachés, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Que je te félicite? Je ne veux plus de toi. Plus jamais. Mais qu'est-ce qu'il a de plus, l'autre? Quel autre? Je sais ce que je sais. Grand bien de face. Je m'en vais. Et ne croise plus mon chemin. Je me vengerai. Te venger? Mais comment, mon pauvre Benoît? Il paraît que ta sœur est fiancée avec un certain d'Aurillac. Qui t'a dit ça? Ton domestique est un bonnet qui fanfaronne sur les champs de foire, que l'oiselle de la maison a épinglé un colonel d'Empire. C'est faux. Tes yeux disent le contraire. Clarisse! Oui? Vous vouliez me voir? Ta sœur a reçu une lettre de Maxime. Elle me l'a lue, puis l'a laissée pour que tu puisses la lire à ton retour. Ah. Et alors? Regarde. Très cher Odile, ce qui m'a si longtemps retardé de vous écrire, c'est l'ignorance où j'étais de mon affectation définitive et la crainte de vous avoir irrité par un si long silence. Depuis que j'ai vu mademoiselle votre sœur, je sais que votre cœur m'est demeuré fidèle et que vous n'avez jamais manifesté de ressentiment à mon égard. Sachez que seul le scrupule est cause de mes retards ou de mes manquements. Je suis touché de votre constance et ne renie pas la parole que je vous ai donnée, mais j'ai une prière à vous faire. Il y a dans mon existence un désordre qui importait peu jusque-là, mais maintenant que votre jeune vie s'est vouée à la mienne, il faut que je l'efface afin de me présenter devant vous digne de nos sentiments. Votre ravissante image est sans cesse présente à ma mémoire, comme le son de votre voix qui me dit que vous me comprenez et que j'ai eu raison de vous parler avec franchise. Des jours heureux nous attendent, si nous savons les mériter, chère Odile. Je vous embrasse, Maxime. Alors? C'est la lettre la plus hypocrite que j'ai jamais lue. Oui, je vois surtout qu'en fait, il ne dit rien, qu'il n'explique rien, qu'il ne promet rien. Qu'il ne cherche qu'à gagner du temps, qu'à obtenir des délais. Mais ne s'en rend-elle point compte? Elle a sans doute décidé de ne retenir que ce qui l'arrange. Elle a choisi l'espérance envers et contre tout. Oui, entrez. Mon colonel m'a demandé. Non, non, Léonard. C'est mademoiselle Victoire. Elle est là, à côté. Léonard, il y a là 2 coffres d'affaires m'appartenant. Demain matin, pouvez-vous les déposer chez moi, chaussée d'Antin? Mais... Oui, mademoiselle. C'est tout. Viens ici. Allez, approche. Je t'aimais bien, toi. Toujours d'accord? Jamais une réplique de trop? Mademoiselle Victoire part en voyage. Oui. Alors, tu comprends? J'ai besoin de toutes mes affaires. Bien sûr, mademoiselle. Tu ne veux pas quitter ton colonel et venir avec moi? Je te ferai la vie douce, tu sais. Il y a des beautés partout. Facile, avenante. Je suis dans l'armée, mademoiselle. 6e chasseur. Dans l'armée? C'est ma foi vrai. Je l'oublie toujours. 6e cireur de bottes. Victoire, laisse tranquille ce pauvre Léonard. T'es un très bon soldat dont le service est parfait. Il m'a sauvé la vie à Essling. Merci, mon colonel. Merci, Léonard. Je compte sur toi pour mes coffres, demain? Vous pouvez, mademoiselle.
Léonard, quand je vais partir tout à l'heure, tu seras devant la porte. Si vous voulez, mademoiselle. Nous nous embrasserons. Comme ça, je pourrai dire à mes amis que je suis partie avec les honneurs du 6e chasseur. Bien, mademoiselle. Et toi? Tu n'auras pas un mot pour me retenir? Ai-je eu le moindre mot pour te demander de partir? Tu m'annonces ta décision de rompre avec moi, je ne sais même pas pourquoi. Je romps parce que je sais qu'un jour ou l'autre, et sans doute bientôt, tu vas le faire. En prenant les devants, je me donne l'illusion de mener le jeu. Je sais que je me donne la comédie. Ah, tu le sais. Ouais. Mais je suis comédienne. Et je préfère jouer cette scène plutôt que celle où, passive, je t'écouterai m'expliquer, embarrassée, que tu me quittes. Tu vois, je te donne un rôle facile. Tu n'as rien à dire. Et ça t'arrange que je m'en aille de moi-même. Parce que déjà tu es ailleurs, dans un autre paysage, dont je suis chassée. Et toi, qui te chasse? Moi, je me chasse d'ici. J'ai été déçue par toi, je suis fâchée contre toi. Toutes tes manigances avec ces demoiselles d'Angoulême m'ont choquée. Je ne suis pas un modèle de vertu, mais j'aime les situations nettes. La visite dans ma loge de mademoiselle Duruy, Clarisse, m'est restée comme une arête dans le gosier. Je n'aime pas ce genre de poisson. Tes hésitations, tes scrupules, tout cela m'irrite, m'agace. Tout cela n'est que luxe, privilège, caprice. Restons amis. Je doute que tu saches. Je te remercie pour tes bontés. Je n'ai qu'un regret. Ne pas avoir eu un enfant de toi. Un petit garçon batailleur ou une petite fille hautaine. Plus fatale aux hommes que moi. Qu'est-ce que c'est? Bigonnet? Ça, par exemple. Je fais entrer? Ça a tout l'air d'un drôle de citoyen. Oui, oui, fais entrer. Bigonnet!
C'est bien toi, sacré Bigonnet. Charles, je viens t'entretenir de choses graves et de projets importants. Bigonnet, je ne t'ai pas vu depuis 15 ans, tu ne me laisses même pas le temps de m'informer de ta santé. Elle est mauvaise. Alors, de celle d'Antoinette. Elle est morte l'année dernière. Non, Charles, l'heure est venue d'abattre la tyrannie. Assieds-toi, assieds-toi. La liberté attendra bien quelques minutes. Elle attend depuis si longtemps. Charles, écoute-moi bien. Amédée. Qui est ce monsieur et qu'est-ce qu'il veut? Je sais point, mademoiselle Clarisse. Est-ce qu'il a dit son nom? Il m'a donné un billet que j'ai remis à monsieur. Je pense que c'était son nom qui était écrit dessus. Et il y avait écrit quoi? Oh, mais tu sais lire, Amédée, maintenant. Pour sûr. Il y avait écrit Pigeolet. Pigeolet? Ah oui, c'est comme je vous le dis, Pigeolet. Clarisse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Descends. Merci, Amédée. Père a une visite. Qui est-ce? Un nommé Pigeolet ou quelque chose comme ça. Je n'aime pas tellement ce genre de visite. J'ai vu l'homme de loin et j'ai flairé le genre conspirateur. Tu sais que Père est très surveillé. Plusieurs fois, j'ai remarqué des allées et venues suspectes autour de la maison. Des individus dont tu flaires le métier à 20 pas. Tu es sûre? Viens par là. Allons-y. Il est membre de l'Assemblée législative. Mais comme c'est une girouette, il s'est redécouvert des sentiments républicains. Maintenant, il veut renverser l'Empire. Mais pourquoi venait-il vous voir? Pourquoi vous? Ah, toutes les conspirations se ressemblent, ma chère Clarisse. Il lui faut toujours un symbole, un personnage désintéressé. On veut me recruter comme belle figure de la Révolution. Il est parti. Ouais. C'est quand même pas ordinaire. Qu'est-ce qui n'est pas ordinaire, Amédée? Quand il est arrivé, il avait une moustache. Quand il est parti, il n'en avait plus. J'ai conduit Bigonnet le plus gentiment possible. Tous ces agités ne m'intéressent pas. Le seul en qui j'ai confiance, c'est Carnot. Mais pour l'instant, il est muet. Il sait comme moi que l'heure n'est pas venue. Que seules de grandes défaites. Tout de même, mon père, je suis inquiète. Depuis quelque temps, il y a des allées et venues de la police dans la région. Autour de la maison, ça, j'en suis sûre. Ce n'est pas nouveau, il y en a toujours eu. Mais pas à ce point. Et puis, il y a autre chose. J'ai revu Benoît Bontemps. Clarisse, tu sais que je ne veux pas entendre parler de ce monsieur. Tu es libre, tu fais ce que tu veux, mais je ne veux pas le savoir. Il connaît les fiançailles d'Odile, le nom de Maxime. Je n'aime pas ça. Moi non plus. Il sait aussi que j'ai été à Paris. Mais comment sait-il tout cela? Paris passe encore, mais les fiançailles. J'ai bien peur qu'Amédée bavarde dans les tavernes. Oh, quant à votre Bigonnet, et si c'était un provocateur? Mais non, il est bien trop bête, puis il n'a pas besoin d'argent. Je me méfie de tout le monde. Oh, pourquoi ne laisse-t-on pas en paix? Je ne pense même pas à voix haute. Alors que me reproche-t-on d'exister? Tu es sûre que tu ne préfères pas celle avec le ruban rose? Elle sera pas prête avant mardi. Tu peux encore changer d'avis. Le ruban bleu me va parfaitement et tu sais bien que je laisse le ruban rose à Clarisse. C'est un pacte entre nous. Oh, fille de vos enfantillages, vous n'avez plus 12 ans.
Moi, j'aimerais bien avoir encore 12 ans. À ton aise. Viens-tu avec moi jusqu'au marché? Amédée nous attend sur la place avec la voiture. Non, je vais rentrer de mon côté. Il y a une vente de bestiaux, ça t'amusera. Justement, toutes ces pauvres bêtes, cela me va au cœur. Mais tu ne peux pas rentrer toute seule comme ça par les rues. Mais si, puisque je n'ai plus 12 ans. Une jeune fille de bonne maison doit toujours être accompagnée. T'inquiète pas, je suis à 5 minutes de la maison et il est midi. Bon, n'adresse la parole à personne. Henriette, allez, va, à tantôt. Mademoiselle Duruy. Mademoiselle Odile Duruy. Comme voulez-vous. Du bien. Qui êtes-vous? Un ami. Je ne vous connais pas, passez votre chemin. Moi, je vous connais et je vais vous donner un bon conseil. Laissez-moi tranquille ou j'appelle. Voilà le conseil. Méfiez-vous de Maxime d'Aurillac et de votre sœur Clarisse. Ces deux-là ne sont peut-être pas aussi honnêtes que vous le croyez. Allez-vous-en, je crie. Je vous aurais prévenu. Odile. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as, Odile? Ma petite sœur a un souci? Que puis-je faire pour elle? Embrasse-moi. Il est resté à peine 1 heure et il est reparti aussi vite qu'il était venu. Sa visite n'a provoqué aucune activité inhabituelle dans la maison, ni aucune modification dans les habitudes du sieur Duruy. Et a-t-on une idée de ce qu'il est allé faire là-bas? Aucune. Il fait partie du corps législatif. Oui. C'est-à-dire, il n'a rien à faire, alors il a un tri. À Angoulême? Il a peut-être eu la même idée que moi. Ça m'étonnerait, monsieur le duc. Ces derniers temps, le sieur Bigonnet n'a fréquenté que des gens de l'opposition. Mais bien, de toute façon, il faut continuer à suivre ce Bigonnet. Il peut nous mener vers plus haut placé. Quant à Duruy, il ne s'est pas découvert. Laissons-le mijoter. Monsieur le duc, je pense à quelque chose. J'aime pas tellement que vous pensiez aux gens. Dans ce cas, dites toujours. Voilà, la fille que nous avons au théâtre français ne sait rien sur le Mercier, l'auteur dramatique. On le disait royaliste, anglophile. Oui, et alors? Alors, elle ne sait rien. Mais elle a parlé d'autre chose. Et cette autre chose a un rapport avec Duruy. Si ça intéresse monsieur le duc. Pas de simagrée, voulez-vous? Elle était l'officielle du colonel d'Aurillac. Elle était? Oui, ils viennent de rompre. Elle en a conçu une certaine amertume. Alors elle s'est laissée aller, involontairement. Enfin, j'ai un peu poussé. Bref. Aurillac, quand il a été à Angoulême, s'est fiancé avec une des filles du Duruy. Tiens. Et à Paris, il avait eu une liaison avec l'autre. L'autre? Duruy a 2 filles. Qu'est-ce qu'elle venait faire à Paris, l'autre fille? C'est assez compliqué. J'ai pas le temps, là. Non, mais faites-moi une note. Non, mais c'est très intéressant. Hein. Le dossier Duruy l'aîné s'épaissit. Je sais pas encore ce que nous en ferons, mais nous en ferons quelque chose. Mon cher Maurice, tu as devant toi une contrebandière. Merci. Ce thé est parti de Londres pour Salonique, de Salonique pour je ne sais où en Allemagne, et de je ne sais où pour... Pour la rue Saint-Honoré, je sais, ma tante. Mais bientôt, vous ne serez plus contrebandière. Nous avons préparé un décret qui admettra à l'importation les denrées coloniales. Cependant, à l'entrée, il y aura un impôt de 50%. Mais c'est affreux, ce sera encore plus cher. Et il y aura des dérogations.
Il est prévu des licences. Ah bon. Encore une tasse? Non, merci, ma tante. Je dois partir. Mais auparavant, je voudrais vous demander un conseil. Si je peux. Dans un mois environ, début septembre, je dois aller à Bayonne, quelques jours en mission. Il y aura une conférence avec le roi Joseph. L'empereur viendra peut-être. Si tu veux un conseil, n'y va pas. Joseph est un lourdeau, je le connais bien. Il a même essayé de me faire la cour. Il était comique. Ah, je n'ai pas le choix, ma tante. Non, le conseil que j'attends de vous est tout autre. Au retour, je me propose de m'arrêter une journée à Angoulême et d'aller saluer la famille du Rouy. Qu'en pensez-vous? Que c'est une excellente idée. Charles sera certainement enchanté de discuter avec quelqu'un au fait des affaires publiques. Vous croyez? Je crois surtout que tu as très envie de revoir Clarisse. C'est vous qui devriez être aux affaires étrangères. On ne peut rien vous cacher. Serais-tu amoureux d'elle? Je ne sais plus. Au début, certainement. Elle est si belle, si intelligente. Après, son attitude m'a déconcerté. Elle était soucieuse à cause de sa sœur, de cet Aurillac. Vous saviez? Je me suis douté de quelque chose. Et le dernier soir, Clarisse et moi, nous avons parlé. Il était préférable que les choses soient nettes. Justement, il me semble qu'elles ne le sont pas. Si tu veux mon avis, et si j'en crois ce que Clarisse m'en a dit, Odile n'est pas faite pour cet Aurillac. Pas plus que toi pour Clarisse. Pourquoi dites-vous ça? Il y a dans son caractère une sorte de, comment te dire, de goût du tourment. Son tourment est peut-être passager. Je la tiens en grande estime. Moi aussi. Je comprends fort bien qu'un homme soit séduit par sa nature impétueuse. Mais ça ne prouve pas qu'il pourra s'en accommoder. J'aimerais en avoir le cœur net. Tu as raison. Fais cette visite. Il ne faut jamais négliger de s'instruire sur soi-même. Pourriez-vous écrire pour moi? Je le ferai aujourd'hui même. Pour quand dis-tu? Environ la deuxième semaine de septembre. Le voilà, Père, le voilà. Il a l'air très jeune. Il est très élégant. Odile, calme-toi. Je sais bien que les jeunes gens n'abondent pas dans cette maison, mais... Ah. Mon père, je vous présente Maurice de Croissy. Soyez le bienvenu. C'est un honneur pour moi, monsieur, que de faire votre connaissance. Votre visite nous fait un grand plaisir. Voici ma fille Odile. Mademoiselle? Clarisse nous a tellement parlé de vous. Vous êtes déçue? Non, pas du tout. Clarisse, voyez dans quelle situation vous me mettez. Je fais de vous le portrait le plus flatteur. Clarisse, veux-tu montrer une chambre? Monsieur de Croissy veut peut-être se reposer un instant. Hélas, je dois repartir avant la nuit. Nous le regretterons. Nous déjeunons vers midi ici en province. C'est peut-être un peu tôt pour vous? Point du tout. Nous avons quitté Bordeaux avant l'aube et nous sommes venus ici d'une traite. Venez, Maurice. Nous allons vous faire passer une bonne journée. Je n'en doute pas. Merci. Monsieur, Merci. de l'alcool? Volontiers. Vous avez débuté avec Monsieur de Talleyrand? Oui. J'ai débuté auprès de Monsieur de Talleyrand. Et j'ai beaucoup regretté son départ, sans vouloir en juger les causes. Après Austerlitz, il pensait que le moment était venu d'assurer le repos de l'Europe. Oui, je ne doute pas des intentions pacifiques de Talleyrand, mais à mon avis, elles étaient et sont encore vouées à l'échec. Votre empereur a construit son pouvoir sur des victoires militaires. Il ne peut le conserver que par d'autres victoires militaires. La guerre, donc, est pour lui une fatalité. En vérité, il ne peut pas vouloir la paix. La Révolution, elle aussi, s'est imposée par des victoires militaires. Oh, cher monsieur, la patrie, comme l'on disait alors, était envahie. Il s'agissait de défendre des frontières naturelles, et non pas la moitié de l'Europe annexée par les armes. Nous ne sommes plus sous Charlemagne. L'Empire français est une utopie, un rêve absurde qui se terminera en cauchemar.
Comment pouvez-vous dire cela? L'empereur va de succès en succès. La France est respectée partout. Crainte, oui. Respectée, je ne le pense pas. Et toute puissance est éphémère. L'Angleterre n'est pas vaincue, et ce n'est pas à vous qui revenez d'une réunion à ce sujet que j'apprendrai que la guerre d'Espagne est une affaire mal engagée. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis-je me permettre de vous interrompre? Les heures de notre hôte sont comptées. Puis-je vous l'enlever un instant, mon père? Nous avons nos petits secrets. Mais bien sûr. Venez promener avec moi, Maurice. Si monsieur, votre père m'y autorise. Il y a longtemps que Clarisse se passe de mes autorisations. Je viens, mais... J'allais oublier que j'avais un petit cadeau pour vous, mademoiselle. Pour moi? Oui. Je sais que vous êtes musicienne. Déjà, à Paris, j'avais aidé votre sœur à vous trouver des partitions. Alors, je vous ai rapporté de Vienne un recueil de monsieur Beethoven, que nous connaissons peu en France, mais qui est considéré là-bas comme un maître. Je suis très touchée. J'espère que cela vous plaira. L'album est dans ma voiture. Clarisse, Oui, vous... oui, je vous ferai penser. Allez, venez. Venez. Qu'en pensez-vous? Qu'il est sincère, mais qu'il a tort. Une guerre de conquête n'est jamais une solution. Mais non, je voulais dire qu'en pensez-vous de lui, de Monsieur de Croissy? Ah, très bien, très bien. Talleyrand est une canaille, mais il sait former son personnel. Je suis heureux de vous revoir. Moi aussi, Maurice. Nous nous sommes mal quittés en juillet. Mais non. Tout a été de ma faute. Vous avez été un ange. Ce n'était pas vraiment mon but. Maurice, je sais que j'ai abusé de votre gentillesse et de vos sentiments. Il ne faut pas m'en vouloir. J'ai traversé à Paris un moment difficile. Vous vous en êtes bien douté? Au début, non. J'ai d'abord cru que seul le souci de votre sœur... Oh, Maurice, n'en parlons plus de cela. Je veux l'effacer de ma mémoire. Soit. Si vous ne m'effacez pas du même coup, puisque je ne vous rappelle que des mauvais souvenirs. Il ne m'en reste qu'un bon. Vous. Demeurez mon ami. Soyez sans crainte. Que tout soit clair entre nous désormais. Pour que tout soit clair, il faut que je vous dise... Eh bien? J'ai rencontré Maxime d'Aurillac. Vous n'auriez pas dû, Maurice. Mais je n'y suis pour rien. J'étais à une réception chez la duchesse d'Abrantès. Je prenais un peu de repos à l'écart. Pardon, je vous dérange? Pas du tout. Non, je cherchais simplement un endroit plus calme. Ces réceptions sont trop bruyantes pour moi. Pour moi aussi. Mais je suis en service, commandé. J'accompagne mon ministre, monsieur de Champagny. Moi, je suis un vieil ami de notre hôtesse, Maxime d'Aurillac. Maurice de Croissy. Vous êtes le neveu d'Émilie de Croissy? Oui. Nous nous connaissons presque, si je ne me trompe. Je ne pense pas que vous vous trompiez. Nous avons donc une amie commune. J'ai eu à peine le temps de faire sa connaissance. Elle était déjà repartie. Oh, vous savez, mon cher, les femmes sont toujours en train de nous quitter. Ou nous partir. Hélas. Eh bien, Maxime, où étiez-vous passé? On vous cherche partout. Le bal va commencer. Vous le savez très bien, ma chère Laure. Je ne goûte guère le quadrille. Il s'agit bien de quadrille. Nous ne sommes pas aux Tuileries. Ici, on joue la contredanse. Vous arracherai-je à quelque entretien important? Vous connaissez Maurice de Croissy, qui accompagne M. de Champagny. Je pense que oui. J'ai eu l'honneur d'être présenté tout à l'heure, mesdames la duchesse. Venez danser aussi, monsieur. Les dames s'impatientent. Nous avons dû danser un moment, puis après nous nous sommes retrouvés. Et vous ne me croirez peut-être pas,
nous ne nous sommes plus quittés de la soirée. En effet, vous m'étonnez, car vous êtes si différents. Souvent, les contraires s'attirent. En tout cas, je vous mentirais si je ne vous disais pas qu'il y a eu tout de suite entre nous une sorte de sympathie, d'amitié. Il a une très grande estime pour votre père. Et de plus, nous nous sommes découverts un lointain cousinage. Oh, alors, si on se retrouve entre membres de la vieille aristocratie, tout s'explique quand on est de la même caste. Ne vous moquez pas, Clarisse. C'est un détail sans importance à mes yeux. Vous savez bien que les attirances sont mystérieuses. La vérité, c'est que nous nous sommes trouvés comme deux frères qui ne se seraient jamais rencontrés et que le hasard met en présence. Deux frères, dont l'un serait fou et l'autre sage. Peut-être. Comme votre sœur et vous. Ma folie, c'est moi. Et Odile, qu'en pensez-vous? Je n'ose vous le dire. Vous ne devez plus rien me cacher maintenant que nous sommes complices. À quoi bon? Son cœur est déjà pris. En somme, elle vous plaît. Je vous jure le secret. Elle est la jeune fille selon mon cœur. Celle dont j'ai toujours rêvé. Moi, je vais me coucher. Mes pères voudraient une tisane. Une tisane de quoi, ma petite chatte? C'est pour mieux dormir, alors... Tilleul. Tout de suite. Il va y avoir de l'orage. Tu crois, Amédée? Hein? Je m'en vais fermer les lucarnes du grenier et de l'écurie. Henriette, que penses-tu de Monsieur de Croissy? Oh, il a l'air bien honnête. Doux et poli. Très fin et très intelligent, a dit mon père. Sûr, c'est un garçon qui a de l'instruction. C'est un diplomate. Oh, ça n'empêche pas, ma petite chatte. La vie est mal faite, Henriette. C'est un homme comme lui que je devrais aimer. Tout deviendrait plus facile. C'est bien vrai. Très un bon époux. Meilleur que l'autre, sur son cheval, toujours à l'étranger, à tuer du pauvre monde. Le malheur, c'est que c'est Maxime que j'aime. Mon cher Maurice, votre lettre a été la bienvenue. L'amitié confiante qui s'est établie entre nous est en effet une chose bien précieuse. Vous vivez à Paris où tout va vite et fait du bruit. Ici, rien ne change que lentement. Chaque jour ressemble à la veille. L'automne est là. Bientôt ce sera l'hiver. Chaque jour, les mêmes gestes se répètent. Et parfois, j'ai l'impression de n'avoir plus d'âge. Mon père est plongé dans un passé qui l'interroge inlassablement. Odile semble perdue dans sa rêverie. Elle ignore tout, bien sûr, de vos sentiments.
Il est trop tôt pour la réveiller. Il faut laisser sa passion suivre son chemin. Et les heures passent. Et le soir revient. Le jour tombe. Bientôt, je n'y verrai plus goutte. Ce qui n'est pas, me direz-vous, une façon bien intelligente d'avoir les idées claires. Tout à l'heure, j'irai, comme chaque soir, à la même heure, me promener dans le jardin. C'est pour moi un moment privilégié. Y a quelqu'un ? Revenue à Angoulême, Clarisse tente d'oublier sa liaison avec Maxime. Celui-ci, fiancé avec sa sœur Odile, ne paraît guère pressé de tenir sa parole. La monotonie de la vie provinciale est rompue par divers incidents. Le passage dans la maison d'un conspirateur ridicule, la surveillance de la police qui se resserre autour de Charles Duruy, le père des jeunes filles, les insinuations d'un ancien amant de Clarisse qui tente de troubler la confiance d'Odile en sa sœur, la visite enfin de Maurice de Croissy, qui tombe amoureux d'Odile, mais n'ose le lui dire, connaissant son amour pour Maxime. La paix mettant fin à la 5e coalition est signée à Vienne le 14 octobre 1809. L'Empire est à son apogée. Pourtant, l'hiver est dur. La guerre d'Espagne continue ainsi que le blocus continental. La situation économique est mauvaise. Les Français ont froid et faim. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de Rondeau. Qui est-ce, Rondeau? Odile, tu sais bien que père a un vieil ami à Paris qui est... Ah oui, le notaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, rien d'intéressant, des pages et des pages sur le divorce de Napoléon. C'est le sujet à la mode à Paris en ce moment. Et moi, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Mais je ne sais pas, moi... Le 15 décembre, aux Tuileries, Napoléon, debout, tenant la main de l'impératrice en pleurs, expliqua sa résolution sans, etc. Sans quoi? Sans utiliser le discours préparé par l'archichancelier. Voilà. Joséphine conserve le titre d'impératrice et se retire à la Malmaison. Le plus important, bien sûr, l'argent. Son douaire est fixé à une rente annuelle de 2 millions de francs sur le trésor. Pauvre trésor. Alors, il va épouser la sœur d'Ixon? Mais je n'en sais rien, Odile, je ne m'en soucie guère. Clarisse, tu peux remettre une bûche, s'il te plaît? Non, ce qui est certain, c'est qu'il veut un enfant et que pour éterniser ce qu'il appelle sa dynastie, il va se chercher une princesse quelconque. Je crois que son seul vrai regret, c'est de n'être pas le fils de Louis XVI. Eh bien, moi, j'ai reçu une lettre de Maurice. Encore? C'est la 20e. Oh non, Odile, c'est la 4e. Encore une lettre d'amoureux. Mais Maurice n'est pas amoureux de moi et je ne suis pas amoureuse de lui. Nous prenons plaisir à nous écrire et s'il y a des nouvelles intéressantes pour toi ou notre père, je vous en fais part, c'est tout. Bon. Alors nous attendons de ta grande bonté qu'elle nous communique ce qui pourrait nous intéresser. Il y a quelque chose qui peut t'intéresser, puisque cela concerne Maxime.
Maxime. Que vais-je apprendre encore pour raviver ma peine? Alors je ne dis rien. Je préfère savoir qui t'a pleuré après. Oh, rassure-toi. Il n'y a matière ni à pleurer ni à se réjouir. Maurice a passé 3 semaines à Vienne, après la signature du traité, à faire de la paperasserie, comme il dit. Il y a rencontré Maxime, chargé des derniers rapatriements de l'état-major ou de quelque chose de semblable. Au moins les affaires militaires. Enfin, il semble qu'ils soient de plus en plus amis. Étrange amitié. Imprévisible, en tout cas. Ils ont parlé de nous? Je ne sais pas. Maurice écrit qu'ils se sont rendus à l'opéra. On y jouait Così fan tutte. Non, passe-moi cette pile d'abord, s'il te plaît. Celle-ci. Merci. Alors, tu as des nouvelles de ton colonel? Pas depuis un mois. Tu sais bien qu'il est en Espagne depuis novembre. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas ici. Comment veux-tu qu'il fasse? Il était à Vienne, il est rentré à Paris. 1 semaine plus tard, on le renvoyait en Espagne. Là-bas, la guerre est très dure. Je le plains beaucoup. Eh ben, moi, c'est toi que je plains. Ça va bientôt faire 1 an qu'il était ici et qu'il a demandé ta main à ton père. Qui aurait dû refuser, parce que c'était le diable qui l'envoyait ton colonel de malheur. Le diable n'a rien à voir dans tout ça, ma bonne Henriette. C'est la guerre qui est la cause de tous ces retards. Le diable, la guerre, c'est la même farine. Là-dessus, je ne te donne pas tort. Guerre ou pas guerre, cette situation a assez duré. Tu dois lui rendre sa parole et penser à un autre. Tu sais, Henriette, autrefois, au XVIIe siècle, il y avait des fiançailles qui duraient des années et des années. Et tout le monde trouvait ça très joli. Réfléchis. Depuis 1 an, il n'a pas eu 2 semaines de suite de repos. Comment veux-tu que dans ces conditions, on prépare des noces? Taratata, si on veut t'épouser, on épouse. Même devant un curé prussien ou espagnol. Moi, je serais à ta place. Tu espérerais, comme moi. Dans sa lettre, il me disait que son régiment avait été décimé. Enfin, qu'il y avait eu beaucoup de pertes. Il va être relevé avec ses hommes, il va revenir à Paris et avoir un long repos. Tout va s'arranger. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Monsieur le Duc, c'est le courrier d'Amsterdam qui vient faire son rapport. Qu'il entre. Pourquoi un courrier d'Amsterdam? Parce qu'une tractation chemine dans l'ombre,
Napoléon, quelques mois auparavant, avait songé à faire la paix avec l'Angleterre, mais il s'était vite impatienté et avait rompu les pourparlers. Fouché, par ambition personnelle, a repris secrètement la négociation en faisant croire qu'il agit au nom de l'empereur et se sert d'un banquier louche, Ouvrard, pour discuter avec Londres via Amsterdam. Mais les choses traînent en longueur. Monsieur le duc m'a demandé. Si j'en crois Ouvrard, la bouchère a été à Londres et a vu Bering. Mais Bering n'a encore rien fait alors qu'elle s'était engagée à contacter le gouvernement. Rougeon, l'idée était mauvaise? Non, monsieur le duc. 3 banquiers. Un Français, un Anglais, un Hollandais. L'idée est bonne. D'autant que la guerre les ruine et que la paix les sauverait. C'est leur intérêt d'aboutir. Ouvrard n'est pas un honnête homme, hein? Paraît qu'il spécule sur la rente hollandaise avec cet imbécile de Louis. Celui-là, un jour, je lui jouerai un tour à ma façon. Monsieur le duc, nous devons ménager le roi Louis et aussi monsieur Ouvrard. Ils croient tous les deux que vous agissez au nom de l'empereur. Si le roi se plaignait à son frère... On est pour l'instant occupé que de son mariage avec la petite Autrichienne, mais enfin, faut pas perdre de temps. Enfin, en attendant, le secret doit demeurer total. Non, mais Rougeon, il y a que vous et Gaillot qui êtes dans la confidence. Toute indiscrétion... Ne craignez rien, monsieur le duc. Je réponds de Gaillot. Concernant cette affaire, ceci pourrait nous être utile. Qu'est-ce que c'est? Si monsieur le duc veut se donner la peine de jeter un coup d'œil. J'en crois pas mes yeux. L'information est sûre? Oui. Vérifiée? Absolument. C'est sa propre sœur. Et son mari, Lord Kindley, appartient au cabinet britannique. En lui soufflant un peu, ma blessure me fait mal comme il y a 1 an. Salut, Léonard. Faut que je me dégourdisse un peu les jambes. J'ai reçu ce matin de l'état-major un congé de 30 jours. Je n'avais fait aucune demande. Bon, cela dit, ça tombe très bien, comme je suis fatigué. Je ne prendrai pas 30 jours, une dizaine me suffira. Je ne veux pas abandonner le régiment trop longtemps. Les hommes me semblent grognons en ce moment. Et puis, il y a eu tellement de morts, il faut bien boucher les trous. Intégrer les restes du 3e et du 7e. C'est que le 7e ne veut pas porter le Chacou. Ça ne me dérange pas, Berthier tranchera. Tu vas rester à Saint-Cloud? Ah, il faudrait que j'aille à Aurillac.
surveiller les travaux, et surtout à Angoulême pour embrasser la jeune Odile. Tu vas l'épouser? Je me suis engagé, mais... Maxime, quelle heureuse surprise. Je vous dérange peut-être? Non, non, pas du tout. Asseyez-vous. Merci. Mon cher Maurice, je viens vous demander conseil. Conseil? Oui. J'ai reçu il y a 10 jours une convocation pour me présenter devant le ministre de la Police. J'ai fait le mort. J'en ai reçu une autre hier et rédigée en des termes impératifs. Mais je ne suis pas pressé de m'y rendre. Vous n'êtes pas curieux? Oh, mon cher Maurice, le ministère de la Police, on sait quand on y entre, mais pour ce qui est d'en sortir. Je sais, je sais. Mais auriez-vous quelque chose à vous reprocher? En ce qui me concerne, non. Mais aux yeux de Fouché... Remarquez, ça ne me regarde pas. Si, je vous demande conseil. En 2 mots, c'est grâce à Fouché que j'ai retrouvé une affectation l'année dernière. Eh bien, en échange du service qu'il m'a rendu, Fouché, qui ne donne rien pour rien, m'avait confié une mission officieuse, celle de rallier Charles Duruy à l'Empire et d'obtenir de lui de briguer un poste de sénateur. Vous imaginez sa réponse? J'imagine. Mais il vous a tenu rigueur d'avoir échoué? Sur le moment, je croyais que non. Mais il m'avait dit, je vous demanderai un autre service. Moi, je me sentais quitte vis-à-vis de lui. Et puis, il y a eu la campagne, une année à passer. Je croyais tout cela réglé, enterré. Avec lui, rien n'est jamais enterré. Mon avis, cher Maxime, est que, puisque vous en êtes là, vous n'avez plus le choix. Il ne renonce jamais. Autant aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Je suis prévenu, il ne pourra pas vous faire tomber dans une oubliette. Je prendrai des dispositions pour être libre le jour où vous le rencontrerez. Nous nous verrons juste après et nous aviserons. Merci. J'ai vu un chat noir qui traversait le jardin de droite à gauche. Et tout de suite après, 3 grands corbeaux qui s'envolaient du peuplier en coassant. Je suis sûre que c'est un mauvais présage. Mais calme-toi. Tout ça, ça ne veut rien dire. Ce sont de vieilles superstitions. Viens ici et dis-moi tout. J'ai peur. Je ne sais pas de quoi, mais j'ai peur. Pour Père, pour toi, pour Maxime, pour moi, pour Maurice. Allons. Mais tu n'es plus une enfant. Quand tu étais toute petite, tu avais toujours peur du noir. Tu te souviens? Oui. Tu disais, le noir va venir, comme si c'était un monsieur. Mais c'est pareil, tu vois. J'ai l'impression que le noir va venir. Allons, allons. Il n'est pas facile de vous rencontrer, colonel. Asseyez-vous. Vous êtes en congé? Oui, pour un mois. J'ai appris que votre sœur habitait Londres et qu'elle était mariée avec Lord Kinley, membre du cabinet britannique. Vous êtes en bon terme avec elle? Je ne l'ai pas revue depuis le printemps 1799. Cela fait 11 ans. Vous n'avez jamais correspondu? Est-ce un interrogatoire? Pas du tout. Je souhaite au contraire que vous ayez gardé les meilleurs rapports avec Lady Kinley. Serait-il épistolaire? Ils sont rares, nous sommes en guerre, mais excellents. Parfait. Bien, maintenant, colonel, notre entretien va prendre un tour confidentiel. Je dois pouvoir compter sur votre discrétion absolue. Je ne tiens pas à entrer dans la confidence. Hélas, monsieur le comte d'Aurillac, il le faut. Monsieur le duc, pourrions-nous abréger cet entretien?
L'empereur veut la paix avec l'Angleterre. Des négociations secrètes ont lieu en ce moment même, mais elles piétinent parce que les intermédiaires ont été mal choisis. Voilà. Vous voyez où je veux en venir? Non. Non. Enfin, vous vous rendez compte que par vos liens avec Lord Kinley, vous seriez le négociateur idéal. Je ne connais pas Lord Kinley. Ne plaisantons pas, voulez-vous. Il est le mari de votre sœur. Grâce à vous, un contact peut être établi à haut niveau. Je ne demande pas plus. Je refuse. Je suis colonel de l'armée impériale, non agent secret. Mais vous oubliez que c'est moi qui vous ai fait nommer colonel. Bien, admettons. Mais j'ai effectué la mission que vous m'aviez confiée. Je n'en puis mais elle n'a pas réussi. Et je considère que je me suis acquitté de ma dette envers vous. Moi pas. Nous n'avons donc pas la même opinion. C'est un ordre que je vous donne. Bien, faites-le-moi donner par mes supérieurs. Une mission secrète, ça ne concerne pas la hiérarchie militaire. Pour le service de l'empereur. Que l'empereur me donne l'ordre personnellement. Non, l'empereur ne rentre pas dans ce genre de détails. J'agis en son nom. Je veux voir un ordre écrit. Non, vous n'en verrez pas. Ce genre d'affaire ne doit pas laisser de traces. Alors je maintiens mon refus. J'ai mille façons de vous faire arrêter. J'attendrai donc de voir laquelle vous choisirez. Je présente mes respects à votre Excellence. Monsieur le duc. Prenez-moi Aubier, Fulbert et Alda. Ils sont en opération, monsieur le duc. Je vous donne 1 heure. 1 heure. Mon cher Maxime, vous vous êtes fourré dans une affaire bien ennuyeuse. Oui, je sais. On ne résiste pas impunément au ministre de la police. Mais je ne pouvais pas dire oui. Et je ne me laisserai pas prendre 2 fois dans ce genre de commerce. Il ne vous laissera pas en repos. Il faut faire intervenir quelqu'un. Votre cousin, mon ex-ministre, monsieur de Talleyrand. C'est un cousin lointain et un semi-disgrâce. Peut-être. Mais c'est lui qui s'était mis en rapport avec Fouché. Je le connais aussi, à nous deux. Oui, Fouché et lui se détestent. Mais ils se ménagent. Ils savent que leurs routes se croiseront à nouveau. De toute façon, il est loin. Dans son domaine de Valençay, où il héberge les princes espagnols, sur ordre de l'empereur, le temps de le joindre. Il y a Joséphine. Mais elle est plus impératrice et elle est très liée à Fouché. Dans sa nouvelle situation qui est délicate, elle ne s'aliénera pas un allié éventuel. Pas tout de suite, en tout cas. Ah ben, si lui est trop loin, au fin fond de l'Andalousie. Vous m'avez raconté qu'à Friedland, vous aviez dégagé Murat et qu'il vous avait dit... Il n'y a qu'à la vie et la mort. Et le roi de Naples est à Naples. Évidemment. Je peux parler très allusivement à mon ministre. Mais le comte de Champagny est un lent, un prudent. Il ne prendra pas d'initiative contre Fouché. Je connais Caulaincourt. Très bien. Il est à Saint-Pétersbourg, ambassadeur. Je propose que l'on part au plus pressé. Il ne faut pas, Maxime, laisser Fouché vous mettre la main dessus. Il ne va pas me faire arrêter à l'école militaire au milieu de mon régiment. Non. Mais chez vous, sur un coup de colère, oui. Ne rentrez pas à Saint-Cloud. Oui, vous avez raison. Je vais retourner à l'école militaire et j'enverrai chercher Léonard, mon ordonnance. Si la police vient à Saint-Cloud, qu'ils disent que vous êtes parti vous reposer dans vos terres en Auvergne. Oui, ça égarera les recherches. On dirait ma tante que tout cela vous amuse. Ah, Dieu me plaise, mon cher Maurice. Mais je ne demande qu'à être utile. Eh bien, en attendant de voir comment les événements évoluent, si vous le vouliez bien... Je pourrais héberger Monsieur d'Aurillac. Il n'en est pas question. Personne ne viendra le chercher ici. Je ne me pardonnerai pas de vous voir prendre le moindre risque. Ah, au diable les risques. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu, même contre les avis de mon pauvre mari. N'était mes rhumatismes, je courrais toujours la prétentaine. Allez, vous êtes mon hôte.
Vous me fâcheriez beaucoup en refusant. Dans ces conditions, madame, j'accepte. Et je vous en remercie. Je ne serai pas trop encombrant et j'espère que ce ne sera pas long. Vous êtes chez vous. Je vais vous conduire à l'école militaire. J'ai mon cabriolet. Ne perdons pas de temps. Bien, allons-y. Au revoir, Nathan. Madame? Jeannette, tu connais Monsieur Doriac? Le colonel? Pour sûr que je le connais. C'est moi qui lui ai ouvert la porte. C'est un bel officier. Il va venir loger ici quelque temps. Mais il ne sera plus officier, il ne s'appellera plus Monsieur Doriac. Hein? Mais ce sera tout de même lui. Ah bon? Je ne sais pas encore quel sera son état, comment il se nommera, mais je te le dirai en temps utile. Bien, madame. Et tu tiendras ta langue. Oui, madame. Sinon, je te renvoie à Pontoise chez les sœurs. Oh non, madame. Je ferai la même leçon à Baptiste, à la Chaise et à Constance. Tu sais que je peux être sévère? Non, madame. Je voulais dire, oui, madame. Bon. Vous vous occuperez bien de lui. Ah ça, madame peut être tranquille. Le colonel, enfin le monsieur, il sera dorloté comme un poupard. Tu vas lui préparer la chambre de mademoiselle Clarisse. Oui, madame. Ça lui fera plaisir. Pourquoi que ça lui ferait plaisir? Oui, c'est vrai. Pourquoi ça lui ferait-il plaisir puisqu'il est fiancé à l'autre? Ben... Merci, Jeannette, je n'ai plus besoin de toi. Je passerai tout à l'heure à l'office pour parler aux autres. Bien, madame. Ma bonne Émilie, puisque tu ne peux plus aller au spectacle, le spectacle vient chez toi. Pas te coucher, il est près de 10 heures. Mon père, je n'ai plus 8 ans. Oui, certes, mais c'est toi qui aimes te coucher tôt. Vous avez raison, je monte dans 5 minutes. Où est ta sœur? Dans le jardin, vous savez bien que sa promenade du soir est sacrée. Ah oui, c'est vrai. Bon, moi je vais travailler encore un peu. Je viendrai vous dire bonsoir avant de monter. Clarisse!
Clarisse! Odile, où est ta sœur? Je ne sais pas. Elle n'est pas dans le jardin, j'ai appelé, et elle n'est pas dans sa chambre. Ce n'est pas possible. Où peut-elle être? Passe-moi. M'aviez point dit que c'était une demoiselle? T'occupe pas de ce gosse, la Brognac. Garde l'œil bien ouvert, c'est tout ce qu'on te demande. Vous inquiétez pas, monsieur Alda. Vous avez à boire et à manger en bas. Belle créature, la fillette. Bouge pas, ça, hein? Foutu cochon, va. Tu sais bien qu'on doit la livre en bon état. Allez, viens. Ça va, ça va. Boirai bien un bon coup. Alors? Rien, monsieur Duruy. J'ai fouillé partout. Dans les écuries, dans les remises, dans les greniers. Rien de rien. Mon Dieu, Henriette, où peut-elle bien être? Il y a du diable là-dessous. Enfin, c'est tout de même pas envolé comme un oiseau. Moi, je te dis qu'il y a du diable là-dessous. Elle m'a dit, je vais me promener. Elle aura peut-être pas été se promener dans le jardin. Mon Dieu, elle sera allée dans la campagne. Il lui sera arrivé malheur. Dis pas des choses comme ça, Henriette, j'en prie. Allons, viens, on va retrouver mon père. Oh, il y a du diable là-dessous, il y a du diable là-dessous. Qu'est-ce que t'as, toi, hein? Tu rouspètes? Écoute, ma fille, je veux bien te mettre un peu plus à l'aise. Mais si tu fais mine de remuer... Bon. Ben, je m'en vais t'enlever ça. Qui êtes-vous? Je suis rien du tout, t'occupe pas de moi. Pourquoi m'a-t-on enlevé? C'est point mon affaire. Mais comme veut-on? Ma fille, j'en sais rien du tout. Moi, on me donne un peu de sous et ça me suffit. On n'a pas le droit d'enlever les gens comme ça. Je me plaindrai à la justice. Me fais pas rire comme ça, tu me rends malade. Au moins que l'on prévienne mon père, ma famille. Ils doivent être morts d'inquiétude. T'as déjà de la chance d'être pas morte tout court. Vous n'avez pas l'air d'une mauvaise personne. Aidez-moi. Ma pauvre fille, tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te dire que t'as intérêt à te tenir tranquille. Ces messieurs ont la main dure. Qui sont ces messieurs? Tu le sauras toujours assez tôt.
marche blanche, les épreuves recommencent. Alors la mère, tout va bien? Ouais, ouais. Sauf que je suis rompu, hein, toute une nuit sur une chaise. T'es payé pour ça? Et notre mijauré s'est tenu tranquille? La petite a dormi comme un bébé. Les émotions, pour sûr. Je demande des explications. Vous n'avez pas le droit de me retenir. Ferme-la et fais ce qu'on te dit. On va partir. Tu lui as enlevé le bâillon? Elle pouvait pas respirer, elle avait promis d'être sage. Et si elle s'était foutue à crier? Je te dis qu'elle a été sage, c'est une demoiselle. T'en foutrais, moi, des demoiselles? Je te dis qu'elle a pas bougé. Ben, je la ferai bouger, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, mon Dieu? Elle lui a enlevé le bâillon. Et voilà que mademoiselle commence à se plaindre. Oui. Je me plains d'être séquestrée, enlevée, menacée. Tu vois? Je vais te la calmer vivement. Laisse-la. Tu sais bien qu'on doit la livrer en bon état. En bon état, t'as compris? Ça va, ça va. Allez. Vous allez boire ça et manger un peu, hein? Et tu la soignes en plus. Ça suffit, hein? Allez, va casser une croûte à la cuisine. Et toi aussi, la mère. Enfin, tu as raison. Je préfère ne pas voir ça. Allez, bois. Non. Mademoiselle Duruy. Je veux des explications. Mademoiselle Duruy, vous n'aurez pas d'explication. Et je vous conduirai là où je dois vous conduire, c'est tout. Vous êtes de la police? C'est pas votre affaire. Et vous avez intérêt à boire et à manger. Il y a encore 3 jours et 2 nuits avant d'arriver. Vous me conduisiez à Paris? Ne faites pas la futée. J'ai exécuté les ordres, c'est tout. Et je vous conduirai en enfer si on m'avait dit de vous conduire en enfer. J'y suis déjà. Allez, boire. Et mange. Et si tu te tiens tranquille, on ne te remettra pas le bâillon. Et fais attention, hein. Au moindre geste, au moindre cri. Amédée, tu vas atteler et nous allons partir pour la ville. Tu iras d'abord à la gendarmerie pour déclarer la disparition de mademoiselle Clarisse. Qu'est-ce que je vais leur dire? Tu leur remettras cette lettre, tout y est expliqué. S'ils veulent me voir, j'irai cet après-midi. Bien, monsieur Duruy. Ensuite, tu vas à la mairie, tu demandes à voir monsieur le maire et tu lui donnes cette autre lettre. Là, je connais un peu le père Gachet et je lui demande de faire entreprendre des recherches le plus vite possible. Ça, les gendarmes ne feront rien, mais lui, c'est pas un mauvais bourg. Tu ne te trompes pas de lettre. Non, non, monsieur Tu Duruy. vois?
Tu vois, c'est écrit en gros. Là, monsieur le commandant de la gendarmerie, et là, monsieur le maire. Je me tromperai pas. Voilà. Voilà, pendant ce temps-là, je garderai la voiture et j'irai faire une autre visite. Je veux aller avec vous, mon père. Il n'en est pas question, tu ne servirais à rien. Qu'est-ce que c'est que cette autre visite? Je ne peux pas te le dire. Si vous voulez bien me suivre. Je suis Charles Duruy. Asseyez-vous. Ma visite vous surprend peut-être, mais l'urgence de la situation m'a posé cette démarche. Je vous écoute. Depuis hier soir, ma fille Clarisse a disparu. Je souhaiterais apprendre de vous une chose, certes déplaisante, mais qui me soulagerait, qui est mon dernier espoir. Mais encore? Je souhaiterais apprendre que Clarisse, sur un coup de tête, est venue vous rejoindre cette nuit et qu'elle était encore chez vous. Je suis au regret de vous décevoir, mais je n'ai pas vu Clarisse depuis le mois de juillet. Nous sommes en mai, cela fait bientôt 10 mois. Vous en êtes absolument certain? Absolument. Vous n'avez eu aucune nouvelle d'elle ces temps derniers? Non. Bien. Si j'étais vous, je chercherais plutôt du côté de la cavalerie. Que voulez-vous dire? Oh, j'ai cru comprendre que depuis le passage de l'armée dans notre bonne ville, Clarisse n'était pas insensible au prestige de l'uniforme. Ainsi que sa jeune sœur, d'ailleurs. Bien fait pour elle, bien fait pour lui. Je peux très bien me servir moi-même. Non, non, il faut vous reposer, monsieur le colonel. Oh, Jeannette. Premièrement, on t'a dit déjà qu'il ne fallait pas m'appeler monsieur le colonel. Deuxièmement, je n'ai pas besoin de me reposer, je ne suis pas malade. Madame m'a dit de bien prendre soin de vous. Ta maîtresse est très gentille à mon égard, et toi aussi. Je suis très content de tes bons soins, mais je ne veux pas être traité comme un poupon. Je peux être encore beaucoup plus gentille. Je n'en doute pas. Tu ne vas pas ouvrir? Non. Madame a dit que pendant que vous logiez là, c'était Baptiste qui allait ouvrir. Ah. Tenez, il est là, monsieur Maurice. Ah, mon cher Maurice, comment allez-vous? Bonjour Maxime. Bonjour Jeannette. Bonjour, monsieur Maurice. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Maurice veut un peu de café? Non, merci. Du chocolat? Non, merci, j'ai déjà déjeuné. Monsieur Maurice a tort, ça lui ferait du bien. Jeannette, monsieur Maurice n'est pas malade non plus. Qui est malade? Non, personne, Maurice, personne. Ne cherchez pas à comprendre. C'est un secret entre monsieur Maxime et moi. Jeannette, vous allez nous laisser maintenant. Nous avons à parler de choses sérieuses. Si monsieur Maurice change d'avis, il n'y a qu'à m'appeler. Vous avez des secrets avec Jeannette? Bien sûr que non. Non, elle fait la coquette naïvement, c'est une enfant. Elle a l'âge d'Odile. Oui. Oui, sans doute. Et je n'y aurais pas pensé. Pourquoi me dites-vous cela? Je ne sais pas. Sans raison particulière. Ah, c'est vrai que vous connaissez Odile depuis votre passage à Angoulême. Comment la trouvez-vous? Je ne suis resté que quelques heures. Il est difficile de se faire une opinion en si peu de temps.
Alors, Maurice, ne me dites pas que vous ne l'avez pas regardée. Elle est réservée, mais elle ne passe tout de même pas inaperçue. Odile est charmante. Maxime, il faut que nous parlions d'autre chose. Depuis quelques jours, tout paraît calme et il semble que votre vieil ami Fouché n'ait rien entrepris contre vous. Mais nous devons rester sur nos gardes. Je le suis. En arrivant, j'ai vu au coin de la rue un individu qui avait une tête de policier et qui paraissait surveiller la maison. Mon vieil ami Fouché, comme vous dites, aurait-il déjà découvert mon nouveau logement? Et si oui, comment? Votre ordonnance. Léonard? N'est-il pas venu vous apporter quelques affaires? Oui, du linge et des vêtements, mais de nuit et en prenant 1000 précautions. Il a pu être suivi. Depuis Saint-Cloud? Ça m'étonnerait. Moi, pas. Allez, allons-y, hein. Que faire? Mais que faire, mon père? Rien, si ce n'est attendre. Je vous admire de pouvoir rester là, assis dans un fauteuil, à lire les gazettes. Odile, la gendarmerie et la mairie sont alertés. J'ai vu cet après-midi le garde champêtre. J'ai envoyé à Paris des messages à Maxime, à Maurice et à mon ami Rondeau. La poste est lente, on ne peut qu'attendre. Qu'est-ce que c'est? Vous devez voir le monsieur. Quel monsieur? C'est le rapport à la demoiselle. Bon, allez, viens. Je m'étais arrêtée là pour regarder cette drôle de charrette à 4 roues. Fermée, toute noire, sans fenêtre. Sauf une petite lucarne avec des barreaux. J'en avais jamais vu de pareil. Et puis alors la porte de l'auberge s'est ouverte et 2 messieurs sont sortis avec une demoiselle. Ils l'ont poussée dans la voiture. Il y en a un qui montait avec elle, l'autre à côté du cocher. Ils sont partis très vite. Et la demoiselle, tu l'as reconnue? Pour sûr que je l'ai reconnue. Je me souvenais très bien d'elle. Elle était venue au moisson avec des habits pour moi et la petite sœur. Vous avez apporté des galettes et m'avait embrassée. Et c'était quand? Hier? Le jour avant aujourd'hui? Oui. À quelle heure? Je pourrais point dire, hein. Il y avait juste le soleil. Je voulais venir tout de suite, mais je savais ni son nom ni où elle habitait. Maman non plus. Et puis à la veillée, il y avait la grand-mère qui connaissait votre demoiselle. Alors ce matin, maman, elle a dit que je pouvais les prévenir. C'est une famille à Poumiès. Ils sont pas riches. Et ce printemps, le papa, il est mort à la guerre. Alors mademoiselle Clarisse avait fait une visite au Petiot. C'est à quelle distance, Poumiès? Oh, un peu plus de 5 lieues. C'est dans quelle direction? Ah ben, c'est tout droit, en sortant par la porte de Grasset. Non, la route après Poumiès, elle va où? Ah, c'est pour aller à Confolens. Orléans, donc éventuellement Paris. Et ces hommes, ils étaient comment? Ils étaient habillés comment? Ils avaient de grands manteaux noirs. Et aussi des pistolets. Des pistolets? Oui, dans la ceinture. J'ai bien vu. Ah. Et c'est tout ce que tu as vu? Il y en a 2 qui avaient des chapeaux, comme des gendarmes. T'as déjà vu des gendarmes? Bien sûr. L'autre jour, il y en avait encore 2 qui avaient attrapé un grand gars dans la ferme à Colin. Et pourquoi donc il l'attrapait? Il voulait pas aller à la guerre, pour pas être mort comme papa. Comment t'appelles-tu? Nicolas. Nicolas, fils Chabroux. Eh bien, Nicolas Chabroux, tu es un garçon digne et courageux. Tu as fait 5 lieues à pied pour venir me prévenir que tu avais vu ma fille. Je t'en remercie. C'est qu'elle avait été bien gentille et qu'elle est bien jolie, cette demoiselle.
Amédée, tu vas accompagner Nicolas à la cuisine et Henriette va lui donner un bon repas, tout ce qu'il y aura de meilleur et qui pourra lui faire plaisir. Après, tu le reconduiras en charrette à Poumiès et je te donnerai une bourse que tu remettras à Saint-Denis. Bien, monsieur Duruy. Allez, viens, Nicolas. Au revoir, Nicolas. Quand ma fille sera revenue, on fera un grand goûter avec elle et mon autre fille. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'ai parlé à mon ministre, sans dire de quoi il s'agissait, bien entendu. J'ai prétendu avoir rencontré un négociant hollandais qui m'aurait affirmé que, etc. Eh bien, le comte de Champagny a été formel. Il y a eu une négociation officieuse avec l'Angleterre. Mais l'empereur y a mis fin et n'a jamais, à sa connaissance, donné l'ordre d'en ouvrir une nouvelle. Et vous en déduisez? Pas grand-chose. Tout le monde sait que l'empereur ne considère pas Champagny comme un personnage très important. Il peut très bien agir derrière son dos et se servir de Fouché, qui est orfèvre en la matière. Oui. Donc nous ne saurons rien. Ce n'est pas certain. Car malgré tout, il flaire quelque chose et m'a paru piqué dans son amour-propre. Il se dit, et si c'était vrai, si on négociait en me tenant à l'écart? Une heure plus tard, il m'a rappelé. Il va se renseigner auprès de notre ambassadeur à Amsterdam, monsieur de Vaudremont. L'empereur est justement en Hollande où il fait une visite officielle pour présenter sa nouvelle épouse. Bien sûr, il n'est pas question de s'adresser directement à l'empereur, dont les réactions sont imprévisibles. Mais on peut toujours sonder son frère. Le roi d'Hollande avait en effet protégé la première négociation. Hélas... Hélas? Hélas, la tentative de mon cher ministre risque de prendre du temps. Et Vaudremont n'a pas la réputation d'être très malin. Chaque jour qui passe... Ça prouve peut-être que Fouché a renoncé à s'assurer mes services. Je le souhaite, mais j'en doute. Nous verrons bien. Vous voulez boire quelque chose? Votre tante n'a pas seulement un thé exquis, mais aussi un petit vin du Portugal qui est délicieux. Je le connais. C'est une excellente idée, Maxime. Jeannette? Jeannette! Ah, Monsieur Maxime désire? une bouteille du vin du Portugal. Tu sais, une bonne bouteille. Oui, oui, je sais. Tout de suite. Monsieur Duruy! Monsieur Duruy! Qu'est-ce qu'il y a? Venez donc voir, venez, par là! Diable, un mur de 4 pieds et on n'a rien entendu? Ces bardaches ont dû démolir la nuit. Ou peut-être quand mademoiselle Odile, elle joue de son instrument. Ah, tu as sans doute raison, Amédée. La nuit ou le piano, oui. Hé, dans une heure, on sera arrivé. Faut lui bander les yeux. Avec plaisir. Encadré par 2 individus qui l'ont poussé dans une voiture qui a pris aussitôt la direction d'Orléans. Où est la police dans tout ça, monsieur Duruy? Le jeune garçon a vu des pistolets sur leur manteau et la description de la voiture correspond au fourgon noir ou vert foncé que vous connaissez. Monsieur Duruy, quel crédit voulez-vous qu'on accorde à un enfant, un petit paysan, qui peut tout confondre ou tout inventer? Capitaine, soyons logiques. Il ne peut pas inventer qu'il a vu ma fille alors qu'il ne savait pas qu'elle avait disparu. Il faut entendre ce garçon, recueillir sa déposition et alerter le sous-préfet. Monsieur Duruy, admettons que tout cela soit vrai. L'enfant, il est de Poumiès. Ce n'est déjà plus de mon ressort. Il faudrait voir la gendarmerie de Confolens. Et encore, parce que si c'est vrai, votre fille, elle est déjà loin. En somme, vous ne voulez rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est maintenir l'avis de recherche et envoyer un brigadier avec le juge de paix constater les dégâts à votre mur. Et la police? Je ne peux rien faire contre la police. Et je ne veux pas avoir d'ennui avec elle. D'ailleurs, je vais vous dire ce que je pense de votre histoire, monsieur Duruy.
C'est une histoire de brigands et la police n'a rien à voir dans tout ça. Capitaine, vous avez entendu parler de Ponce Pilate? Non. Qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, capitaine. Je vous remercie de m'avoir reçu. Je compte sur vous pour me faire prévenir à la moindre information. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir, monsieur Duruy. Ouvrez! Voilà, monsieur Rougeon. Et en bon état. Très bien. Je vous verrai tout à l'heure. Venez avec moi, mademoiselle. Laissez-nous. Asseyez-vous, mademoiselle Clarisse Duruy. Qui êtes-vous? Et où suis-je? Vous êtes à Paris, dans mon bureau, et je suis Joseph Fouché, duc d'Otrante, ministre de la police, pour vous servir. Dans la nuit du 12 mai 1810, Clarisse Duruy a été enlevée dans le jardin de la maison de son père par les sbires de Fouché et transportée sans ménagement d'Angoulême à Paris. Après 5 jours d'un voyage dramatique et épuisant, elle se retrouve soudain dans un bureau inconnu. Qui êtes-vous? Et où suis-je? Vous êtes à Paris, dans mon bureau, et je suis Joseph Fouché, duc d'Otrante, ministre de la police, pour vous servir. Je proteste hautement. Protester. Oui. J'ai été enlevée, brutalisée, séquestrée, au mépris du droit des gens. Je suis innocente de tout crime, et je défie qui que ce soit de prouver la moindre faute contre moi. J'irai en justice, et je demanderai réparation. Diable. Les fatigues du voyage semblent vous avoir laissé des forces. J'en aurai toujours pour dénoncer l'injustice. Vous êtes bien la
digne fille de votre père. Vous connaissez mon père? Oui, je l'ai bien connu dans diverses assemblées pendant la Révolution. Bon, nous ne nous aimions guère, mais j'avais de l'estime pour son caractère. Estime, je m'empresse d'ajouter qu'il ne me rendait pas. Bon. Mais parlons de lui, justement. C'est à cause de lui que vous êtes ici. Que lui voulez-vous? Ah, j'ai des preuves suffisantes pour l'envoyer au bagne ou le faire fusiller. Pour complot contre l'empereur. C'est faux. Mon père vit dans une retraite paisible et ne s'occupe plus de politique. Et vous le savez bien, puisque vous perdez votre temps depuis longtemps à le faire surveiller. Je ne perds jamais mon temps, mademoiselle. Et la surveillance donne toujours des résultats, car tout le monde a toujours un jour ou l'autre quelque chose à se reprocher. Pas lui. Le 20 août, il a reçu le sieur Bigonnet. Non, ne niez pas, j'ai là un rapport précis avec l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Je ne le nie pas, mais mon père n'est pour rien dans cette visite. Ce monsieur est venu sans prévenir. Mon père ne l'avait pas revu depuis 15 ans et n'avait jamais eu de contact avec lui. Et il l'a conduit rapidement. De plus, c'est un personnage falot, sans danger pour qui que ce soit. Oui, bien, mademoiselle, ce personnage falot, comme vous dites, vient d'être arrêté il y a une semaine. Oui, il était de mèche avec un certain général Mallet, qui avait été mis à la retraite d'office et interné dans une maison de santé de la rue Saint-Antoine. Traitement préférable à la prison, d'ailleurs, car il ne semblait pas avoir toute sa tête. Vous voyez bien que tout ça n'a pas l'air très sérieux. De toute façon, mon père n'a rien à voir dans cette affaire. Si, justement. Car lui est un personnage sérieux, donc dangereux. Alors, peu importe si ce Bigonnet ou ce Mallet sont des paltoquets, si le véritable instigateur du complot est Charles Duruy. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Je sais rien du tout, mademoiselle. Non, je constate simplement que votre père a trempé dans le complot, c'est tout. Et mon devoir est de le faire arrêter. Ce qui va être fait, à moins que... À moins que... Mademoiselle Duruy, vous aimez votre père. Plus que tout au monde. Vous feriez beaucoup pour le sauver. Oui. Mais il est totalement innocent de ce dont vous semblez l'accuser. Il ne mérite en aucune façon qu'on le prive d'une liberté déjà restreinte. Cela est, je vous le répète, contraire à la justice. Mademoiselle, vous n'êtes pas en situation de décider de ce qui est contraire à la justice ou non. Si. Je connais mon père mieux que personne et je sais qu'il est innocent. Bon, alors disons les choses autrement et oublions vos opinions sur la justice. C'est très simple. Votre père va être arrêté demain et vous seul pouvez empêcher son arrestation. Comment? En persuadant quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Qui? Un de vos amis, Maxime Doriac. Maxime? Qu'a-t-il à voir dans tout cela? Rien dans l'affaire Bigonnet, mais beaucoup dans autre chose. Je ne comprends pas. Ma proposition est claire. Vous persuadez M. Doriac d'obéir à mes ordres ou votre père est arrêté et jugé. Et que sont ces ordres? Ça ne vous regarde pas. Et pourquoi serait-ce moi qui serais en mesure de convaincre M. Doriac? Perdons pas de temps, mademoiselle. Je suis très bien renseigné. Je connais aussi bien vos relations avec ce monsieur que ses sentiments pour votre père. Mais comment pourrais-je persuader M. Doriac de quoi que ce soit? Je ne sais même pas où il est. Moi, je sais. Un billet de votre main suffira à le faire venir. Je vous laisse le choix des termes. Cher Maxime, hélas, il faut que vous veniez. La fortune nous est injustement contraire, mais la vie de mon père est en jeu. Où que vous soyez, suivez sans retard le messager. Vous comprendrez que si j'en arrive à cette extrémité, c'est que je ne peux faire autrement. Votre Clarisse. Je vous suis.
Vinci, Carniole, Dalmatie, Raguse. Entrez. Raguse. Croatie civile. Croatie militaire. Qu'est-ce que c'est? Veuillez m'excuser un instant. Vous s'en prie. Comment pouvais-je imaginer qu'il aurait recours à des moyens aussi ignobles? Il ne pouvait pas. Mais maintenant, il n'y a plus que toi qui puisse sauver mon père. Je sais. Maxime. Après tout, c'est une mission pour la paix. Voulue par ton empereur. Que tu admires tellement. Oh, Clarisse. Il n'est pas question pour moi de refuser. Je ne sais pas si je réussirai, je ne sais pas si Fouché tiendra parole. Mais même s'il n'y a qu'une chance minime d'aboutir, nous n'avons pas le droit de ne pas la saisir. Clarisse, mais qu'est-ce que vous faites là? Maurice, c'est justement vous que je... Et Maxime? Je vous raconterai. Venez. Monsieur le comte d'Aurillac, ne vous y trompez pas. Vous êtes toujours au service de l'empereur. Dans ce que vous allez faire, vous serez aussi utile à votre pays que sur un champ de bataille. Non, je ne veux pas que votre mission, comme serait celle d'un vulgaire agent secret, s'accomplisse dans l'ignorance de ses principes, de son idée de base. La volonté de l'empereur s'est toujours heurtée à la force méthodique et réfléchie des Anglais. Il a conquis l'Europe, ils ont gardé la mer. Malgré des tentatives renouvelées depuis 15 ans, ils n'ont pu se débarrasser l'un de l'autre. Un exemple actuel, s'il n'y avait les Anglais, il y a longtemps que la guerre d'Espagne serait finie. Je n'en suis pas sûr. Le peuple espagnol lui-même est révolté contre nous. Non, sans l'aide des troupes et des finances de Londres, il ne tiendrait pas un mois. Voir. C'est tout vu. Puis, il y a aussi grave sur un autre plan. À Paris, à Anvers, à Hambourg, les banques font faillite. Depuis que les Anglais ont entravé le commerce, la rente anglaise, comme la française, baisse toujours davantage. Et dans les deux pays, les hommes intelligents aspirent à une entente. Ne revenons pas sur le fond des choses. J'ai accepté, j'ai accepté. Contraint, forcé, peu importe. Bref, qu'attendez-vous de moi? Nous avons soigneusement préparé la teneur de la lettre que vous allez écrire à votre sœur, Lady Kinley. Chaque mot a été pesé. Bien entendu, nous vous laisserons lui donner votre style propre. Des courriers se relayeront jour et nuit pour qu'elle arrive à destination dans les plus brefs délais. Et vous irez chercher la réponse à Amsterdam, où vous serez logé chez une amie dévouée à notre cause. Là, vous attendrez l'envoyé de Londres. Votre travail consistera à vérifier sa qualité et ses pouvoirs. Quand vous aurez constaté que les pourparlers sont bien engagés, vous pourrez revenir et votre mission sera terminée. Alors, là, nous serons vraiment quittes. J'y compte bien, monsieur le duc. Et en cas de réussite, une somme importante est à votre disposition. Vous m'achetez? Non, non, je vous récompense. Ça me paraît naturel. Il n'en est pas question. Il ne manquerait plus que ça, d'être payé. À votre aise. Encore un détail. Vous ne partirez pas seul. Vous
serez accompagné par un de mes agents habitué à ce genre de travail. Il vous facilitera la tâche. Entrez. Bien. Approchez, monsieur Cazotte. Je vous présente monsieur Hippolyte Cazotte, qui sera votre compagnon de route et qui va vous instruire de tous les détails de l'entreprise. Comte d'Aurillac. Monsieur le comte, monsieur. Colonel, je vais prendre congé de vous. Je souhaite que votre mission s'accomplisse au mieux des intérêts de l'Empire. Je me réjouis de votre collaboration et suis au regret d'avoir dû vous l'imposer par des moyens, disons, enfin, un peu rudes. Mais vous verrez que vous ne regretterez pas d'avoir servi votre pays par des voies nouvelles. Je le souhaite. Mes respects, monsieur le duc. Monsieur le duc, excellent. Tu vas aller te reposer et dormir tout en dessous. Faut prévenir mon père et ma sœur que je suis saine et sauve. Je vais m'y employer. J'ai des courriers qui partent pour Limoges et ils pousseront jusqu'à Angoulême. Ils doivent être fous d'inquiétude. Pendant tout cet affreux voyage, j'ai plus pensé à eux qu'à mon propre sort. Je te reconnais bien là, ma chère enfant. Moi, je voyais bien ce qui m'arrivait et je m'appliquais à résister de mon mieux, mais eux, ils ne savaient même pas si j'étais vivante et ils ne le savent toujours pas. Et cela, c'est intolérable. Ils vont le savoir très vite. Je vais de ce pas prendre les dispositions nécessaires. Je repasserai en fin de journée. Merci pour tout, Maurice. J'aimerais pouvoir faire plus. Et aussi pour Maxime. Pour Maxime, il doit être furieux. Il l'est. Et son attitude n'en est que plus chevaleresque. Lui qui... Clarisse, ne retiens pas Maurice si tu veux qu'il fasse vite. Vous avez raison, marraine. Partez, Maurice. À tantôt. Tu dois être épuisée. Je le suis brusquement. Tant que les choses dépendaient de moi, je me sentais forte. Oh, mais alors maintenant... Maintenant, tu vas prendre un bon bain. Ça te détendra et ça te fera le plus grand bien. Oh, certainement. Dois-je vous appeler mon colonel ou monsieur le comte ou monsieur d'Aurillac? Votre guise, monsieur. Bien. Monsieur le comte. De toute façon, durant notre mission, nous porterons d'autres noms. Ceux de nos passeports. Le vôtre est au nom de Robert Germain. Le mien à celui de Victor de Miron. Vous m'excuserez, ce n'est pas moi qui les ai fait établir. Je ne suis donc pour rien dans le choix de la particule. C'est sans importance. Nous sommes censés être négociants, fournisseurs de l'armée, allant en Hollande pour acheter des fourrages. Avez-vous une remarque à faire à ce sujet? Aucune. Non, on va pour le fourrage. Détail délicat, monsieur le comte. Je dois vous prévenir que vous ne pourrez plus sortir du ministère jusqu'à notre départ après-demain. Autant dire que je suis prisonnier. À Dieu ne plaise. Il ne faut pas considérer les choses ainsi. Vous serez très confortablement logé dans des appartements que le duc d'Otrante occupe à l'occasion. 2 domestiques seront à votre disposition et les menus seront ceux de votre choix. Les vins aussi, bien entendu. Il y a au ministère une très bonne cave. Enfin, une bonne nouvelle. Mais nous cherchons, monsieur le comte, à vous rendre le séjour le moins désagréable possible. Tous les hôtes ici n'ont pas ce traitement de faveur. Qu'y a-t-il d'autre? Vous avez sans doute besoin d'effets pour le voyage. Oui, certainement. De plus, il faut prévenir mon ordonnance, qui, sans nouvelles de moi, s'inquiéterait et alerterait mon aide de camp à l'école militaire. Vous avez raison. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir rédiger un billet à son intention pour lui préciser ce dont vous avez besoin et que nous vous apporterons. Et d'autre part, de lui écrire que vous partez pour un voyage de 2 semaines et qu'il attende tranquillement votre retour. Bien, très bien. Puis-je suggérer d'envoyer également un billet à Mademoiselle Duruy pour insister sur le fait qu'elle doit garder un secret absolu sur tout ce qu'elle a vu ou entendu. Je ne sais pas où la joindre.
Nous saurons bien la trouver. Il est probable qu'elle est descendue chez Madame de Croissy. Ne trouvez-vous pas que Mademoiselle Duruy a été suffisamment dérangée par cette affaire? Il y va de sa liberté et de celle de son père. Vous le croyez vraiment? Le duc d'Otrante ne plaisante pas souvent. C'est divin. Le paradis après l'enfer. C'est drôle ce que dit mademoiselle Clarisse. Quand je servais chez les sœurs à Pontoise, elle disait comme ça que prendre un bain sans chemise, c'était péché mortel et qu'on allait tout droit en enfer. Et pourquoi donc? Parce qu'elle disait, le bon Dieu veut pas qu'on voie son corps. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Alors, c'est monsieur Maxime qui est en voyage? Il reviendra. J'espère bien. Madame était si contente qu'il loge ici. Je la comprends. Moi aussi. Toi aussi? Je vais vous dire, mademoiselle Clarisse. Votre sœur, elle a bien de la chance d'être fiancée avec lui. Moi, j'ai jamais rencontré un homme plus beau, plus gentil. Gentil? Peut-être. Gentil. Gentilhomme. Dans le fond, pourquoi pas? J'en ai jamais rencontré un qui me plaise autant. Confidence pour confidence, Jeannette. Moi non plus. Je vais chercher une serviette chaude. J'ai un message pour monsieur Leroux, à remettre en personne. Je viens avec vous. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe encore, bon Dieu de bon Dieu? Henriette! Henriette! J'ai reçu un courrier de Paris. Clarisse est vivante, saine et sauve. Mon Dieu, soigne-moi! Va vite prévenir Odile, dépêche-toi. J'y vais, j'y vais. Odile! 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 Ta sœur est saine et sauve! C'est-il point qu'on aurait retrouvé notre demoiselle? Oui, Amédée, nous avons retrouvé notre demoiselle. Ma chère marraine, mon cher Maurice, vite que je vous donne de mes bonnes nouvelles. Le voyage par la poste, pourtant long et chaotique, m'a paru délicieux comparé à l'aller entre les mains de ces brigands. Vous imaginez sans peine ce que furent les retrouvailles, grandes embrassades, attendrissements, larmes, récits interminables, sans cesse redemandés et sans cesse répétés. Grosse femme qui était assise avec un fusil sur les genoux et qui me regardait alors d'un air complètement stupide. Et maintenant, la vie a repris comme autrefois, dans la douceur du printemps revenu.
Mon père a voulu qu'on ménage Odile, fort secouée par les événements. Pour elle, mon enlèvement a été une erreur de la police, trompée par une dénonciation mensongère. Tout s'est arrangé et on m'a fait des excuses. Il est inutile qu'elle sache que père a été en danger, ni qu'elle apprenne le rôle de Maxime, le marché de Fouché et sa mission. Elle croit simplement qu'il est en voyage pour des raisons militaires. Je n'étais pas certaine qu'il faille, à ce point, considérer Odile comme une petite fille. Elle va tout de même avoir 20 ans. Mais puisque mon père en avait décidé ainsi, je ne pouvais que m'incliner. Charles a tort. Il la traite comme une enfant alors que c'est une femme. Il a raison. Si j'avais été à sa place, j'agirais de la même façon. Et pourquoi donc, mon cher? Dieu merci. Odile n'a pas été mêlée à ces événements. À quoi servirait-il aujourd'hui de lui donner des frayeurs inutiles? À devenir adulte? Allons. On devient toujours adulte assez tôt. En s'étant troublé, on ne devient jamais adulte assez tôt. Regarde Clarisse. Si elle n'avait pas eu le caractère aussi bien trempé, elle n'aurait pas surmonté avec autant de force les épreuves qu'elle vient de traverser. J'admire beaucoup Clarisse, sincèrement. Mais Odile, c'est tout autre chose. Il faut la laisser être elle-même, même si elle est fragile, même si elle doit être protégée avec beaucoup de soin, beaucoup de tendresse. Toi, tu es amoureux d'elle. Mais non. Mais si. Pourquoi t'en défends-tu? Odile est la fiancée de Maxime. Maxime est mon ami et un ami qui m'honore de sa confiance. Je ne tromperai ni cette confiance, ni cette amitié. Tu bien ennuyé. Gaat u zitten, mevrouw komt zo. Dank u, dank u. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Merci, merci. Mais qu'est-ce qu'elle vous avait dit? De faire comme chez nous, que la maîtresse de maison allait venir. Vous parlez hollandais? Non, non. Anglais et allemand. J'ai été cadet à l'armée de Coblence. Alors, entre les deux... Oh, messieurs, quel plaisir de vous voir bien arrivé. Je vous souhaite le bienvenu. Madame. Madame. Monsieur Victor de Miron, je devine? Ah, non, Robert Germain. Voici Monsieur Victor de... Oh, ça est très comique. Vous avez la tête de Victor de la Miron et vous de Robert Germain. C'est très comique. Mais savez-vous, je ne crois pas du tout au Miron et au Germain. Je sais très bien que vous appelez pas Robert Germain. Les Français ils viennent toujours ici avec les faux noms. Ça me fait rire beaucoup, mais mon ami le duc d'Otrante peut compter sur mon discrétion. Nous savons, madame, que nous sommes en sécurité chez vous. Ça, vous pouvez être tranquille.
Bien, on va servir le chocolat et les petits gâteaux. Et je vais préparer vos chambres. Mais vous êtes en avance, je vous attendais que demain. Mais nous avons brûlé les étapes, chère madame. Oh, un incendie? Vous n'avez pas eu de brûlure, j'espère? Non, mon ami veut dire que nous avons fait très vite, que nous nous sommes peu arrêtés. Ah, ça c'est mieux. Bien, je vous laisse. Je reviens tout de suite. Charmante personne. Un peu inattendue. L'essentiel est que l'adresse soit sûre. Elle est vraiment amie du duc d'Otrante? Pas du tout. Elle ne l'a jamais rencontré. Mais puisqu'elle reçoit ses amis, elle se considère comme son amie. En réalité, elle a perdu son mari qui était armataire il y a voici 2 ans. Quand il est mort, ruiné par le blocus, elle a cherché comment continuer à assurer son train de vie. D'abord, elle a donné un peu dans la galanterie, discrète et de bon ton, de riches visiteurs qui savaient faire de beaux cadeaux, mais... Avec de la galanterie tout de même. Exactement. Et puis un jour, un de ces généreux clients s'est trouvé être un personnage important de notre honorable maison. Il a pensé, à juste titre, que Madame Potter pourrait être une excellente adresse pour nos différents courriers et fournir un gîte confortable et discret à nos agents de passage. C'est vrai que le gîte n'a pas l'air désagréable. Vous voyez, monsieur le comte, vous commencez à prendre goût à votre mission. Non, non, monsieur Cazotte, je ne prends pas goût à ma mission. Mais puisque je n'ai pas le choix, je tente de ne voir que le bon côté des choses. Je suis désolé de vous décevoir. N'ayez crainte. Il suffit que vous ne manifestiez pas d'humeur et que nous puissions mener à bien notre entreprise. Que devons-nous faire maintenant? Rien. Rien? C'est-à-dire? Quelqu'un doit se manifester. Nous n'avons qu'à attendre. Sans nous faire remarquer. Ce qui ne sera pas difficile dans cette ville en liesse où tout le monde est occupé par les festivités que donne le roi Louis pour honorer l'empereur et la nouvelle impératrice. On ne parle que des feux d'artifice qui auront lieu demain soir. Eh bien, attendons le chocolat et le feu d'artifice. Qu'est-ce que c'est? Nous avons de la visite. Monsieur? Am I speaking to the Comte d'Aurillac? Who are you? Here is my passport, establishing my identity. And this is a letter from Lady Kinley, accrediting me as her go-between. Quel bonheur d'avoir de tes nouvelles. Tu peux avoir toute confiance dans la personne qui te remettra ce billet. Oh no. You may keep it. Thank you. Everything seems in order. Pourrais-je savoir ce qui se passe? L'honorable gentleman ici présent m'a montré son passeport et m'a remis une lettre de ma sœur le désignant comme son messager. Parfait, parfait. And now? May I see your right hand? I beg your pardon? Your hand, please. Would you mind taking off your signet ring? By all means.
Thank you, sir. Well, if you're not a murderer, you're Maxime Doriac, all right. Que dit-il? Que si je ne suis pas un assassin, je suis bien Maxime Doriac. Tiens, et pourquoi donc? Je vous expliquerai tout à l'heure. And what will be the next step? Maintenant, nous savons que vous êtes bien vous-même et que je suis bien moi-même. C'est important, non? Vous parlez français? Parfois je parle, parfois je parle pas, mais toujours je comprends. Bref, demain, un négociateur. Un négociateur? C'est cela même. Un négociateur, avec les instructions de Lord Kinley, embarquera à Ipswich pour Amsterdam sur un navire danois. Il devrait arriver avant la fin de la semaine, mais cela dépendra de la traversée. De la traversée et de vos frégates. Mais dès qu'il sera arrivé, je viendrai vous avertir et nous organiserons notre premier rendez-vous. Très bien, je serai à votre disposition. Est-ce tout? Oui. And I thank you kindly for your welcome. Nothing. Monsieur Cazot, auriez-vous l'obligeance de reconduire monsieur? Bien sûr. Par ici, monsieur. Good night, sir. Good night, sir, and see you soon. Je forme des vœux pour que cette entreprise réussisse. Et rien ne saurait être plus précieux que le retour de la paix entre nos deux malheureux pays. Mon mari le pense aussi et fera tout pour aller au-devant de tes généreuses intentions. Ma joie serait infinie si je pouvais enfin te serrer sur mon cœur. Ton Antoinette qui t'aime. Mes généreuses intentions. Eh bien, nos affaires sont en bonne voie. Ah, vous croyez? Hippolyte Cazot a du flair. Ça, je n'en doute pas. Et permettez-moi de vous féliciter, vous avez été parfait. Et je m'y connais, vous avez le don. Vous me comblez, mon cher Cazot. Mais pourquoi vous a-t-il dit que si vous n'étiez pas un assassin, vous étiez bien vous? Et que vient faire cette bague? C'est une bague que ma sœur m'a donnée il y a très longtemps. Elle lui avait révélé une inscription à l'intérieur, il a vérifié. Alors, ou c'était bien moi, ou c'était quelqu'un qui m'aurait tué et qui aurait pris cette bague. Vous auriez pu la vendre. De toute façon, c'est bien que jamais je ne vendrai cette bague. Je plaisantais. J'espère bien. Bon. Eh bien, nous reparlerons de tout ça demain. Je vous laisse. Bonsoir, monsieur le comte. Bonsoir, monsieur Cazot. Cornelia, waar ga je heen? Mevrouw, ik het ontbijt bij meneer. Welke meneer? Grote meneer. Die andere is om 7 uur de keuken gekomen en heeft gegeten als een paard. Nou, geef dat plat maar. Ik zal het zelf naar boven brengen. Goed, mevrouw. Qu'est-ce que c'est? Mais, qu'est-ce que c'est cette grand paresseux qui dort encore? Oh, quoi, est-il déjà si tard, chère madame? Mais 9 heures, c'est tard pour un militaire. Quoi? Qu'est-ce qui peut vous faire croire que je suis militaire? Oh, vous marchez comme un cavalier. Et aujourd'hui, tous les cavaliers sont militaires. C'est vous qui le dites. En fait, je suis négociant en... Ah, vous voyez, vous vous souvenez même plus de qu'est-ce que vous vendez, monsieur... comment? Robert? Chère madame, j'aimerais ne pas avoir à vous rappeler que vous devez respecter mon incognito. C'est la règle du jeu. Mais je respecte, monsieur Incognito. Mais je suis sûre que vous êtes militaire et que vous êtes venu pour enlever une princesse. Hélas, le but de mon voyage est moins romanesque. Quoi qu'il en soit, mon ami et moi comptons sur votre discrétion. Mais vous pouvez être tranquille. Je vois rien, j'entends rien. Le monsieur qui est venu hier soir, je l'ai pas vu et j'ai pas entendu qu'il était anglais.
Monsieur, quel monsieur? J'ai pas vu de monsieur. Mais moi non plus. Je lui ai tout simplement ouvert la porte. Oh, le chocolat va être toute froide. Ah, tenez. Il y a de bonnes brioches qui sont faites à la maison. Délicieuse. À propos du monsieur anglais, savez-vous ce que signifie en français tirer les vers du nez? Non. Quelque chose un petit peu sale, je crois, non? Sale ou pas sale, avec moi, vous ne saurez rien. Mais non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout, vos petits secrets. J'aimerais mieux savoir ce que c'est que ça. Alors ça? Oui, ça. Monsieur le négociant? Well, un mari jaloux? Simplement une dispute un peu animée avec un hussard. Près d'une petite ville de Prusse orientale du nom de Friedland. Oh, et vous avez beaucoup de petites disputes comme ça? Oh, meneer Robert! Lieve Frankrijk! Oh, vive la France! Oh, wat hebben we het toch goed, hè? Décidément, il n'y a que dans la police qu'on est sérieux. Odile! Clarisse! Le goûter! Venez, vite! Est-ce que quelqu'un veut encore de la tarte? Oui, oui. Moi aussi. Bien. Et toi, Clarisse? Non, merci. Quand je serai grand, est-ce que quoi, Nicolas? est-ce que je serai soldat avec un bel uniforme, comme ceux qui étaient là l'année dernière? Bien sûr. Tu chargeras dans la mitraille et tu deviendras un héros. Odile, ne mets pas des horreurs dans la tête de ce pauvre garçon. Moi, je vais être soldat, sur un cheval. Quand tu seras grand, il n'y aura plus de guerre. Et tu n'auras pas besoin d'être soldat. Il n'y aura plus de belles batailles? J'espère bien que non. Clarisse, tous les garçons ont envie de voir de belles batailles. Bien sûr. Puisque les seuls journaux qui arrivent dans les campagnes sont les bulletins de la Grande Armée. Ce n'est pas une raison pour lui dire que la guerre est une bonne chose. Je n'ai pas dit ça. Moi, heureusement que j'ai eu que des filles. Les batailles, c'est pas comme les citoyens croient que c'est. C'est comme un point de vue. Tu as été à une bataille, monsieur Amédée? Par Dieu, pour sûr, mon petit haut. Moi qui te parle, j'étais à Valmy. J'ai rien vu. J'ai même pas compris qui avait gagné. J'avais plus qu'un soulier et j'avais l'autre pied tout pourri. Il me fait encore mal quand il gèle. Mais laisse-nous tranquille avec ton pied. Le matin, il y avait du brouillard, on voyait rien. On entendait juste le canon. À midi, quand le soleil s'est levé, on a vu les Prussiens qui arrivaient, bien rangés, le fusil sur l'épaule. On a tous crié « Vive la nation !» Alors les Prussiens ont fait demi-tour, ils sont repartis dans l'autre sens. J'ai même pas compris pourquoi, vu que puisqu'ils étaient Prussiens, ils pouvaient pas comprendre ce qu'on leur disait. Citoyens, nous pouvons bouleverser les empires par des victoires, mais nous le ferons des... Citoyens, nous pouvons bouleverser les empires par des victoires, mais nous ne ferons des révolutions chez les peuples que par le spectacle de notre bonheur. Nous voulons renverser les trônes. Prouvons que nous savons être heureux avec une république. Il ne suffit pas de faire des lois justes,
ni de graver de nobles principes au fronton de nos assemblées. Il faut montrer par l'exemple la félicité de la nation. Ainsi, plus que par le succès des armes, nous montrerons à l'univers les vertus de la République. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme-là? Elle a dit un beau couple, fière allure, cette gentilhomme. Man de mes ancêtres. Pardon? Oh, rien. Je pensais que je jouais une étrange comédie. Oh, tu vois, on nous prend pour un couple de jeunes mariés. Elle sait. Crois-tu que le bonheur conjugal se peigne sur nos visages? Le quoi? Le bonheur conjugal? Ah! Oh, moi, je crois pas ça. Avec mon mari, j'étais pas heureuse du tout. Il se levait à 6 heures, travaillait toute la journée et à 9 heures au lit, ronflant. Et par-dessus le marché, il est mort ruiné? Bah, ça te fait rire. Oh oui, pardon. Oui, tout chez toi me fait rire. Mais est-ce que je dois me fâcher? Mais non, non, c'est la gaieté qui me plaît en toi. Alors ne la perds pas, surtout. Ah, vous voilà. Oui, voilà. Mais dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air bien agité. C'est le drame, la catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est, le catastrophe? L'empereur a parlé à son frère. Quoi de plus naturel? Le frère a gaffé. Gaffé? Quoi? L'empereur a fait une colère terrible. Il est reparti sur le champ pour Paris, plantant là l'impératrice et les festivités. Nous sommes perdus. Perdus pourquoi? Mais il a découvert le poteau rose. L'empereur a trouvé un pot? Non, non, je vous en prie, Elsie, ne compliquez pas les choses. Et vous, expliquez-vous, Cazotte. Cassotte? Oui, oui, madame, je m'appelle Victor Cazotte de Miron. Oui, oui, on ne va pas s'attarder à ces détails. Voyons, quel rapport y a-t-il entre la colère de l'empereur et notre mission? Ben, venez par là. Excusez-nous, madame. Pardon. Monsieur le comte, il faut que je vous explique. Le roi Louis a tout raconté à l'empereur, croyant qu'il savait. Et qu'il savait quoi? Eh ben, la négociation. Écoutez, Cazotte, je sais que notre mission est secrète, mais officielle. Non. Comment non? L'empereur n'était pas au courant? Non. Vous voulez dire que le duc d'Otrante... Oui. Ça, c'est la meilleure. Mais non, non, c'est la pire. Il faut partir tout de suite, effacer toute trace de notre voyage. Puisqu'il faut partir, partons. Oui. Ma chère amie, nous devons partir tout de suite. Que dis-je partir? Nous sauver. Mon Dieu, mais pourquoi? Les impératifs du service, madame. Bon, ne perdons pas de temps. Cazotte, nous avons une voiture? Non, la berline ne revient pas demain. Elle sait, on peut trouver des chevaux? Des chevaux, Vivi, naturellement. Et nos bagages? Ils suivront avec la voiture. Nous ferons un petit paluchon et hop, en selle. Vous savez monter, Cazotte? Coussi coussa. Non, ça suffira. Allez, ne perdons pas de temps. Il me tarde d'être sorti de ce guépier. Allez, continuez, Cazotte, je vais voir ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais m'évanouir. Mais non. Je voudrais bien m'évanouir. Oui, je vous en sais gré, elle sait, mais votre robuste santé vous en interdit jusqu'au simulacre. Oh, hélas. Non, c'est vrai, vous devez partir. Oui, 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 absolument. Je voudrais une dernière faveur. Nous n'avons pas le temps. Mais non, pas ça. Ah, alors quoi? Je voudrais connaître votre prénom. Le vrai. Non, pas question. S'il te plaît. Oui, il est vrai que maintenant, quelle importance. C'est très important pour moi. Je te le dirai tout à l'heure, juste avant de partir. Voor een keertje dat ik iemand aardig vond.
Nous avons galopé jusqu'à Nimègue, où nous avons attrapé la poste d'extrême justesse. Ensuite, à Anvers, nous avons trouvé une berline pour Bruxelles. Nous avons lanterné encore 2 jours. Enfin, ce matin, le sieur Hippolyte Cazotte m'a déposé ici, me disant de faire le mort et de nier avoir jamais mis les pieds en Hollande. A-t-on jamais vu une aventure plus ridicule? Le pire, c'est que je n'ai pas compris grand-chose à cette comédie. Mon cher Maxime, avec un peu de recul, tout s'explique aisément. Fouché avait en effet conçu un projet téméraire, celui de poursuivre les négociations de son propre chef, quoiqu'en apparence au nom de l'empereur. Mais c'était lui seul qui tirait les ficelles. Aventure folle, abus impudent de sa fonction ministérielle. Mais les secrets de ce genre, les manœuvres enchevêtrées qui mystifient tout le monde, nous savons bien que c'est là sa passion naturelle. Mais quel était son but politique? Apparaître soudainement comme un Deus ex machina. Et dire un jour à l'empereur, voici la paix avec l'Angleterre. Ce que tout le monde voulait, ce que ni vous, ni vos diplomates n'ont réussi, moi, Fouché, duc d'Otrante, je l'ai obtenu par mon intelligence et mon génie personnel. Et dire que j'ai été mêlé à cette folie. Folie, oui, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Le roi Louis, qui avait été associé à la première négociation, ne savait même pas qu'elle avait été interrompue. Aussi a-t-il trouvé naturel de demander à l'empereur, son frère, si l'entente progressait. Alors, le tonnerre a éclaté. C'est-à-dire? Le tonnerre est rentré à Paris, a réuni le Conseil des ministres sans Fouché, et il y a éclaté de nouveau. Le soir même, il convoquait Savary et lui disait: vous êtes ministre de la police, prêtez serment et commencez votre travail. Le pauvre était tout surpris. Et alors? Alors, le duc d'Otrante ne s'est pas encore avoué battu. Il a voulu jouer un tour à son successeur. Avant de quitter le ministère, il avait brûlé ou emporté les archives les plus importantes. Savary s'est trouvé complètement ridicule. Et Paris tout entier a ri de la bonne farce. Et l'empereur? Lui, il n'a pas ri du tout. Il a fait sommer Fouché de tout restituer, mais celui-ci se défile, fait la sourde oreille. On ne sait même plus où il est. À Paris, en son château de Ferrières ou ailleurs. On en était là ce matin. J'ai un devoir de loyauté vis-à-vis de l'empereur. Je suis quand même colonel dans l'armée impériale. Que pensez-vous que je dois faire? Rien. Ne brisez pas votre carrière pour une affaire où vous n'avez été que la victime d'un chantage. Vous passerez entre les gouttes. Fouché ne peut plus rien contre vous, et votre Cazotte se gardera bien de parler. Croyez-moi, Maxime, bientôt tout cela sera comme quelque chose qui n'a pas existé. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Mais je vais vous surprendre, Maurice. Je ne garde pas un mauvais souvenir de ce rêve.
Tu te souviens quand on avait découvert le passage? Tu avais 15 ans, moi 10. Je me souviens. On s'était bien amusé. Oui. On avait très peur de trouver un squelette, quelque chose d'horrible. Il n'y avait rien que 3 souris et un vieux râteau. Une vieille fourche. Peut-être. Tu crois que Maxime a souvent pris ce passage? Une fois. Le dernier jour? Oui, Odile. Le dernier jour. J'ai l'impression de vieillir de plusieurs années. Comme ça, d'un seul coup. L'amour, Clarisse, c'est quand même quelque chose de très beau et de très exaltant, même s'il n'est pas sans partage. Je t'aime, Odile. Ne laissons pas Maxime nous séparer. Maxime d'Aurillac, sollicité par Clarisse, a accepté de se dévouer pour sauver son père Charles Duruy, menacé d'arrestation par Fouché. Le voilà embarqué dans une rocambolesque mission en Hollande, où il doit négocier avec les Anglais en cachette de l'empereur. La négociation est à peine commencée que Napoléon découvre le pot aux roses. Maxime n'a plus qu'à galoper jusqu'à Paris, où Fouché vient d'être destitué. Mais il n'est pas au bout de ses peines. C'est ce qu'écrit le fidèle Maurice de Croissy dans une lettre qui arrive à Angoulême le 13 juin 1810. Je me moque des malheurs de M. Fouché, j'aurais même plutôt tendance à m'en réjouir. Il s'est enfui comme un rat, on ne sait même pas où il est. Mais sa femme a cédé. Elle a restitué tous les documents et parmi eux, on a saisi une correspondance où il est question de Maxime. Savary, le nouveau ministre de la police, a donné ordre de le faire arrêter. De le faire arrêter? Oui. Pour l'instant, Maurice l'a caché dans une petite maison qu'il possède près de Saint-Germain. Il risque gros. Tous les deux. Cette fois-ci, la plaisanterie tourne vraiment mal. Maxime est en danger. Nous devons lui porter secours. Il y a aussi Odile. Elle ne se doute de rien. Elle croit Maxime en voyage. Que proposes-tu? De lui dire la vérité. Toute la vérité. Ça fait 1 heure qu'il lui parle à la petite. Et de quoi qu'il lui parle? Je sais pas trop. Oh, ça doit être de M. Maxime. Mais pas de bonnes nouvelles. Faut voir la tête de notre Odile. Je suis sûr qu'ils lui disent des méchancetés. Mais pourquoi qu'il lui dirait des méchancetés? Pour la fâcher, pour sûr. Oh, tu es trop bête, Amédée. Tu comprends rien à rien. Tout ce que je comprends, c'est que chaque fois qu'arrive un courrier, ça tourne plus rond dans la maison. Peste soit de toi. Toujours à chauffer les oreilles du pauvre monde. Ouais. Je suis sûr que c'est toujours Amédée qui a tort. Voilà, ma chère fille. Ta sœur et moi, nous avons fait de notre mieux pour t'apprendre ce que tu ignorais. Crois bien que nous t'avons jamais rien dissimulé que par souci d'épargner ta jeunesse et ta tranquillité. Maintenant, tu en sais autant que nous.
J'imagine bien que tout cela n'était pas très agréable. Mais nous n'avions que trop tardé à te traiter en adulte. Tu devrais aller voir où elle est, ce qu'elle fait. Je crois qu'il vaut mieux la laisser seule. Elle a besoin de réfléchir, de mettre en ordre dans sa tête tout ce que nous venons de lui apprendre. Nous avons vécu ces événements au jour le jour, nous avons eu le temps de nous habituer. Elle, c'est tout d'un coup les obscurités et les secrets d'une année entière qui lui sont révélés. Il est normal qu'elle ait un choc. Il y a une belle nuit. Claire. Douce. Propice à la réflexion. Tout à l'heure, je n'aurais pas pu prononcer une parole. Mais maintenant, si vous voulez bien m'écouter, je vais à mon tour vous dire tout ce que je pense. Nous t'écoutons, Odile. Bien entendu, je suis glacée d'horreur par la révélation de tout ce qui m'a été caché, de tout ce qui s'est passé derrière mon dos. J'ai beau me dire que dans votre esprit c'était pour mon bien, je n'en pense pas moins que vous avez eu tort. Mais tout ce qui est fait, ne revenons plus en arrière. Seul compte le sort de Maxime. Nous pensons comme toi, Odile. Tout à l'heure, avec Père, nous nous interrogions là-dessus. Que pouvons-nous faire pour Maxime, lui qui a tant fait pour nous? En ce qui me concerne, je n'ai pas oublié que je lui avais donné ma parole. Aujourd'hui, dans toute cette confusion, j'ignore quels sont ses sentiments à mon égard. Mais il n'importe. Ma place est auprès de lui. Que veux-tu dire? Que je veux aller le rejoindre, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Nous te l'avons déjà dit. Il se cache dans une petite maison près de Saint-Germain. J'irai me cacher avec lui. Il n'en est pas question. Ce n'est pas ta place et tu courrais un risque inutile. Je veux partir. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Vous devez m'y aider. Eh bien, nous partirons tous les trois. Fouché, pour l'instant, ne peut plus rien contre moi. Savary a d'autres chats fouettés. D'ailleurs, c'est un imbécile. Pour Maxime, je viens d'y penser. Je tâcherai de voir Cambacérès. J'ai bien connu, c'est même moi qui l'ai fait élire président de la Convention. Je m'en repens encore. Quel pouvoir a-t-il? Officiellement, c'est le deuxième personnage du régime. S'il le veut, il peut arranger l'affaire. Alors on part? Oui, le plus vite possible. Nous demanderons l'hospitalité à Madame de Croissy. Je ne pense pas qu'elle nous la refusera. Certainement pas. Sa maison est grande et plus elle est remplie, plus elle est contente. Bon, eh bien maintenant que les décisions sont prises, tout reste à faire. Il faut que d'ici une semaine, nous soyons en route. Mon père, je vous remercie. Et si j'étais un peu véhémente, je m'en excuse. Ne t'excuse pas, ma petite fille, tout est bien. Nous voilà tous réunis maintenant sur le même bateau.
cher Charles, que d'années, que d'années. Eh oui, Émilie, un siècle, mais vous n'avez pas changé, vous êtes la même. Hélas, hélas, je suis infirme. Oh, je ne vaux guère mieux. Allons donc, vous êtes svelte comme un jeune homme. Et voilà cette chère Odile dont j'ai tant entendu parler. Allez, pas de cérémonie, viens m'embrasser. Et revoilà ma chère filleule. En meilleur état que la dernière fois, mais toujours inquiète. Oui, moi aussi, moi aussi. Que c'est gentil à vous de nous recevoir. Allons donc, c'est la moindre des choses. Maintenant, mon cher Charles, nous avons du pain sur la planche. Vous allez d'abord vous installer et vous reposer. Ce soir, nous passerons aux choses sérieuses. Que proposez-vous? Maurice a pris l'initiative de réunir tout le monde. C'est-à-dire lui, nous tous, et le capitaine Le Hénin, qui a été mis dans la confidence à la demande de Maxime. Ce soir, nous tiendrons une sorte de conseil de guerre. Maxime est mon ami le plus cher et je sais bien qu'il n'a rien à se reprocher, qui aurait pu éviter le piège dans lequel il est tombé. Notre devoir est de tout faire pour essayer de le sortir de ce mauvais pas. Cela étant dit, je ne vous cacherai pas qu'il s'est mis dans une situation périlleuse et que l'enjeu est grave. Militairement parlant, que croyez-vous qu'il risque? J'ai déjà reçu la visite de la police à l'école militaire. Ils m'ont demandé, discrètement je dois le dire, si je savais où il était. J'ai répondu qu'il était en permission pour 1 mois et que je pensais qu'il était dans ses terres en Auvergne. Si Savary met la main sur lui et le fait passer en jugement devant un tribunal militaire, son affaire n'est pas bonne. Que peut-on retenir contre lui? Officier en permission, il s'est laissé entraîner dans une mission secrète, ourdi dans le dos de l'empereur par un ministre aujourd'hui destitué et en fuite. C'est un cas de forfaiture caractérisé. Il risque gros. À tout le moins d'être dégradé et chassé de l'armée. Pour lui, ce serait pire que la mort. Vous avez raison, mademoiselle. Maxime est avant tout un soldat. Je vais vous dire ma conviction. Le plus heureux qu'il puisse lui arriver, c'est d'échapper à la prison. Charles, vous aviez une idée. Oui, rencontré Cambacérès. Je l'ai bien connu, il y avait même une certaine amitié entre nous. L'évolution des événements nous a séparés, mais je suis sûr que si je pouvais lui parler, j'obtiendrais qu'il intervienne. Et je suis persuadé qu'il faut frapper haut. C'est une excellente idée. J'en suis sûre. Nous avons encore un détail à régler. Ma fille Odile veut absolument aller voir Maxime. N'est-ce pas, Odile? Oui, mon père. C'est mon devoir et mon désir. Excusez-moi d'intervenir, mais cette visite ne serait-elle pas dangereuse? Mademoiselle Duruy risque d'être suivie. Cela est vrai. Je crois qu'il faut aider ma sœur à respecter son vœu. Je m'en suis déjà entretenue avec Maurice. N'est-ce pas, Maurice? Oui. Nous avons un plan. Ces demoiselles iront à pied jusqu'au ministère des Affaires étrangères. 10 minutes plus tard, Clarisse ressortira par la même porte pour brouiller les pistes. Au même moment, par une autre porte, je sortirai en voiture avec mademoiselle Odile et je ferai le voyage avec elle. Et si malgré toutes ces précautions, vous êtes suivi? Si vous vouliez nous aider, capitaine, vous pourriez les rejoindre avant le champ de Mars et trotter avec eux pour vérifier si la voie est vraiment libre. Si tout va bien, vous feriez demi-tour à la poterne de Boulogne. À ce moment, nous prendrions la direction de Saint-Germain par un chemin inhabituel. Vaucresson, Louvciennes. Qu'en pensez-vous? Dans ces conditions, je suis d'accord. Merci, capitaine. Merci à tous de m'aider à tenir ma parole. Vous me soulagez d'un grand poids. Quand je pense à Maxime, tout seul là-bas, sans nouvelles, injustement traqué, j'ai le cœur qui se serre. Soyez prudente. Si vous avez le moindre soupçon, la plus petite impression que vous êtes suivi, n'hésitez pas, faites demi-tour. Ne vous inquiétez pas, mon père, nous serons très prudentes. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est Maxime qui est en danger, pas nous. Ne lui enlevons aucune chance de s'en tirer. Nous ne ferons rien qui pourra compromettre sa sécurité, je vous le promets. Allez, maintenant. Allez-y. Ne faites pas tant. Maurice. Allons-y. Clarisse, Qu'est-ce qu'il y a? as-tu quelque chose à dire à Maxime? Moi? Oui. Tu as été ma messagère il y a 1 an. Je peux être la tienne aujourd'hui. Je n'ai plus rien à dire à Maxime.
En es-tu bien certaine? Je ne veux qu'une chose. Ton bonheur. Il s'en va. Je pense que tout est en ordre et que nous avons réussi la première partie de l'opération. Je le pense aussi. Maurice, Oui? je dois vous parler, je n'ose pas. Que se passe-t-il? Vous croyez que c'est bien ma visite que Maxime attend? Maxime n'attend rien. Il ne sait pas que vous venez le voir. Il ne sait même pas que vous êtes à Paris. Oui, bien sûr. Mais la personne dont il espère la visite, pensez-vous que ce soit bien moi? Que voulez-vous dire? Qu'il y a longtemps que je suis plus sûre de son cœur. Que depuis peu, je ne suis plus tellement du mien. Faites arrêter la voiture. Mais, Odile... Je vous en prie. Arrêtez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il, Odile? Se passe que je me suis attachée à lui pendant qu'il s'attachait à une autre. Vous savez bien qui. Je ne sais rien et je ne veux rien savoir. Il faut pourtant que vous sachiez que de vous connaître ne me facilite pas les choses. À quelle épreuve voulez-vous me soumettre, Odile? Aucune. Je ne veux plus me fermer les yeux ni me boucher les oreilles. Je vous vois, Maurice, et je vous entends. Comment pourrais-je prétendre le contraire? Vous oubliez où nous allons? Justement. J'ai décidé cette nuit que j'allais rendre sa parole à Maxime. Il ne faut pas jouer avec mes sentiments, Odile. J'ai accepté de me taire. Ne rendez pas ma situation trop difficile. Justement, je la rends plus claire. Dites au cocher de faire demi-tour. Réfléchissez, vous ne pouvez... C'est tout réfléchi, ce n'est pas moi qui dois aller auprès de Maxime, c'est Clarisse. Parce que c'est elle qui l'aime. Je n'en suis pas malheureuse, Maurice, puisque vous êtes là. Odile... La première fois que je vous ai vu, j'ai vu comme une lumière. Mais je n'étais pas dans l'état de m'avouer à moi-même que c'était vous que j'attendais depuis toujours. Moi aussi. Dès que je vous ai vu, j'ai été ébloui. J'ai compris que c'était vous l'amour, et personne d'autre. Que pouvais-je faire? Rien, je sais. Mais aujourd'hui, tout est net. Tout est possible. Tiens, mademoiselle Odile. Je vous croyais partie pour la journée. Bien, vous voyez, Jeannette, nous sommes revenus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'y avons pas été. Pas été? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment vous êtes là? Nous avons fait demi-tour. Et qu'est-il arrivé? Le Hénin est passé pour nous dire qu'il vous avait quitté à vos croissants et que tout allait bien. Tout allait bien. Alors? Nous avons fait demi-tour volontairement. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te parle, c'est très important. Bon, viens avec moi dans le petit salon. Il faut que je vous parle aussi, monsieur. Ah oui, en effet, tout ça demande quelques explications. Venez par là.
passe ici. Ma chère marraine, pouvons-nous être seuls un instant, Odile et moi? Mais bien sûr. Non, chère amie, ce n'est vraiment pas le moment. Ah, pardon. Bah, qu'est-ce que madame fait là? Je fais que je suis très contente. Mademoiselle Clarisse. Ah, sacré Dieu, ça fait grand plaisir de vous revoir. C'est notre colonel qui va être content. Léonard. Bonjour, Léonard. Moi aussi, ça me fait bien plaisir de vous voir. Il est là? Oui, je vous accompagne. Ah non, 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 je vais lui faire la surprise. C'est par là? Oui, tout droit, dans la salle au fond. Merci. Vous venez, Léonard? Non, je vous attends ici. Si, je vous assure. Je dois avoir beaucoup à vous dire. Comment va-t-il? Le pauvre, il se morfond. Patience, Léonard. Tout va peut-être s'arranger. Ah ben, ce serait grand temps, hein. Depuis le temps que ce manège dure. Pourquoi je ne peux même plus te serrer dans mes bras? Il s'agit bien de cela. Je suis venue pour te parler d'Odile. Ah non, ne me dis pas que c'est elle qui t'envoie. Si, justement. Allez. Assieds-toi là et parlons tranquillement. Quand à Angoulême, nous avons appris que tu étais recherché et que tu te cachais ici, Odile a dit « Ma place est auprès de Maxime. Je veux aller le rejoindre. » J'ai toujours dit qu'Odile était une belle âme. Ton ironie est malvenue, Maxime. Odile, elle, a toujours été fidèle à sa parole. Et avec toi, il y a du mérite. Bref. Bref, toute la famille a pris la route de Paris. Hier, accompagnée par Maurice, Odile est partie en voiture pour venir te voir. Elle s'est perdue en chemin? Non. À 3 lieues d'ici, elle a fait demi-tour. Motif? Elle a dit soudain à Maurice, « Ce n'est pas moi que Maxime espère, c'est Clarisse. » Elle a dit ça. Oui. Elle est très intelligente. Elle est rentrée à Paris. Et elle m'a demandé de venir te voir pour te dire qu'elle te rendait ta parole. Voilà, mon cher. Tu es débarrassé de cette jeune fille qui n'était pour toi que la dette d'un marché que je ne qualifierais pas. Mais moi, je ne regrette pas ce marché, comme tu dis. Mais en ce moment, toi, je te déteste. Tu es amère, cruelle, agressive. Mais n'empêche que si nous avons été l'un vers l'autre, avoue-le, c'est bien parce qu'il y avait entre nous... Peut-être. Mais je n'ai pas fini mon récit. Odile est amoureuse de Maurice. Ah? Et lui amoureux d'elle, je parie. Oui. Non, tu ne me surprends pas. Chaque fois que je l'ai entendu parler d'Odile, il se trahissait. Il était ému de devenir rouge. Tout cela est très bien. Maurice a demandé sa main à mon père. Qui n'a pas dit non et qui a eu raison. Jamais deux êtres n'ont été autant faits l'un pour l'autre.
La pureté épousera la loyauté. Tu parles sérieusement? Ah, absolument. Je suis ravi pour eux. Et si la décence ne me l'interdisait, je serais volontiers leur témoin devant l'autel. Maxime. Je ne plaisante pas. Odile était sublime vis-à-vis de moi. Et Maurice est un ami, comme on en rencontre rarement. Non, je ne puis que me réjouir de leur bonheur. Parfait. Eh bien, parlons de toi maintenant. Et tu y crois, toi? Oui. Cambacérès est très puissant. Je suis sûre que mon père le convaincra. Patiente encore un peu. Que fais-je d'autre? Je sais. Clarisse, Oui. tu ne veux pas rester avec moi cette nuit? Non. De toute façon, Léonard revient demain matin, il te raccompagnera. Non. J'ai besoin de toi. Pas aujourd'hui. Pourquoi? J'ai l'impression qu'une barrière s'est élevée entre toi et moi. Quand je te regarde, je vois les complications, les déloyautés, les tromperies. Et maintenant qu'Odile a donné sa parole ailleurs, nous sommes libres. Nous ne trompons plus personne. Justement. Plus de risques. Plus de secrets, plus de mystères. Qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons plus personne à trahir. Et la trahison n'était-elle pas notre lien le plus profond? Tu es folle. Non. Je vois clair. Notre aventure aujourd'hui n'est plus qu'une aventure. Et pour toi peut-être simplement une parmi d'autres. Tu te trompes. Je ne pense pas. De toute façon, je ne t'abandonnerai pas dans l'adversité. Tu as sauvé mon père et tes ennuis me concernent personnellement. Si cela est nécessaire, je reviendrai aussi souvent qu'il le faudra tant que tu ne seras pas tiré d'affaire. Tu peux compter sur moi. Mais en ce qui concerne les divertissements d'alcôve, non. Non, vraiment. Donc tu ne restes pas? Non. Je ne suis pas homme à quémander. Je sais. Mais je vais être de très mauvaise humeur. Je ne serai plus là. C'est sur Léonard que ça va retomber. Pauvre Léonard. Ah, les voilà. Je reviendrai demain en début de journée. Une belle cavalière. Votre Altesse, voici Monsieur Charles Duruy. Alors, citoyen Duruy, quel bon vent. Pas celui de l'histoire, hélas.
Assieds-toi, assieds-toi. Il y a si longtemps. Je ne saurais te dire la dernière fois. Moi non plus. En tout cas, pas depuis le 18 Brumaire. J'ai failli être déporté à la Guyane après l'affaire de la rue Nicaise, comme Jacob. Si j'avais su. J'étais ministre de la Justice. Je préférais m'expatrier et c'est... Charles, oui? Permets-moi de t'interrompre. La moindre des politesses avant de te recevoir était de me renseigner sur ton état. Savary m'a communiqué ton dossier et tu n'as plus guère de secret pour moi. Je sais que tu as vécu 3 ans à Genève et que tu habites maintenant à Angoulême, avec tes filles. Mais dis-moi, pourquoi Angoulême? Ma femme y avait une maison. C'est une retraite paisible. Et pourtant, t'étonnerais-je en te disant que j'y suis continuellement surveillé? La police perd son temps, Charles. Tu es trop intègre pour être dangereux. Être attaché à la République, n'est-ce pas être dangereux? Connais-tu le serment constitutionnel prononcé par Napoléon au Sacre? Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République et de respecter ses lois. Où vois-tu qu'il est interdit d'être attaché à la res publica? Régis, tu n'as pas changé. Jurisconsulte tu es né, jurisconsulte tu resteras. Si l'Empire, c'est la République, et que ton Napoléon l'a juré sur les évangiles, alors nous avons écrit l'histoire à l'envers. Cela mériterait discussion et exégèse. En avons-nous le temps ce matin? Je crains que non. Connais-tu l'objet de ma visite? Oui. Et le brave Savary, encore lui, m'a transmis toutes les pièces concernant Doriac. Tu n'as pas besoin de plaider sa cause, je ne demande qu'à te faire plaisir. J'ai une dette vis-à-vis de lui. Il m'a tiré des pattes de Fouché. Je sais. C'est une histoire absurde. Je connais bien les dessus et les dessous de cette fameuse négociation. L'empereur n'est pas au courant du détail d'Aurillac. Je l'ai vérifié moi-même avant de te voir, donc aucun danger de ce côté. Quant à Savary, il veut réduire l'affaire au minimum en faisant tout retomber sur Fouché qui s'est moqué de lui quand il lui a passé le ministère. Non, vraiment, aucun problème. J'ai déjà fait détruire les pièces. Tout ce qui pouvait compromettre ton protégé a disparu. D'ailleurs, je le connais, ton colonel Doriac. Je l'ai entrevu une fois à Fontainebleau, entre Bessières et Lannes. Je n'oublie jamais un visage de beau garçon. Donc il n'y a plus de poursuite? Rien, te dis-je. Il peut aller sans crainte reprendre son commandement. Je vais le faire convoquer pour lui annoncer moi-même les bonnes nouvelles, car tout de même, j'aimerais bien le voir de plus près. Régis, je te remercie. Je savais que je pouvais compter sur ton amitié, mais tu es allé au-delà de mes espérances. Et pour toi, ne veux-tu rien de particulier? Non. Un poste, une pension? Non, juste qu'on me laisse en paix à mes écritures et à ma réflexion. J'y veillerai. Il paraît que tu écris une histoire de la Convention. Oui, enfin, mon ambition est plus grande. Elle s'étend à toute la Révolution. Et où en es-tu? Au 16 Vendémiaire en Troyes. C'est octobre 94, si tu préfères. Cette date éveille peut-être en toi quelques souvenirs? Certes. À 11h du matin, tu as été élu président de la Convention nationale et tu as prononcé une adresse aux Français. C'est exact. Hélas, je n'en ai pas conservé le texte. J'en possède une copie, je peux t'en citer la péroraison de mémoire. C'est à peu près comme cela. Le temps est venu de vaincre par la fermeté et la sagesse. Il faut que le calme succède enfin à tant d'orages. Le vaisseau de la République, tant de fois abattu par la tempête, touche déjà au rivage. Gardez-vous de le repousser au milieu des écueils. 2 chemises de jour, 3 cache-cœurs, 4 jupons, la chemise de noces et
la matinée. Bon. Les gants, les bas, le col de ruban de satin et un collet de dentelle. Ah, il y a encore presque tous les chiffres à broder. Madame Puiseau viendra tantôt m'aider. Mon Dieu, je suis sûre qu'il manque la moitié du nécessaire. Moi aussi, on n'a pas idée de se marier si vite. Si tu savais, Henriette, comme je suis heureuse. C'est chose normale, ma petite chatte. Et Monsieur de Croissy fera un bon époux. Sinon, gare à lui. Maurice est le plus tendre et le plus attentionné des hommes. Et pourquoi donc que tu pars? Que tu nous quittes tous, toi, la petite de la maison. Pourquoi vous vous installez pas à Angoulême? Instruit comme il l'est, on lui trouvera bien un emploi à la préfecture ou à la mairie. Henriette, je t'ai déjà dit plusieurs fois que Maurice a été nommé à un poste diplomatique à Milan. C'est cela son métier, sa carrière. C'est une importante promotion hiérarchique. Et je dois aller là-bas pour le seconder. J'aurai une maison à tenir, des domestiques, des réceptions à offrir. Mais comment tu vas te faire comprendre par tous ces sauvages? Ce ne sont pas des sauvages. C'est une vieille civilisation, plus ancienne que la nôtre. Subtile, délicate. Beaucoup de gens parlent français. Puis moi, j'apprendrai l'italien. J'aurai de belles robes, j'irai au bal, à l'opéra. La belle affaire que tes Italiens. Va, je sais bien que tu nous oublieras vite. Mais non, Henriette. Tu sais bien qu'on n'oublie pas ceux qu'on aime. La Sainte Vierge t'entende. Mais pourquoi partir si vite? Le lendemain même des noces, comme des brigands après un mauvais coup. Maurice doit rejoindre son poste avant le 1er août. Je ne sais même pas si nous arriverons à temps. La route est longue et mauvaise. Je prierai pour toi. Même si tu ne le mérites pas. Tu me fais tant de peine. Allons, Henriette. Tu ne vas pas pleurer à 3 jours de mon mariage? Si, je vais pleurer. Non. Ma bonne Henriette. Je reviendrai te voir souvent. Tu sais bien que tu as été une seconde maman pour moi. Henriette. Je reviendrai. Je t'apporterai de beaux cadeaux. Ne pleure plus. Sinon, je vais pleurer aussi. Si mon père nous trouvait ainsi, il croirait que je suis devenue folle. Oh, ton père. Lui aussi, il va gémir. Déjà, il mange plus rien. Il faudra bien s'occuper de lui. Toi et Clarisse. Tiens, elle non plus, elle mange plus rien. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Il faut la comprendre. Elle m'inquiète. Elle est calme, gentille, résignée. Ça ne lui ressemble pas. Ma chère Odile, mon cher Maurice, mes chers enfants, mes chers amis, monsieur le curé, mes chers amis, il y a fort longtemps que je ne fais plus de discours, mais ce jour heureux m'offre une nouvelle tribune. Odile, ma fille bien-aimée, tu me quittes, mais celui qui te ravit à moi a toute mon affection et toute ma confiance, et tu n'aurais pu choisir meilleur compagnon pour cette longue et périlleuse traversée qu'est le mariage.
Je ne voudrais pas assombrir cette radieuse journée par les souvenirs mélancoliques. Mais comment, à cette heure, pourrais-je ne pas penser à celle qui n'est plus là et qui aurait vu avec tant de joie sa fille revêtir sa robe d'hyménée. J'ai élevé Clarisse et Odile dans le respect de sa mémoire. Il est juste qu'aujourd'hui, cette épouse bien-aimée, cette jeune mère sitôt disparue, soit présente dans nos cœurs. Je veux aussi remercier tous ceux qui sont là et sans qui la fête ne serait pas complète. Ma chère Émilie de Croatie, qui nous a tant aidés dans l'adversité. Notre chère Henriette, qui a pris soin de mes enfants avec un dévouement sans limite. Son mari Amédée, notre gardien laborieux et fidèle. Et enfin, ma grande Clarisse, qui est ma fierté et la vestale scrupuleuse de cette maison. Voilà, je ne peux pas empêcher plus longtemps Nicolas de manger son gâteau. À Odile et Maurice, tous mes vœux. À vous tous, ma reconnaissance. Charles, vous faites toujours d'aussi beaux discours. Je suis toute émue, moi. Je voudrais dire quelques mots. Je veux simplement, monsieur, vous remercier de vos vœux. Et vous répéter ce que vous savez déjà. Je n'épargnerai rien pour assurer le bonheur d'Odile. Ai-je besoin par ailleurs de dire ma gratitude à ma chère tante Émilie et à mon amie Clarisse, qui toujours fut mon allié, la profondeur de mon amitié. Je lève mon verre pour remercier chacun de sa sollicitude en ce jour béni des dieux, et vous me permettrez peut-être d'ajouter un nom au vôtre. C'est celui de Maxime d'Aurillac, sans qui, sans doute, nous ne serions pas là. Cher Maxime, j'espère maintenant que son affaire est réglée. Vous avez raison, Maurice, d'associer Maxime à nos vœux. J'aurais dû le faire. Il s'est conduit avec grandeur d'âme, nous ne devons jamais l'oublier. Et moi aussi, j'attends avec impatience de recevoir les meilleures nouvelles de lui. À Maxime. À Maxime. Maxime. La maison va me sembler bien vide sans Odile. Ça, la petite. Elle était tout le temps avec moi. Toujours fourrée à la cuisine pour bavarder. Et puis, elle faisait la leçon à Amédée. Il sait lire à présent. Comment peut-on à la fois être aussi heureuse et aussi malheureuse? Mais le bonheur l'emporte, Odile. Mais si cela était vrai, mon cher gendre, à tous ces peuples, nous aurions apporté l'égalité, la fraternité, sans leur enlever la liberté. Nous sommes toujours plus ou moins en état de guerre. La liberté reviendra avec la paix générale. Et puis tu reviendras. Bien sûr, je reviendrai. Et nous nous promènerons dans notre jardin. Mais ça ne sera plus jamais pareil. Ce que vous appelez des territoires occupés, c'est l'Empire français. Idée abstraite, utopie dangereuse. Ça, vous voyez, c'est la France. Ce sont ses frontières naturelles, telles que définies par la législative. Clarisse s'en charge. Vous savez, Clarisse, madame, avec elle, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Je ne veux pas vous décourager, Maurice. Pourtant, je sais que vos intentions sont bonnes et que vous désirez sincèrement la paix. Persévérez et en attendant, rendez Odile heureuse. Mais il sera heureux si tu es heureuse. Je l'espère. On la reconnaît plus. Je pense qu'elle a été très éprouvée
bouleversée par tous ces événements. Moi, je vous dis, madame, elle pense encore à l'autre. Celle-là aussi, je la regretterai. Je m'occuperai d'elle. Doucement. Fort. Asseyez-vous, colonel. J'ai hélas peu de temps à vous consacrer, mais je tenais absolument à vous voir en personne. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à votre Altesse. Ce n'est rien, j'ai été très heureux de pouvoir vous rendre ce petit service. Pour moi, il est immense. L'armée est ma seule vocation. Et sans votre Altesse, ma carrière eût été brisée. Elle ne le sera pas. Vous allez repartir pour l'Espagne. Vous savez qu'après un siège terrible, Saragosse a été enfin prise. Le général Verdier a été nommé gouverneur militaire de la ville. Il réclame un adjoint et des renforts de cavalerie. J'ai moi-même suggéré votre nom à l'empereur. Il a dit « Aurillac, un chasseur. » Oui, sire, il commande le 6e chasseur. Très bien, bonne idée, qu'il parte. Vous voyez, il vous envoie personnellement. Je suis très honoré de cette marque de confiance. Partez le plus vite possible. Votre régiment suivra. Je suis à vos ordres. J'ajouterai ceci, colonel. Le général Verdier est un brave, il a de la poigne, mais il est un peu, comment dirais-je, obtus. Vous voyez ce que je veux dire. Alors n'hésitez pas à prendre des initiatives, vous nous reviendrez général. J'y veillerai. Je ne vous perdrai pas de vue. Est-ce que tu peux me recopier le chapitre 2 jusque-là seulement? Tu vois, à partir de mars 93, une nouvelle loi permet de mobiliser 300 000 hommes. Je mettrai la Vendée, l'insurrection, et on reprendra ici, au portrait de Kléber. Celui-là, vous l'aimez bien? Oui, oui, je l'aimais bien avec son accent alsacien. Quand je suis venu à Cholet, comme commissaire aux armées, étonné de la résistance des Blancs, il me disait « Diable, les brigands se battent bien !» Je vous adore, mon père. Vous êtes si drôle quand vous le voulez. Oui, j'ai peu d'occasion de le vouloir. Je sais, mais vous n'êtes pas amer. Votre ironie n'est jamais méchante. Il y a très longtemps, on disait « méchéance », ce qui à l'origine voulait dire médiocrité. Oh, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je m'efforce de n'être pas trop méchant. Car à mon avis, la méchanceté est l'ennemi principal du progrès. Ah, mon père, comment se fait-il que vous soyez à la fois si ferme et si pondéré, alors que moi, je me laisse emporter par les événements sans jamais réfléchir aux conséquences? Tu as une grande volonté. Au service de quoi? De mes impulsions? De mes folies? J'y vais. Bonne chance. Maxime, quelle heureuse surprise. Je suis en route pour l'Espagne, j'ai fait un petit détour pour venir vous saluer et vous remercier. Asseyez-vous, vous n'avez pas à me remercier, Maxime, j'étais votre débiteur. C'est à cause de moi que vous êtes lancé dans cette ténébreuse aventure, je ne l'oublie pas. Il n'empêche que votre intervention auprès de Cambacérès a été déterminante. Il a obtenu de l'empereur lui-même que je sois envoyé en renfort auprès du gouverneur militaire de Saragosse. Tout est bien qui finit bien. Encore que, allez vous fourrer à nouveau dans ce guêpier. C'est mon destin, je suis soldat.
Et je n'ai pas le choix. Et puis, vous le savez, cher monsieur, je ne suis pas un homme de salon. J'ai besoin de grand air. Oui, Maxime, vous êtes un homme de grand air et qui gagne à être connu. Vous avez toujours eu mon estime et aujourd'hui, vous avez en plus mon amitié. Et j'espère bien avoir la vôtre. Vous l'avez. Et tout mon respect. Mais... ah, je tremble que cette amitié ne soit à nouveau mise à l'épreuve. Tremblez pas, elle est solide. Je vais... Oui? Je vais vous enlever Clarisse. Il est dans la nature des choses que je me retrouve seul dans cette maison. Trop grande pour ma personne, mais étroite pour mes souvenirs. J'y serais heureux si mes filles le sont ailleurs. Comment vous dire? Ne le dites pas. Je vais pouvoir enfin terminer mon histoire de la Révolution. Les petites faisaient beaucoup de bruit. Elles me dérangeaient à tout propos. Mais elles reviendront. Bien sûr. Mais vous voulez peut-être savoir où est Clarisse? Pourquoi elle n'est pas là? Elle fait une promenade avec le jeune Nicolas. C'est le fils de paysan voisin. Elle s'est attachée à ce gamin. Vous la trouverez du côté du bois de Naudin. Vous n'avez qu'à prendre le chemin derrière la maison. Ils ne doivent pas être bien loin. Tu imagines pourquoi je suis là, je suppose? Non. Non. Il s'agit d'un enlèvement? Je peux donner mon avis? Non. Ah bon? Bien, dans ces conditions, On va avoir une autre noce dans l'église. on va commencer par rentrer à la maison. Allez, hop, à cheval. Hop. En route.
maintenant que les petiotes sont partis. Pour sûr qu'on va vieillir. En somme, tu m'enlèves comme une fille et tu m'emportes dans tes bagages. J'aurais pu t'épouser dans la cathédrale d'Angoulême, t'installer dans ma maison de Saint-Cloud, te faire 5 enfants, et venir te voir en permission. Pour cela, on attendra que tu sois à la retraite. Alors, tout est bien. Il est temps que tu fasses connaissance d'Aramis. Avec joie. Arrêtez! Les chevaux. Thank you.